piazze e all'assistente di gruppi di Vaffalà, le letti, be piagge dell'emiciclo e ma principia ecco, a principiamo be piagge dunque ma bassa a un rapporto a nota convenzione di obiettivi e di mezzi tra lo Stato e la collettività di Corsica per rinforzare l'offerta di insegnamento bilingue e immersivo. Il cartolare deve essere presentato dal Presidente dell'Esecutivo. Abbiamo piacere di ricevere oggi il rettore. Saluto il rettore e tutta la sua squadra, tutti quelli che hanno lavorato a pro di insegnamento bilingue dell'educazione. A ringraziarvi per la vostra presenza e ora passo subito la parola al Presidente dell'Esecutivo. Signora Presidente dell'Assemblea di Corsica, care colleghe e colleghi, cari voi tutte e tutti, salute di una stonda importante per noi tutti. Tengo, come voi l'avete fatto, a salutare il rettore d'Accademia Rémy François Paolini e tutta la sua squadra. La sua presenza qui è di noi un simbolo di l'andatura comune che abbiamo scelto di promuovere per la nostra lingua. Non so di presentare un rapporto, tengo a ringraziare tutti quelli che hanno di poi tanti anni in questa collettività e al di là tutti quelli che hanno lavorato, che si sono battuti, tutti quelli che hanno lavorato di noi sul progetto di convenzione sottomesso oggi al dibattito e al voto della vostra assemblea. Di un passo importante che noi appuntiamo a affrontare oggi e spiegherò in qualche parola perché. Rammentare prima che non so di iniziare i nostri dibattiti abbiamo fatto la scelta simbolica di noi di andare all'Ispen a visitare e a salutare e a ringraziare di noi i maestri e squadre della comunità educativa che si impegnano per migliorare le condizioni di insegnamento bilingue e immersivo. Abbiamo avuto il piacere di essere ricevuto dal direttore dell'Ispen, di aver lavorato quelle e quelli che tutti i giorni sono in cui i nostri figlioli e i nostri figlioli, e di veramente una stonda
prediletta. Non rivengo mica, rammento che erano invitati tutti i presidenti e vicepresidenti della commissione ad hoc presieduta da Romano Colonna, ma al di là di questa visita, qualche parola non a convenzione d'oggi, non rivengo mica non a un contesto generale di nostra di marcia comune, unanima a pro della lingua corsa, in un quadro politico e costituzionale, non si sa mica se la da sboccare o mica, faremo tutto per riesce a sapere e tenga ramenta di noi che non a questione maggiore di lingua corsa, di uso statuto e di sua piazza e della società corsa, tutti gli eletti rappresentati in questa assemblea hanno votato di maniera comune, c'è dunque un'unanimità in giro a questione di lingua, di uso statuto e di uso sviluppo. A consacrare la mia presentazione a dimensione educativa della lingua corsa, posto che è lo scopo e l'oggetto della convenzione sottomessa oggi all'Assemblea. Tengo a rammentare e a dire di noi di maniera chiara che la nominazione di un rettore, Rémy François Paolini, ha iniziato una fase nuova di rapporti tra l'Accademia e la collettività di Corsica e in suo quadro generale una tappa nuova per l'insegnamento della lingua corsa. Di modo generale voglio rammentare che è stata avviata l'iniziativa di costruire, o più esattamente di co-costruire un progetto accademico portato da un rettore e da un rettorato, Scuola 2030, co-costruzione che ha associato di modo stretto non solo a collettività di Corsica e comune i servizi di Stati, non solo la comunità educativa, ma di noi tutte le forze vive dell'isola, socio-economiche, culturali e associative. Questo progetto accademico è costruito in giro a 6 assi e tengo a rammentare perché non siamo mica da consento solo non a questione della lingua, siamo da consento fondamentalmente non a piazza dell'educazione e della società globale e a necessità di fare dell'insegnamento, l'educazione e la formazione puntelli maggiori alle nostre politiche pubbliche. ASU1 istituisce la lingua corsa come un sapere scolare fondamentale, ASU2 migliora i livelli di tutti gli scolari in matematica e in francese, ASU3 garantisce un clima scolare asserenato e assicura l'unità, mica solo di elevi ma di noi di personale, ma ho avuto stamane una questione i strati che li buono conoscere certi della scuola. ASU4 scrive a scuola dell'interno e della montagna in una dinamica di eccellenza e di ambizione, e in questa che il progetto accademico si è costruito di noi in cui i meriti di Baisoli e i territori. ASU5 offre formazione adatte ai bisogni dei nostri territori isolani e ASU6 rinforza i dispositivi a pro di scuola inclusiva e migliora la sua coordinazione. Questo progetto accademico porta dunque una visione globale dell'educazione e della sua piazza in della società e nel suo quadro generale il rettore e le sue squadre hanno fatto la scelta di far figurare l'ASU 1 istituisce la lingua corsa in sapere scolare fondamentale come un asso prioritario e di sicuro ce ne rallegremo. Allora, a digia la streri, il problema non è mica di sapere se la collettività di Corsica chi seguita il rettore o il rettore chi seguita la collettività di Corsica. Viaggiamo a paro e in quale stessa volontà, ma tengo semplicemente a dire che
toccava prima, è normale, dell'organizzazione delle nostre competenze oggi, toccava prima all'Accademia di far valere la sua volontà di riconoscere e di rinforzare l'insegnamento bilingue e in un quadro di insegnamento bilingue a piazza di a metodologia immersiva. Ci voleva prima che il rettore e l'Accademia riconoscano questa piazza rinforzata perché noi possiamo intervenire noi in appoggio e in sostegno a questa volontà. E questa volontà è stata mintuata di maniera chiara, posto che il rettore ha fissato a sapere scopi ambiziosi assai per lo sviluppo dell'insegnamento bilingue e immersivo, posto che per quest'anno il primo livello di scuola è proposta l'apertura di 70 siti immersivi in tutta la Corsica. E quando si tratta di una pianificazione che ci ha da portare a rinforzare l'insegnamento bilingue e immersivo, si tratta di noi, di un bisogno assoluto di rinforzare la capacità dei maestri a insegnare la lingua corsa. Ed è per questo che abbiamo lavorato assai i nostri servizi, abbiamo lavorato assai, tengo a salutare di sicuro al direttore Bernard Ferrari, a Graziana, a tutti quelli che hanno contribuito al suo sforzo di nostra parte, di Aostra, sempre in lei, in quella comunità educativa, per cercare di organizzare una convenzione che ci permette di sostenere su sforzo maggiore. Ramenta quantunque in qualche parola che un partito mica da nulla. Tenga ramenta che in un quadro, per esempio, di un contratto di piano tra lo Stato e la Regione, cosiddetto CPER, abbiamo quasi più che doppiato i crediti consacrati alla lingua corsa tra il periodo 2015 e 2020 e il periodo 2021-2026. Erano 17 milioni a parte 8,5 per lo Stato, 8,5 per la collettività in un quadro di un contratto di prima, in un contratto attuale per 34 milioni. Si passa di 17 milioni a 34 milioni, sapendo che normalmente a regola di funzionamento a chiave di ripartizione di spese è una chiave di ripartizione a pari tra lo Stato e la collettività, 50% per lo Stato e 50% per la collettività di Corsica. Per la lingua corsa siamo di sicuro primorosi più che tutti che la lingua possa essere sostenuta e dunque un rapporto è a favore dell'ingaggiamento della collettività di Corsica, posto che in 34 milioni solo 15 milioni sono pagati dallo Stato e 19 milioni da nostra parte a noi. Allora, so che esiste già, rammento rapidamente, per anno quasi 3 milioni di euro nel quadro di UCPR, di nuove spese consacrate al funzionamento di un gran piano di formazione iniziato di poi 2017 e diamo a progetti, per esempio abbiamo progetti con il Parco Naturale di Corsica e spese a pro dell'associo Scuola Corsa quasi 1.200.000 euro. Rivenerà una seconda nella scuola corsa e poi di nuovo un sostegno ai centri immersivi, 650.000 euro all'anno, l'atelier di pratica artistica in lingua corsa, in immersione, 250.000 euro e 300.000 euro di convenzione per Canopé che, sapete, contribuisce alla produzione di risorse pedagogiche. Dunque una politica globale ma che noi vogliamo rinforzare per passare, sapete, dello scopo di lavoro che abbiamo iniziato da una politica di lingua a una vera politica linguistica in cui come scopo un statuto per la lingua corsa, diciamo che è l'ufficialità o l'ufficialità in diritto, ma al di là della consacrazione giuridica e istituzionale andrà di noi per
di una ufficialità in dei fatti, vale a dire costruisce una società che sia proprio bislingua, di modo naturale, progressivo e appoggiato, e rammenterà quantunque che decine di milioni di europei campano tutti i giorni di modo naturale con due o parecchie lingue e che dunque il nostro progetto è un progetto logico e democratico. Per arrivare a questione di bislinguismo e di l'immersivo o di l'immersione come metodologia o come metodo a pro di bislinguismo. Rammentare che abbiamo fatto la scelta forte di sostenere all'unanimità una dimarcia associativa, quella di Scuola Corsa che ha fatto la prova di i suoi risultati. Ma tengo a rammentare che non abbiamo mai ulsuto, al contrario, abbiamo sempre ricusato d'opporre l'associativo e il sistema pubblico e che il nostro scopo ultimo e forte è di fare che il sistema educativo pubblico funzionasse di modo naturale in giro al bislinguismo e all'immersione. E dunque per noi non c'è mica opposizione, ma al contrario una ricerca, una volontà di complementarità tra il sostegno all'associativo e l'impegno a pro dell'insegnamento pubblico. La qualità del lavoro della Scuola Corsa è stata riconosciuta, la qualità pedagogica, il valore di insegnamento, il rispetto di tutti i valori fondamentali dell'insegnamento pubblico sono stati consacrati attraverso, a sapere, a riconoscenza dall'educazione nazionale di modo anticipato, posto che normalmente ho le 5 anni, a capo di 4 anni solo, Scuola Corsa ha ottenuto la contrattualizzazione di una riconoscenza di un lavoro e questa contrattualizzazione deve assai, ripeto una volta di più, ma non è che penso troppo al rettore, ma ce la dire come lei, se Scuola Corsa non era mica stata appoggiata da un rettore, i nostri sforzi sarebbero stati uguali, quelli di l'associo come quelli di Lelletti. Dunque, avuto questa riconoscenza, tutti i problemi non sono mica regolati, a sapere, posto che per esempio ha ricevuto una lettera d'osservazione da parte del brevetto che considera che a un livello giuridico la nostra dimarcia non è mica assicurata, perché a sapere la legge e il sistema attuale la collettività di Corsica non ha mica la competenza legale per sostenere finanziariamente una competenza che è di un dominio di comune, di una rimarca che l'ha fatta a Camera di Conti. Abbiamo cercato un dialogo con il brevetto, il rappresentante dello Stato e i suoi servizi, di identificare un testo giuridico. Il brevetto oggi, sotto la pressione della Camera regionale dei Conti, dice che non si può mica funzionare così, dunque ci vorrà a trovare al più presto un mezzo di assicurare il basso per Scuola Corsa a un livello giuridico. Ma al di là di Scuola Corsa c'è la piazza di l'insegnamento bislingue e di l'immersione nel sistema pubblico, e questa convenzione, al di là dei suoi aspetti finanziari, ha già un'importanza maggiore a un livello simbolico e politico, perché tenga a rammentarla non è mica cifrata solo da un rettore o dalla collettività di Corsica. Se l'Assemblea di Corsica sceglie di buttare a pro di questa convenzione, sarà di noi cifrata da un brevetto di Corsica. Vale a dire che lo Stato oggi, al di là della funzione e della persona di un rettore, riconosce che pur in quel limite giuridico di un sistema attuale
con un'amica assicurato l'insegnamento bilingue, riconosce che l'insegnamento pubblico fa una piazza maggiore all'insegnamento bilingue. E che per noi di a tempo mi sembra un passo importante, una vittoria politica e democratica e in una maniera di sostenere e scelte coraggiose che l'ha fatto un rettore di Corsica. Dunque una riconoscenza statale, ufficiale di uislinguismo e di l'immersione come modo prediletto di insegnamento bilingue è qualcosa di importantissimo. A un livello tecnico e concreto che ci dice e che ci permette questa convenzione. Questa convenzione a titolo principale ha permette di doppiare i mezzi consacrati a un gran piano di formazione, vale a dire che sapete, oggi abbiamo in carica noi collettività di Corsica un finanziamento di 20 insegnanti che vanno a rimpiazzare quelli che non posti vogliono fare a scelta di insegnamento. Vale a dire che tutti gli anni questi 20 insegnanti finanziati dalla collettività di Corsica si può formare a poco prezzo 80 insegnanti che hanno acquistato una competenza pedagogica in dell'insegnamento immersivo. Oggi ciò che noi proponiamo e ciò che noi organizziamo attraverso questa convenzione è di doppiare e di passare di 20 a 40. Vale a dire che ci diamo i mezzi di formare mica solo 80 insegnanti come le caso a ma di passare a 160 all'anno. Vale a dire che a tempo che noi dobbiamo crescere l'apertura di scuole bilingue e immersive, facciamo crescere la nostra capacità a organizzare un insegnamento di qualità in lingua corsa in giro a un metodo immersivo, che è un puntello maggiore di a convenzione in cui spese che rappresentano più di 1 milione di euro all'anno. Secondo punto, seminari immersivi per i professori. E ma finanziare seminari che hanno permette di acquistare una competenza in più. Terzo punto, non è mica solo simbolico, è di noi un aiuto, un invito e una riconoscenza dell'Accademia di scelta fatta a pro dell'insegnamento immersivo da parte di un insegnante. Vale a dire che ci sarà un cosiddetto IMP, indennità come si dice? Ma ricordo bene, un'indennità specifica per incoraggisce quelli che fanno la scelta di l'immersivo, 1.250 euro per quelli che fanno questa scelta. Ci sarà di noi un'esperienza pedagogica nuova in cui ha possibilità di avere 10 contratti di assistenti in lingua corsa in immersione che saranno studenti dell'Università di Corsica e che verranno in delle scuole per accompagnare e rinforzare l'insegnamento dato da un maestro e di noi a sapere la nostra volontà per creare veramente un ambito generale di immersione, c'è da voler lavorare in quel comune perché l'azienda abbia una formazione specifica che gli permette di parlare corso fuori dall'attività scolare. Ultimo punto, a sapere che gli insegnanti che lavorano nell'immersivo hanno una pratica specifica e ci sarà di noi un aiuto alla produzione di risorse nuove in lingua corsa che saranno trasmesse a Canopy. Ecco il senso e il contenuto di questa convenzione, il costo. Allora, ma io ho detto che il CPR normalmente a regola è di finanziare 50%, sì, ma poco presto 70% a collettività di Corsica, 30%
lo Stato, costì, paghiamo noi e paghiamo tutto. C'è la dilla, il rettore ci ha aperto la strada e noi giungiamo in cui i mezzi finanziari, penso che ce la fa, di sicuro che ce la fa. E per me non ce ne manca a riflettere. Abbiamo domandato da voi tanto tempo che la sia aperta questa possibilità che l'abbiamo davanti a noi, di sicuro ce l'ha affrancato basso. Dopo l'avete visto e compio così, non vuole mica che il lavoro è finito. Ci sarà un dibattito e ci saranno discussioni nell'evaluazione dei nostri dispositivi per vedere se li sono efficaci quanto noi ricerchiamo. Ci sarà un lavoro pedagogico per definire ciò che è un vero insegnamento immersivo, mica solo un concetto generale, ma un attrezzo pedagogico definito in comune. Ci sarà di nuovo, posto che la convenzione non è che per un anno, una discussione tra i punti da migliorare, quelli da far cambiare o quelli che ci darà forza a far sparire. E poi a Igo di noi, e mi giro per dire il gruppo di Aderita, spesso quando abbiamo parlato di l'autonomia, pure per quelli che dicono siamo d'accordo per l'autonomia, ma per esempio non vogliamo mica che le competenze trasferite tocchino il dominio dell'insegnamento e dell'educazione. Siamo di già, pure fuori dall'autonomia, in un'organizzazione di competenza che dà una parte di competenza alla collettività di Corsica. So che noi abbiamo nel dominio, per esempio, della lingua corsa, non esiste mica una strada. È già, pur se l'è stretta, una forma di autonomia e siamo capaci di farla. E siamo capaci di farla in un dialogo rispettoso, incorriturato. Dunque penso che anche così avremo discussione per andare al di là del sistema attuale. Ma qui è già un altro dibattito. Oggi sono fiero, vi dico, che noi possiamo decidere insieme, se volete, di fare un passo tanto a pro dell'insegnamento della lingua corsa nel sistema educativo e al di là di posizioni politiche e di teoria, quando lo si vede come l'abbiamo visto in Ansura, questa scuola di maestri da Iaccio, in cui sono storia, con tutte queste casate in marmaro all'entrata di tutti i violi di Stadara che hanno consacrato la sua vita all'insegnamento e che sono spariti troppo presto durante tutte le guerre. Quando lo si vede questi giovani, perché sono giovani per la più parte, istitutori, istitutrici, appassionati dal suo mestiere, dall'educazione, che lo si sente là in corso, i zideli in dei corti di ricreazione, zideli di tutte le mamme. Come si dice che veramente abbiamo fatto la scelta una e penso che, budendo questa convenzione, farete la scelta una. Ringrazio Presidente. Dunque, ci sono parecchi rapporti di commissione e io penso che non abbiamo mica le die tutto. A meno che voi eside che non li diessimo tutti i rapporti. No? Vabbè. Allora, c'è un rapporto, date giusto, i rapportori date giusto il risultato, la visu di commissione, per la commissione educazione. Un avis favorable, Madame la Présidente, avec une non-participation du groupe Un Sofiuno et l'absence du groupe Un'altra strada. Ringraziabi. Ringraziabi. Per la commissione di evidenze e di fiscalità.
Oui, la Commission des finances a émis un avis favorable sur le rapport. Non-participation des groupes Moussof Youno, Avancem et Corinne Front. Ringrazia Abice, on a eu Zubuzidi ou Diagamera di Deridori, on a eu Zubuzidi ou di l'Assemblea di Adjuventu e di no c'è stato un esame fatto da Zezek. Non sta sto soggetto che è di importanza la vede capita. Ecco, a parole a quale a le via. Allora, Véronique Pietri, per Corinne Front, avete la parola. Vi ringrazio, signora Presidente. Allora, io volevo dire soprattutto l'importanza di suo rapporto e l'importanza per continuare lo sforzo, dunque, nella bislinguismo e l'immersione e soprattutto nell'offerta di formazione degli insegnanti. Veni su rapporto a sostegno il piano dunque di Oritori, l'Etidetta, che vuole istituire la lingua corsa come sapete fondamentale e una volontà assai forte Sasso, la volontà di mettere in piazza Sasso e ce la riconosce qui una misura assai concreta. Ha rilevato soprattutto la creazione di una squadra di 20 insegnanti da rimpiazzare i stagianti per permettere così la formazione. Souvent è un problema durante la formazione di professori è il rimpiazzamento di chi vogliono andare a formarsi e è stata assai domandata questa squadra di radio di rimpiazzanti e suo rapporto è un punto importante di suo rapporto. Dunque, dice radio che è qualcosa di assai concreto. Ha rilevato di noi i seminari, mancano i momenti di noi per i formatori, per gli insegnanti, momenti per poter essere tra edi e per poter per la pedagogia produrre documenti, progressioni, fa tutto un lavoro e dunque è di noi qualcosa di bello, seminari in cui l'assistente professore. Dunque, assai cose concrete, ma per noi il suo rapporto non è che una tappa. Non è ancora per noi la strategia che noi vogliamo per la lingua. Abbiamo finalmente avuto una commissione di lingua, ma di già sul rapporto non è mica asciutto della nostra commissione perché questa commissione per un momento non fa che andare nel terreno e anche se è una cosa assai necessaria di poter andare nel terreno e di avere tutto il lavoro di qualità perché c'è veramente un lavoro di qualità. Se mi veramente a volontà di poter andare al di là di suo lavoro di osservazione di radio, anche se è normale di cercare un po' a sapere dove nisemi e ciò che marcia e ciò che non marcia mica. Dunque, ci verrà un lavoro maggiore d'après me, concreto, continua a fare veramente concreti, su lavoro dunque ambizioso, non è anche cominciato. Dunque, è una cosa che volevo veramente dire, che aspettiamo veramente sul luogo che continuerà sul lavoro e che metterà in piazza veramente la strategia. Un altro dato
ma è risposto, Gio Presidente, era o finanziamento. Vogliamo sapere un po' a parte di Stato, perché finalmente qui era un finanziamento unicamente fatto da nostra collettività e vogliamo sapere un po' la situazione di su CPER e dunque a parte di Stato che verrà certamente al di là del lavoro. Vi ringrazio. A ringraziabi, altre domande di parole. Jean-Martin Mondoloni, per un Sofiuno. A ringraziabi, signor Presidente, sulla Burte oramai partiti nella nostra storia di grandi rapporti tanto a corsa, tanti anni fa. Antonio Giorgi ha portato un rapporto, mi si pare, moderno all'epoca, dove c'è stato Pedro Gionga, e oggi c'è un rapporto che fa senso, per parecchie ragioni. Prima, assente parlavo Presidente, assente uso discorso, colmo di gioia e di allegria, si vede che c'è stato un lavoro d'armonia, forse per la prima volta, che non esistia mica tanti fa, con lo Stato. Allora, bella intesa, ci leggo, siamo in capacità di scoprire una verità, dipende assai dall'impegno di un rettore che si è ingaggiato in questo carturare come mai un rettore. Ma dicendo che, Presidente, fate a mostra che quando l'istituzione viaggiano, quando ogni partenaria fa la partita di un sforzo, possiamo andare verso certi scopi e possiamo essere in capacità di proporre politiche spertute da una e dall'altra. Dunque, se un partenariato funziona, forse non c'è mica andare, bisogna andare troppo lontano. Che è la prima affare? Il primo affare è che ingaggia un secondo punto di riflessione. Se un partenariato funziona per la lingua corsa, deve funzionare per altre politiche pedagogiche. Oggi parliamo dell'impegno di un rettorato non l'AS1, ma un documento che è tutto ricevuto normalmente vi mette sotto luce che c'è 6 assi di formazione, 6 assi che sono stati sgaggiati, che sono stati messi in valore per cercare di mettere in ballo un progetto detto Scuola 2030. Dunque, un vicino di mica, signor Presidente, per essere così ingaggiato nella ruralità, per essere così ingaggiato nella vostra capacità di investire nei collegi, dei licei, ne abbiamo parlato stamane, un vicino di mica per essere più a pro di un piano di formazione, un vicino di mica per essere più ingaggiato nell'istruzione, un vicino di mica per il benestare, un vicino di mica per essere così ingaggiato nell'altra parte di un progetto accademico 2025-2030 detto Scuola 2030. Penso che c'è una relazione privilegiata, diremo, in tutti i casi, che non abbiamo mai conosciuto tra lo Stato e la collettività e siamo in capacità di tirare un beneficio di questa relazione. Un terzo punto, sapete che ben inteso noi siamo a pro di su cartolaro, ma a tempo siamo assai premurosi di controllare la politica pubblica. Ripeto, stavolta il concorso forse sarà giù capito meglio, una politica pubblica su 3 affari, di un scopo, sui mezzi, sul controllo. Lo scopo c'è. Dopo c'è i mezzi che lo sia lo Stato, io considero, perché c'è
l'abitudine che è stata avviata quando uno mette un soldo, guardiamo all'astro se l'ha messo un soldo. Boh, penso che siamo mica parità, ben intesa, a Budenza di Stato un po' mica essere quella di collettività, ognuno faccia la sua parte di sforzo. Vi voglio rammentare che quelli che ci ascoltano non facciano mica differenza tra 10, 15, 30 milioni, la gente conosce il prezzo urbano, il prezzo della vettura, il prezzo dell'appartamento, poi mi vede 30, 40, 50 milioni, non parla mica la gente. Su chi parla la gente, di un scopo, sui mesi forse, ma sui risultati. E siamo assai premurosi e assai contenti per la prima volta di una convenzione di avere che mettete in ballo un cominciamento di controllo. Vogliamo andare appena più lontano, ma controllare non è mica un'inquisizione di controllare una politica pubblica. Mi guardate, è della vostra regione, c'è mica solo questa politica che ci vorrebbe controllare, ma questa mi sembra interessante. Infine, di sapere, visto che mettiamo milioni, decine di milioni e a lungo andare più di 100 milioni, sono assai soli e quelli che ci vedono sono diritti di siamo in capacità di toccare i risultati. E i risultati per noi sono che vedete nel tuo rapporto, sono che è scritto, e ci andare forse appena più lontano dell'oggetto dell'emendamento che abbiamo posto, di controllare, l'abbiamo scritto così, la valutazione di un livello di lingua, un livello di lingua di controllato oggi per un quadro europeo comune di referenze per le lingue. Dunque, mi si pare mica difficile che lo sia per scuola corsa, che lo sia per formazione, che lo sia per il piano di formazione, che lo sia per il centro immersivo, che lo sia per la lingua, dobbiamo essere in capacità di controllare la politica che mi accompagna come l'abbiamo sempre fatto finora. Ringraziabili. Allora, qual è chi vuole la parola? Marie-Claude Branca per correre in fronte. Avete qualche minuti, posto che la vostra collega ha già parlato. Adiapugnativa all'estero, vi ringrazio. Arriviamo un po' su che è stato detto dai miei colleghi e da così Marcia. Ecco. Dunque, arriviamo un po' su che è stato detto, ma questa convinzione Pudaria, come l'avete detto, dico Pudaria. E ma veda, Pudaria è un passo in maio per lo sviluppo della nostra lingua. Ora, come tutti, saluto anche la volontà, l'impegno, il coraggio di nostro nuovo rittore, nuovo, sempre un po', per dare la nostra lingua a piazza, a scuola e in società. Ma l'esperienza di ciò che è stato fatto o no per il bilinguismo ci mostra che noi dobbiamo essere prudenti e attenti all'applicazione di questa condizione. È rammentato che l'altra volta che l'insegnamento di bilingue si fa da 42 anni, dal 1983. E possiamo dire che i suoi effetti positivi non si vedono tanto. Poco a scuola e poco nella vita di tutti i giorni. E salutiamo a convinzioni. Il fatto che infatti ci siano i controlli sarebbe una buona di valle. Ma non dimentichiamo mica, come è stato detto di già, che la nostra collettività si impegna fortemente a finanziare l'azione di formazione dei professori, l'azione di formatori. Dunque è normale che, anche se non siamo mica pedagoghi, come l'avete detto in commissione, d'accordo, ma penso che
siamo in capacità quantunque di poter controllare certi affari. Allora, MAE i numeri degli insegnanti che passano le abilitazioni, MAE i numeri di formatori, di mondacosi, ma i numeri, non è mica Jean-Martin che mi ha contraddisce, i numeri li potremmo va parlare. E aggiunte su mondo oltre nella mia carriera ci sono tanti città di chi insegnano, chi imparano un corso, ma non basta. Basta per me e per noi la più bella valutazione sarà il risultato. Allora un anno, a convinzione tutti gli anni, un anno può essere un bastare amica, ma è un risultato che noi daremo nei scoli e nella società. Lo scopo non è mica di dire abbiamo dato tanti soldi, perché la gente i soldi si mette tanti soldi per la lingua e per noi e per il resto. Bon, ciò fa capire alla gente che i soldi per la lingua sono importanti, la lingua fa parte della nostra maniera di essere, della nostra maniera di campare. La lingua non la possiamo mica la camorra, ma dobbiamo essere seri, molto seri in questi affari. E non ci possiamo mica accontentare di credere i numeri che l'educazione nazionale francese c'è da dare, perché da un canto c'è la volontà di un rittore dei suoi servizi e dall'altro la volontà di un Stato francese, l'educazione nazionale francese, non è mica sicura. È una maniera di noi dimostrare, se noi siamo seri, una seconda, enfin due, tempo di parlare, è una maniera di dimostrare che siamo in capacità, posto che noi demandiamo le competenze dell'educazione, questa è una maniera di dimostrare che noi siamo seri e che noi possiamo fare qualcosa di bello. Ecco. Ringraziabi. Dunque, biramento che sta rientrata, cioè raminta e regole, come dell'educazione di chi aveva un tempo di barolo che è fisso, e non è mica doppiato questo cartolare. Dunque, mettetevi d'accordo tra colleghi dei vostri gruppi per sapere qual è chi parla, perché chi dopo è da passare a vostra limita. Ecco. Allora, qual è chi voleva la parola? Muriel Fagni. Grazie, Présidente. Non, simplement pour rappeler que c'est vrai que lors de nos travaux en commission, donc culture et éducation, le sujet de la formation est souvent revenu comme un point imparfait. Et ce n'est pas notre collègue Marie-Claude Debrun qui dira le contraire, parce que nous en avons souvent échangé sur le sujet. Mais aujourd'hui, je pense vraiment que ce partenariat renforcé, justement, politique, CDC et académie, et puis les moyens donc financiers inédits sont vraiment une étape très importante dans le projet stratégique de revitalisation par Nostra Lingua. Et je voudrais aussi répondre à Jean-Martin sur le sujet des indicateurs et du suivi. Mais je pense que vous l'avez lu, le rapport évidemment, et que vous avez vu qu'il y a un article spécifique qui explique bien les indicateurs. Alors peut-être que ça vous paraît peut-être pas assez suffisant, mais... Merci. Ringraziabi, altre domande di parola? No? Allora, n'approfitto per dire che abbiamo una squadra di traduttori a squadra dell'Accademia, abbiamo una squadra di traduttori che ci permette di parlare corso e di essere tradotti in francese o di sicuro in francese di essere tradotti in corso. Io voglio ringraziare oggi c'è Maria Elena Santucci, Pier-Antoine Beretti, Filippo Perrault, Andula Potentini, che ci può anche cantare un rapporto in lingua corsa, e poi di noi Pascal Baldovini, ecco, che sarà qui domani. Donc, on avait la squadra che ci permette di parlare la nostra lingua. Ringraziabi. Dunque, qual è chi vuole parlare? Più unimo, ribasso la parola al presidente di l'esecutivo, Nadine Nivagioni. Allora,
prima saluto di sicuro anche io a presenza di un rettore e di servizi che hanno lavorato durante l'estate e i servizi di collettività di noi quando noi ci arrivavamo. Allora, di luglio scorso abbiamo passato un rapporto di primura all'immersivo e oggi torna una volta un altro rapporto di primura, quello che riguarda il sistema educativo immersivo pubblico, dunque una complementarità che non ha mai esistito. È la prima volta che il rettore e la collettività lavorano di questa maniera. È stato salutato da tutti, ma c'è da sottolineare perché è proprio qualcosa che si passa poco. Dunque, due rapporti, quello di luglio e quello di oggi, complementari e fattivi. Sono cose che si mettono in opera e i risultati hanno esce e tanto guideremo e valutare ciò che ne sorte. Ma ciò che si può dire sul rapporto è che è una per riescita che ciò che le diciano che le riescono e tecniche pedagogiche. E questissimo hanno un'esperienza, posto che sino nelle scuole hanno lavorato il bilinguismo, un insegnamento a parità. Oggi si passa si gola a esposizione della lingua e dunque c'è un'adattazione di ciò che si è fatto sino e di sicuro e così penso che la valutazione deve portare di nuovo a ciò che una volta che questa esperienza era stata portata a cabo di un anno, ciò che noi abbiamo un ritorno di ciò che è stato fatto, che è stato realizzato, perché sino non abbiamo mica saputo sempre capitalizzare tutto il lavoro fatto dai maestri e da tutte le scuole pedagogiche. Dunque, una valutazione mica sola numerica, ma una valutazione pedagogica mi si pare. Cioè che noi siamo in capacità, perché ci sono insegnanti tra le letti, ci sono gente che sono quadri di arnesi pedagogici, siamo in capacità di sapere valutare un sistema educativo, dunque io penso che ciò che noi portiamo tutto il lungo di questa esperienza, un occhio a ciò che si fa. Non si può mica mettere soldi senza mettere un occhio di controllo, è normale, di controllo, di partecipazione, non è mica un controllo, ma di sapere ciò che si fa. Dopo ci sono, io capisco, sento il dubbio dei nostri colleghi di un gruppo nazionalista con in fronte, ma abbiamo che quando c'è un lavoro serio tra i politici e l'istituzionale si può avere risultati. Allora, come si può trasformare questo affare? Quando gli atti sono tradotti, sono palisati di maniera legale e attraverso questo sarà ciò che sarà dentro lo statuto d'autonomia. E io penso che è una prima tappa importante, ma è vera, non c'è mica sicurezza a legalità degli atti e a sicurezza nel tempo. Dunque, ciò che noi siamo per ora, che noi lavoriamo in confianza, come è stata fatta quest'anno, dunque continuiamo così finché non ci sarà un atto legislativo che non potrà mica farci rinculare e tornare indietro, è quello più importante. Dunque, secondo me, una valutazione sperduta è importantissima
Continua su trabalho inu ananta o secondo rado, perché c'è un travaglione dava, ma c'è il tempo d'orna, c'è più tempo, ne siamo a una data importante e dopo si costruisce passo a passo. Dunque, questa esperienza è portata da un anno, quest'anno di attività che porta tutto, non può mica portare a 100% tutti gli anni. Dunque, ciò è lo Stato che abbia la sua responsabilità, secondo noi, a non sugartulare bella bene. Dopo, non si può mica riflettere nella scuola, anche se è un sistema e a strategia per voltare nella giocare digia a nostra collega, a strategia, l'abbiamo. La strategia politica è un sistema immersivo. È una strategia per ottenere risultati, ma ora è a lungo andare, come si fa? Dunque, io penso che un'altra strategia, essendo già avvicinata a scuola di uso ampio più generale, di lavorare di maniera territorializzata, perché quando c'è una scuola, quando la scuola moderna è immersiva, quando la scuola primaria è immersiva, ciò che forse che noi, posto che finanziamo assai a SOG, che noi riflettiamo a come aiutare la SOG in giro a queste scuole, tutti gli arnesi, no sport e anche nei nostri settori, come riflette perché i nostri finanziamenti, la nostra azione siano più efficaci possibile. Dunque, non si può mica riflettere solo a scuola, ma costruiamo di più in più, ciò a fare che la nostra azione sia più stretta in giro a tutto ciò che si fa a scuola. Dunque, cerchiamo a guardare le muette attraverso una valutazione, pensiamo che sul rinforzamento di competenze è importante, passa per questa valorizzazione di 1.000 e qualcosa euro, perché chi maestro non ce n'è più, o ce n'è di meno o meno, perché un mestiere non è mica valorizzato. Dunque noi diamo l'esempio, ciò la valorizza sul lavoro che cada essere fatto da si maestri che non abbia tempo a l'ora di scuola, ma anche fuori di scuola. È un lavoro che li facciano, dunque ciò la valorizza e fa che si maestri di lingua gost che li sipino paga di me. Ecco, in qualche parola, ciò che noi vogliamo dire in giro su cartolare di primura e speriamo che ci saranno i risultati. Forse che i nostri risultati, tanto c'è di non paragone. State sente tutte le mattine, se così di invitura a autore o a settore mezzo, non so mica, a RCFM, ci sono i zidelucci che parlano corso. Sono zidelucci di scuola corsa. Ci sono i risultati, i sentiamo parlare e se volete stare a sentire parlare hanno un corso proprio elaborato già pensideli. Dunque, ci aspetta di a scuola di un sistema educativo gli stessi risultati. E si sa, i waschi agiscono, e l'Occidani e i Gadalani agiscono, l'emulazione di uno e di l'altro che fa che i risultati crescono. Dunque, speriamo che questa motivazione sarà da una parte quanto di l'altra. Vi ringrazio. Ringraziamo. Altre domande di parola? C'è mica bassa annotata, Saverio, Luciani. Sente, 10 minuti, stiamo. Posso che lo rettore, da salutare, e era lì che se non siamo qui per parlare di lingua russa oggi, come ne parleremo domani, perché dopo 50 anni c'è un popolo russo che rivendica il diritto di parlare la sua lingua. E che oggi, 50 anni dopo, siamo in situazione di pericolo, e per il popolo, e per la sua lingua.
È questa che ci porta oggi qui. La risposta dell'esecutivo è buderemo di sicuro sul robot, perché chi è una tappa, per noi è una strada che neanche finisce, ed è capitata. Ma voglio dire che siamo qui a nome di tutto questo, mica a nome di una votazione, di una scuola o di un'immersione, siamo qui per sapere una lingua. È questa che ci porta qui, in tanto che nazionalisti e forse anche in tanto che corsi. Questa voglio dire per principiare. Dico perché chi sapete, questo paese c'è gente che ha fatto, che ha lavorato di più di 50 anni, dopo ci sono quelli che hanno visto fa, o hanno inteso, e quelli che hanno inteso di che li si faceva, e poi tutti gli altri. Io posso parlare per certi che hanno fatto, e che hanno militato, sapete, il Presidente, l'abbiamo fatto anche insieme, tanti anni fa, e l'abbiamo fatto anche prima. Io mi ricordo quando sono andato in seconda, c'era anche Accademia di Corsica, il rettore. C'era un vice rettore di Corsica che era a Nizza. La prima volta che entro il corso la di qui, il 4 di giugno 1973, enseignement ufficiale della langue corse. Vi posso dire l'ha tenuto che il vice rettore si chiamava Jean Voisin. Et Jean Voisin dit, dans une première étape, à titre expérimental, dès la rentrée 1973, c'est mon 4 giugno, hein, donc c'est rentrée 73-74, je précise en français. Un enseignement facultatif de la langue corse pourra être donné officiellement dans les établissements du second degré de l'Académie de Nice. L'Académie de Nice dirà noi. Je lo dico, bon, dico così per ricordarvi che veniamo lontano e andiamo lontano, o in tutti i casi vogliamo andare lontano. Non siamo mica qui per starci a bordo di strada o a mezza strada. Non ta un rapporto stesso, due rimarche, signor Presidente, non ta ho fatto che bene non vilo, dico che è stato fatto di voi Antonio Giorgi, mi pare 2007, un fiato nuovo. E io mi ricordo di Zavari, di circolare Zavari, posso dire a Seudore Dando, in 80 lui, dunque fate conto, so più di 40 anni, e dunque c'è stato di voi un'epoca di passi importanti a legge di 2002 con l'articolo 7 che ci dà una parte di competenza, un piano lingua 2020 e un rapporto di 21. E dunque c'è comunque mi pare un accussamento generale, societale, si può dire politico, in giro a necessità per noi di sapere questa lingua, di promuoverla e di impararla alle generazioni nuove. Questa di più che capita. Non te la fare di immersione, sapete che di voi 2016, quando siamo andati in Parigi, a ricordo perché è importante di maniera pedagogica di ricordare l'affari. Diremo in Parigi di maggio, mi pare con il Presidente dell'Assemblea di noi, per rivendicare l'aggregazione. Saluto il fatto che quest'anno è stata ristabilita, quantunque, per l'aggregazione, per un piano di formazione che non stiamo dando insieme. Ricordatevi, dunque, non è mica un affare nuovo, è un affare vecchio, che ce l'ha a rinforzare, e di nuovo per l'immersione, che tanto ricordatevi che le prime scuole, saluto, sono state nel 2018, quella di Ponte Nuovo, vedete che certe volte in Ponte Nuovo si vince, in cui sono di nuovo, e anche una iaccia, la scuola Andrea Vasi, io ho avuto la consigliera, la scuola che porta il nome di Osowabbo, che hanno fatto i primi passi, si può dire, coraggiosi, non l'immersione. Oggi siamo quasi a un centro di scuola, tanto meglio. Non i mesi finanziari, più i punti così, appena scuciti, ma mi pare importante questo sforzo, le dieta, ripeto, mi pare che a trapassare l'idea di fare con la convenzione un anno. Qui c'è da scrivere l'affare in un tempo abbastanza lungo e quasi continuo perché non c'è mica piantato. E dopo, di noi che non hanno parlato, allora ne parla radio, bagliano una parola, arriva tutto, come si può dire in corso, le visier. E fanno l'orto, con i suoi facciamo le boccaglie, in francese le semis. Oggi, che voi o no, ci troviamo in una situazione che è generazione nuova,
anche le vecchie, visto la popolazione che ne abbiamo, ed è capito che il corso è di più che una lingua, adesso è il cimento di una società a costruisce. Non è mica solo un fatto scolare, cioè a certo muro di recreazione per la gente che è un fatto sociale e un combatto politico a portare sia nell'amministrazione, sia nei reclutamenti, sia nella riconoscenza dello statuto, dunque c'è la dilla. E per dire dunque, le nostre boccaglie per ora sono scarse. Lo sforzo ce la fa la perché così no, gente per fare l'immersione. Non ne mica. Non ha parlato di un concorso specifico, perché? Perché oggi un concorso specifico, senza personale, in capacità, in competenze di buon corso, è complicato da fare. Dunque l'idea di andare più lontano e c'è un scordo. Non dico mica tanto scordo come diceva Giacomo Diera, ma c'è un scordo, mi pare non so piano, e il rettore di noi, posso essere assente, di l'immersione nel secondario. Oggi ce l'impone noi una visione di immersione nel secondario, così no, non facciamo più nulla. Siamo qui a combricolare da materna al primo grado, pensando in noi a continuità con anche assicurata. Dunque l'immersione secondaria. Non tra i punti negativi, c'è uno dei punti negativi. Un paragrafo mica di l'aspetto politico, ma sapete bene, ci battiamo insieme per una riconoscenza dello statuto giuridico per la lingua russa. Ma chi ne sarà domani se lo batto rettore? Chi ne sarà domani se c'è un cambiamento in Parigi? Di quelli che non vogliamo mica noi. Questa a buona che ce n'è perché ne dobbiamo parlare precisamente da qui a poco. Non c'è valutazione. Ma tutto il mondo si fece idea la valutazione. Ma la valutazione, è arrivato qui, e l'ha detto ancora torna tanto. In mese che noi abbiamo oggi, di controllo, quando dico controllo, parlo di valutazione, consiglieri pedagogici, ne quanto ne abbiamo 40 anni fa, con 400% o più poco di crescita degli effettivi. Vuol dire che non abbiamo mica in mesi di valutare a scuola corsa. 48.000 gedelli, se lo abbiamo in tutto. Dunque, qui c'è lo Stato che ha lo sforzo di mettere a disposizione consiglieri e ispettori. C'è un ispettore di corso, un primario, per 360 comuni. Come dava, sta disgraziata per essere un'ispettrice, come dava per controllare tutto questo. Dunque, c'è di noi arrivata a moltiplicare i posti di ispettore. Questo è importante di noi, dico qui, ci facciamo essere il SMIC, Presidente, sono mica qui per, insomma, una somma che abbiamo votato tutti insieme. Dopo c'è l'idea dunque di pianificazione. Qui siamo mica a un anno, dico il rettore, noi siamo qui a parlare per 20 anni bene. Una scuola non si costruisce mica bene da 40 anni, da 50 anni fa, con un saper fare, con un'esperienza, ma c'è una pianificazione e io aspettavo tipo 2021, 4 anni dopo, ne siamo infine a qualcosa da poco preso, anche se lo ci manca parecchio a fare. Giusto due parole, non un dettaglio così. Ha visto che c'era una notificazione per il personale di primo grado, ma mica la situazione di imposto, non tra i stati. Io penso che il ripiglio qui una mozione votata dall'Assemblea, presentata da un certo Luciani di novembre 2022, domandiamo, montuato, un concorso bilingue unico, dunque specifico, domandiamo dunque a rinforzare i boccati di insegnanti, ma domandiamo di noi, non parlo manco di un resto, le redazioni, ma domandiamo di noi che ci sia una riconoscenza, mica una ricompensa, una riconoscenza dello statuto di istruttore di lingua immersivo. Questa, come lo c'è un'indennità per la ZEP, zona di educazione paritaria, o per certi specialisti, cioè che ci sia a Montuado una riconoscenza dello statuto e di un atto militante e insegnante. Questo è importante. Tu la compie, tu le reba compie. Che piace. Sapete, ci passeremo a notare. No, ma no, ma no. No, ma a diventare. Non puoi mica. No,
mi pare interessante, ma bon, tanto peggio per me. Ma è interessante, ma un po' mica. No, qui mi perdo un minuto perché mi perdo un po' così, ma poi montuato, c'è da arrivare a tutti questi punti qui, perché per assicurare gli insegnanti, quelli che si stanno in un cursus di radio, bilingue immersivo, e ce n'è quantunque di una stiazione un bel po', se domani lo sia generalizzato. Noi mi diamo una generalizzazione, la sperdiera, una pedagogia, mica solo per imparare i figli, ma per imparare di noi i parenti. Quando vede 5.000 persone che sbarcano forestieri tutti gli anni qui, o la nostra lingua, di per gli indiani, o di una lingua per tutti i corsi. L'ho ripetuto parecchie volte, di una lingua di tutti, e di una lingua per tutti. Questo mi pare che sia un scopo che noi spertiamo tutti insieme, Presidente. Ma c'è da dire a formalizzare tutto questo. Giusto un ultimo punto. C'è stato una discussione con lo Stato e montato un lavoro di fatto, una convenzione di 2016, a ricordo ma riconoscite, di un consiglio accademico territoriale. Mi pare che sia oggi un affare restabilisce, perché c'era un contatto diretto, anche l'anticipazione e la creazione di posti e l'apertura, sapete? E questo mi pare che sia oggi un affare più che obbligato. Ecco, la parola obbligata non è mica stata pronunciata oggi, l'obbligazione, ma c'è l'obbligazione per la collettività di lavorare e di domandare conti, anche allo Stato, sapendo che, torno una volta, abbiamo bisogno di andare più là e soprattutto a livello politico di avere questa riconoscenza di lingua nazionale per i corsi. Ringraziamo. Romain Colonna ha domandato la parola. Grazie signore Presidente. Tenendo conto del tempo di parola di Nadine Nivagioni, di sicuro. Benadì. Barista 10 No, minuti. 9 minuti. 9 minuti. Adiava di meno. Adiava sei meno. Grazie signore Presidente. Vorrei a nome del gruppo salutare la presenza di Ugo Rettore sul Tempio della Democrazia, salutare di noi perché non è mica solo tutte le squadre che lavorano e l'accompagnano in modo quotidiano, salutare di noi al Presidente di USESEC, caro Presidente dell'Esecutivo, di petta sul rapporto, mi si pare che so che noi siamo in traccia di va, o so che ci approntiamo a fare, non è mica nulla, e ogni po' che la nuetta voglio riaffermare qui, a nome del gruppo, di poter essere la prima volta che mi passa un rapporto, un giro a lingua corsa, che sia così collaborativo tra l'Accademia di Corsica e la collettività di Corsica. E siamo abbastanza in conflitto di poi anni e anni per apprezzare a stonda che noi ci approntiamo a campare, perché penso che al di là della lingua corsa, oggi è un messaggio che l'Assemblea qui vi manda attraverso ciò che voi rappresentate, Benadì e lo Stato, di che quando c'è un rispetto, quando c'è una riconoscenza di dignità, una riconoscenza di particolarità, la riconoscenza di una storia, la riconoscenza di ciò che noi siamo, noi siamo qui gente rispettuosi, gente che vogliono avanzare, gente che vuole sorte da un conflitto e gente che sono pronti a avanzare per l'interesse comune, l'interesse collettivo e l'interesse del popolo corso. E voglio cominciare, non solo di parlare più specificamente di lingua corsa, ma voglio cominciare con questo perché mi si pare, e non voglio mica esagerare dicendo che con l'esempio di lingua corsa, che è stato, può darsi l'esempio uno dei più conflittuali della nostra storia contemporanea, attraverso il vostro impegno, attraverso l'impegno del Presidente dell'Esecutivo e di tutte le squadre, attraverso forse da qui a qualche secondo l'impegno di quest'Assemblea, con la lingua corsa e ne sono fiero e contento, potete anche immaginare, mi si pare che noi mostriamo una strada di collaborazione possibile tra le nostre istituzioni e noi in tutti i casi ne siamo felici e questa strada che si apre per la lingua corsa sia un esempio della strada viurita
per il corso per tutti i soggetti che il nostro popolo possa campare in modo degno, che i nostri giovani si possano alludiare, comprare un pezzo di terreno, che la nostra terra sia salvata con esolingue che ne hanno parecchie, con un ambiente protetto, eccetera, eccetera. E spero in tutti i casi che ciò che mi va oggi potrà servire d'esempio. Vorrei di noi rendere un omaggio fraterno, collegiale a tutti quelli che dopo i 50 anni si vogliono per la lingua di sì, ma tutti quelli che ce n'è qui in Tassivan, che ce n'è accanto a me in un gruppo Fabopolo insieme, Françoise, Paola e assai d'altri, che sono istitutori, professori di scuole e che professori di secondo grado, con i mezzi che gli sono stati isoi, di oltre pochi mesi, non voglio mica parlare sulla piazza, ma dopo i 50 anni i nostri più vecchi, i nostri anziani e i più giovani che siamo andati a visitare Nanzu, si vogliono per far campare la lingua in un quadro che era assai difficile, senza essere pagato un euro di più e credendo a questa lingua. Allora, si dice di oltre, si è intesa che qui è Culondi che il risultato di scuola non era mica stato o più favorevole o più aspettato, ma anche sa che lì c'erano sì, quelli professori di scuole e quelli professori e noi il nostro scopo è di rinforzare i mezzi e di allargare il più possibile l'offerta e centro veramente in un luogo di un rapporto. Noi so che ci primordiale qui di un'educazione che sia fatta pro di tutti i cittadini di Corsica, è stata fatta non sa me. E noi, oggi che oggi, la collettività di Corsica, non mica i mezzi d'offre senza potenza pubblica portata da un Stato che non sta su soggetto qui a per una bella parte la competenza, non possiamo mica offrire questa educazione che noi abbiamo a tutti i cittadini. Dunque ci sono state iniziative che voglio salutare come quella di Scuola Corsa Associativa che abbiamo appoggiato e che ci ha dato di sicuro a continuare a appoggiare e che hanno permesso di noi di avviare le nostre riflessioni e la nostra via politica per dire che finalmente ciò che si fa per certi si potrebbe avere con una larghezza quantitativa e qualitativa, si potrebbe avere per l'insieme dei cittadini di suo paese, per l'insieme dei cittadini di Corsica. Sul piano ci risponde anche mica, ma noi so che noi diciamo è che non si deve un sistema e forse perché adesso che noi abbiamo non si anche di collettività un trasferimento di competenze educative, che potremmo fare oggi. E oggi ne siamo convinti, facciamo un bel passo a pro della lingua corsa, a pro dell'insegnamento bilingue e immersivo. Facciamo un bel passo perché l'ha detta nella sua presentazione il Presidente dell'Esecutivo, c'è un passo nuovo che da parte dell'educazione detta nazionale c'è la riconoscenza, al di là di un'esperienza, di un dispositivo mica innovatore in Corsica, ma che chiama a allargarsi di un dispositivo immersivo. Non sull'immersione era veramente, qualche anni fa, era quasi una parolaccia, non si poteva mica parlare di immersione. L'immersione non si poteva mica dedicarla a un sistema immersivo alla lingua corsa. E con l'impegno dei professori, con l'impegno dei soci, con la nostra volontà politica che è stata rammentata a partire dal 2015, si è visto che un modello immersivo era una via che poteva funzionare, che noi vogliamo allargare. Dunque noi ci rallegremo oggi, non tanto quantitativo, di avere un'offerta così moltiplicata e di sicuro che sosteniamo sul piano perché ci ha finanziato e che è veramente un nostro lavoro collaborativo pur se non è mica il piano di rettore, non è mica solo il piano di Presidente esecutivo, ma di una collaborazione comune che ci porta a allargare l'offerta e ciò che noi vogliamo. Sinceramente, non è mica di pianta qui, noi ciò che noi vogliamo la stessa educazione proposta a tutti i cittadini di Corsica. Dunque, ci ha passato oggi questa convenzione e ci ha allargato in annata urbana. Non è qualitativo, quando dico qualitativo, non è a disposizione immersiva. Ci è stata precisata che noi vogliamo, quando si dice immersivo, perché abbiamo inteso qui, dans l'archivo dell'Assemblea, una primura
e appuremo parte questa primura di che l'immersione duenti una parola valigia, un concetto appena aiuto e che un rimprovero che è stato fatto per il bisinguismo dicendo ma un formato mica gente bisingue sia fatto in l'anno a bene di noi a scuola immersiva dicendo un biglietto di amica. Dunque noi so che noi vogliamo fare veramente a parte di questa convenzione di poter avere se lo si può dire un cahier di egariche comune per dire ecco ciò che noi vogliamo, ecco i mezzi che ci vuole per tocca soggettivo, ecco il calendario che noi vogliamo per tocca soggettivo e ecco la valutazione a principio in corre e infine di procedura per sapere se le competenze sono cresciute. Buria parte di noi una parte dell'avviso di Usese che mi pare assai importante. So che ci primordiale qui politicamente di sicuro dell'avanzamento, ma di chi si è avanzata qui sia irreversibile. E ripeto la parola di tutti quelli che hanno portato l'avviso di Usese, irreversibile. Perché se non c'è mica un'irreversibilità attraverso le misure che noi pigliamo e la diaria al cimente in modo appena più diretto, se domani c'è un cambiamento e ci sarà un giorno, per forza o per amore, se domani c'è un cambiamento di rettore che dia regola, non vogliamo mica che questa assemblea riparti non ha le stesse lite, non ha lo stesso conflitto che abbiamo conosciuto a livello educativo di poi anni e anni. Dunque noi so che noi vogliamo al di là di persone, al di là di gente, di chi lì è a politica, di un insegnamento immersivo sostenuto da Stato e da collettività territoriale in modo collaborativo, sia scritto in modo definitivo come uno dei puntelli dell'educazione di Corsica. E questa noi non vogliamo mica voltare indietro, non vogliamo mica fare di ciò che abbiamo avuto qui un'esperienza. Per noi non è mica un'esperienza, di un principio, infine, un principio, un pilastro, un puntello di una collaborazione definitiva, mica per il giocatore, mica per il presidente di esecutivo, per i cittadini di Corsica. E che questa collaborazione qui sia definitiva, parlare a bene e che la zipi in modo da crescere ogni anno per l'insieme di cittadini di Corsica. E se reversibilità qui, l'ha lamentato il Presidente esecutivo, non c'è una soluzione, al di là di persone, di forza di istituzioni, di forza di pubblico e di forza di un statuto di lingua. E per questo che noi ci rallegremo oggi, di sicuro di l'avanzata è un passo maggiore che noi abbiamo. Ma non siamo mica soddisfatti, non saremo mica soddisfatti fin tanto che non avremo mica securizzazione attraverso un statuto di lingua per proteggere i locutori, per proteggere i corsi, per permettere a tutti i corsi di fare l'acquisto e di fare dell'acquisto di lingua corso un diritto fondamentale. Finisco dicendo che la nostra collaborazione qui la giuretta di un passo importante, l'abbiamo accompagnato e continueremo oggi. Oggi Presidente dell'Esecutivo, continueremo di sicuro a fare e a rivendicare per la lingua e finisco parlando di Commissione in modo modesto. Abbiamo deciso, cari tutti, di andare non da un terreno, non da un tempo corto, per scontrare la gente e per bere tutte esperienze che si facciano per discorrere con la gente, per capire meglio e primo e che passeremo, quando questo giro sarà finito, in furia una fase redazionale comune insieme con quelli della Commissione e tutti gli altri per portare una proposta generale di politica generale come è stata comandata dal Presidente esecutivo, perché finisco dicendo che a scuola di sicuro un po' mica va tutto per la società e che ho fatto di parlare di un fatto comune nella società, dunque abbiamo bisogno di una politica per l'insieme della società, mostriamo a strada oggi qua a scuola. A ringraziarvi. A ringraziarvi. Altre domande di parola? No? Allora mi giro verso il Presidente dell'Esecutivo, se vuole rispondere. Chi c'è? Ci sono due emendamenti, ma ne parliamo. Oh, come volete. So, ce ne due, mica solo uno. Bon, allora, i gruppi, volete presentare gli emendamenti?
Allez, Jean-Martin, Presidente, e così devo trovare non l'emendamento. Li c'è su tempo. D'accordo. C'è una proposta di vice Presidente. Faites così. Anna di Bourron. Oui, préalable. J'ai omis de saluer le recteur et ses équipes. Je salue d'autant plus volontiers que, à écouter tout le monde, le recteur va partir assez vite. On essaie de rester encore un peu, évidemment. Hein. Bisogna. Donc, l'amendement qu'on vous propose, il est relatif donc, aux propos que j'ai tenus tout à l'heure sur le contrôle, savoir si on pouvait aller un peu plus loin en ajoutant donc l'évaluation du niveau de langue des locuteurs sur la base des critères européens commun de référence pour les langues. Vous savez que le critère européen va du niveau A1 au niveau C2 de mémoire, hein, que par exemple pour les ressortissants étrangers qui souhaitent être naturalisés, dans le dépôt du dossier de naturalisation, on exige le niveau B2. Donc ça se fait dans beaucoup d'organismes de formation. On ne voit pas pourquoi on se priverait d'un cadre d'évaluation déjà existant qu'il s'agirait de mettre en œuvre progressivement. Tel est l'objet et l'esprit de l'amendement que nous déposons à l'article 6 de la Convention. Bien, Fapo, un amendement. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, il s'agit d'un amendement qui a vocation à ajouter au sein de la Convention, dans le volet formation des engagements pris par la collectivité de Corse, le CMFPT et l'AFPA. Donc, il s'agit de remplacer à la page 7 de la Convention dans les engagements pris par la collectivité de Corse les paragraphes 2 et 3 par la rédaction suivante. Je ne vais pas les lire, simplement vous faire part de notre volonté. Pourquoi ces amendements? Je suppose que tout le monde les a reçus. Donc, il nous semblait important de rajouter que le CNFPT qui a pour mission d'observer les évolutions des secteurs et d'accompagner la formation des agents de la collectivité, dont les ATSEM. Concernant l'AFPA, l'outil de la collectivité de Corse, qui a donc un statut particulier, les heures de formation sont donc intégrées dans la convention pluriannuelle, qui n'a donc pas plus besoin de lancer d'appel d'offres, ce qui n'implique pas de dépenses supplémentaires, et donc de développer d'accompagner le développement de l'enseignement bilingue. Il est nécessaire de s'adosser à des référentiels, tableaux de progression et d'autres outils de formation répondant à la norme Calliope. Henri Gradiabi. Henri Gradiabi. Allora, passo la parola al Presidente di Lese Gudi, per via di l'interrogazione e i commentari che sono stati fatti e poi di noi l'emendamento. Io voglio rispondere rapidamente, se voi permettete, non stavo fondo, poi dopo in radio non stavo qui gli emendamenti, non stavo fondo, voglio ringraziare tutte le elette che hanno piato la parola, di che non è una sorpresa, sono da consento con tutto ciò che è stato detto a tempo per ciò che tocca a nostra soddisfazione, ma di noi, la nostra inquietudine, in tutti i casi, a coscienza che ne abbiamo che questa tappa non è una tappa importante, forse spero importantissima, ma una tappa. Allora, una tappa importante perché? Perché è vera, è per noi un passo di più, un filo storico che viene da lontano, è stata etta, io ripeto spesso, quando era da esima a terza, non abbiamo avuto che in un'occasione un corso di corso. A sera, da 6 ore a 7 ore, non c'era più nemmeno al liceo, al collegio, e stavamo con 2 insegnanti, M. Filippi e M. Mafrueli, che je salue au passage, e che pigliavano 90 ore di lavoro o di famiglia per insegnare il corso. Dunque, è vero che quantunque la situazione ha cambiato, pure se non è mica cambiato, quanto noi volevamo. Dunque, oggi è importante, ma è stata detta un nemico irreversibile. Non saremmo mica entrati a discutere di questa convenzione e allora di Udalla se non ci fosse mica stato un rettore nuovo, è vero. Dunque, tiene a tempo a una lotta storica e
a personalità di attori umani. So che è sicuro che la situazione oggi a livello di sicurezza giuridica non è mica acquistata, la sappiamo abbiamo avuto un nostro dibattito per la più parte del tempo in lingua corsa. Pure se c'è una traduzione a tempo, domani se c'è qualche che fa un ricorso contro la nostra deliberazione buddata, spero all'unanimità, sarà annullata davanti a un tribunale amministrativo. E non ci voglio mica dare a quelli che ci stanno assenti. O forse che ce l'ha dimostrato per l'assurdo una situazione per contribuire a cambiarla. E io penso che non ci vogliamo mica accontentare della situazione attuale, in cui fermo Nige aveva il diritto di parlare corso, allora che il suo diritto non è mica riconosciuto. Domani se c'è qualche che viene a contestare un insegnamento bilingue o un insegnamento immersivo davanti a un tribunale, vincerà. L'organizzazione oggi, mica solo in Corsica, ma in Francia in maniera generale di l'insegnamento immersivo, intende che grazie a una finzione giuridica, posto che il Consiglio Costituzionale ha detto che non c'era mica piazza nella Costituzione attuale per l'insegnamento immersivo. Dunque, se noi vogliamo veramente essere una logica irreversibile a un livello giuridico, ce la passa per una revisione costituzionale. E ferma il nostro scopo e penso che l'abbiamo capita, e per questo che abbiamo cominciato con questo, al di là dei nostri dibattiti, i nostri disaccordi quanto all'autonomia di maniera generale, quando abbiamo dato all'unanimità la necessità di un statuto per la lingua corsa e di un statuto costituzionale per la lingua corsa, sappiamo ciò che noi facciamo. Allora, questo è un passo a bene obo. E poi a un livello di ciò che c'è a migliorare, di sicura valutazione, è stata detta da Saverio Luciani che conosceva l'educazione nazionale, l'educazione nazionale francese, non c'è mica abbastanza mezzi, di sicuro, di modo generale, di più anche meno per la lingua corsa, c'è la rinforzare sul lavoro collaborativo, è stata detta, c'è la rinforzare i mezzi, ne abbiamo parlato stamane, c'è la rinforzare l'offerta di formazione e tutto questo fa parte di una politica globale. Ultimo punto. Come si può articolare questa convenzione in cui il lavoro generale che abbiamo messo in ballo è particolarmente quello di una commissione ad hoc? Penso che anche questi c'è una legge naturale. Se noi abbiamo lavorato su state per proporre questa convenzione, è perché vogliamo che per la rientrata 2025 siamo in situazione di rispondere a un livello dell'offerta di formazione all'ambizione nuova di aprire 70 e più scuole immersive. C'è una risposta urgente e quella che è proposta oggi attraverso questa convenzione. E poi c'è un lavoro di fondo di commissione ad hoc, in un quadro iniziato da un rapporto di orientazione, da un rapporto di commissione presieduta da Muriel Fagni, e conto l'unanimità che l'UGE ingira a questione della lingua, mica solo gli eletti, ma mi si pare un consenso largo della società corsa, perché la vostra commissione, da qui alla fine dell'annata, rivenga in cui proposte in tutti i domini, tutti i domini societali, ma di noi il sistema educativo, perché veramente chi abbiamo da propone, abbiamo il dovere di proporre insieme, e di l'articolo 7 dello Statuto particolare a Corsica, un piano di sviluppo dell'insegnamento della lingua e della cultura corsa. Ma che su piano, di sicuro, che lo proponiamo allo Stato, se domani giungiamo in cui un piano che propone la generalizzazione o la pianificazione linguistica bilingue e immersiva, e ma ritroviamo una logica di conflitto in cui lo Stato, perché lo Stato già da lì non può mica evacuare, non è mica la Costituzione. E noi un piano mi si pare, visto la nostra ambizione, un piano che non prendrebbe mica in conto la nostra volontà
di generalizzazione progressiva dell'educazione bilingue immersiva. Non sarebbe mica un piano che noi volevamo. Dunque, mi giro per di Jean-Martin Mondologni, il suo gruppo, di sicuro che è qualcosa di importantissimo che il dibattito in giro a lingua si via di maniera appaggiata con la nostra a forza che ci ha, a noi tutti qui, l'unanimità e il consenso. Ma ciò di noi è rappresentanti dello Stato e di maniera generale governo e Stato che siano pronti a stare assenti. Abbiamo avuto la fortuna di avere un rettore che l'ha fatto, è stata eletta, a voce l'ha andata da precisamente a un livello più alto, più sistematico, mica solo in termini di funzione, ma in termini di quadro giuridico e costituzionale. Il fatto si sta, chi è stata eletta, c'è di 81 la creazione dell'Assemblea di Corsica, c'è sempre stata la primura della lingua corsa. Di poi la deliberazione del 83, l'avete rammentato, ci sono stati eletti che si sono esprimati in corso, che non erano mica nazionalisti per parecchi, ma che facevano la scelta di parlare a corso. C'è stato un lavoro fatto da Pier Giong, c'è stato un lavoro che abbiamo cercato di fare insieme a partire dal 2015, c'è la volontà comune di continuare a allargare il solco e questa convenzione, e finisco, è importante perché chi lo Stato, chi cifra con noi questa convenzione, riconosce che l'insegnamento bilingue e l'immersione facciano parte di un sistema educativo corso e che è importantissimo e si concretizza attraverso misure concrete di convenzione. Per ciò che tocca l'emendamento, allora voglio mica dare un acconsento di principio perché c'è un'unanimità, non c'è mica a discutere, penso che per questi due punti, il primo punto, l'emendamento, vi propongo forse un emendamento di sintesi, posto che all'articolo 6 il y a marqué évaluation des résultats des élèves lors des évaluations académiques, on pourrait mettre virgule, notamment selon les critères du cadre européen commun de référence. Donc ça fait on introduit votre proposition et on laisse, je dirais, le rectorat et les services apprécier les propositions d'évaluation des résultats des élèves. Ça doit faire l'objet d'une discussion, bien sûr. Pour le deuxième amendement, je note qu'il concerne en fait les engagements que prend la collectivité de Corse. Donc je pense que ça ne gêne pas le rectorat et ça ne modifie pas l'équilibre de la Convention. Moi, j'avais scrupule, je l'ai dit avant le débat, à aller sur un chemin. Il y a eu beaucoup de travail. Il y a le préfet de Corse qui a validé. Je ne voudrais pas qu'on réouvre un débat, mais il me semble que ces deux amendements ne modifient pas la substance de la Convention et qu'on peut s'en déroger à l'esprit qui a été le nôtre dans la construction de ce texte, valider sur le principe ces deux amendements, comme je viens de vous l'indiquer. Je termine. J'ai oublié de le faire, je ne l'avais pas vu avec le reflet. La présidente du CESEC et le représentant du CESEC. Donc, je les salue. J'ai lu, comme toujours, avec attention et intérêt, l'avis du CESEC, qui est un avis favorable, mais qui rappelle aussi tout le reste du travail qu'il nous reste à mener ensemble. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu la règle dans tous les domaines que nous avons à aborder, ça n'est jamais fini, mais ne boudons pas notre plaisir lorsqu'on avance et qu'on avance de façon forte et significative, savourons le moment. Ringraziabili. Dunque, a Buddha prima l'emendamenti. Presidente. Quelli che vuole parlare, un bel come.
non, se non si l'amendamento, già c'è un momento, non è mica visto. Io, da questa me, dico così, penso che ci deve aggiustare tanto i leggi agricoli, che dipendono mica direttamente di. E magari on mettait l'urgence. Allora, passiamo a per l'emendamento di Don Sofiuno. Qual è chi è contro? Qual è combo de mica? La pro.
Ieri avete la parola per la presentazione di un rapporto 266. Ringraziabili, signora vicepresidente, madame la vice-présidente, mesdames et messieurs les élus, je vais vouloir m'excuser pour la communication tardive de ce rapport, car je sais qu'il vous intéresse tant il concerne la jeunesse, notre jeunesse. Ce rapport vient réaffirmer notre volonté. Il incarne une en s'appuyant sur la langue, l'éducation et la formation comme levier de transformation sociale et territoriale. Ce rapport s'inscrit en corollaire du Pacte di Juventud, cadre stratégique adopté par votre Assemblée, et traduit donc une approche transversale. Depuis 2018, nous avons fait en sorte de placer au cœur de toutes les politiques publiques que nous menons l'attention à toutes les jeunesses, la jeunesse écolière, mais aussi rurale ou plus urbaine, et ce, dans tous les temps de sa vie. Notre accompagnement se veut transversal, donc je l'ai dit, et tourné vers l'avenir. Les actions qui sont présentées dans ce rapport articulent les compétences de la collectivité de Corse, adultes de demain. Donc, premier axe, la modernisation du cadre éducatif et l'adaptation des formations aux besoins du territoire. Deuxième axe, le renforcement de l'enseignement de la langue corse, et le rapport qui vient d'être adopté en est aussi l'émanation. Troisième axe, l'accompagnement des jeunes dans leur parcours de vie. Quatrième axe, la valorisation de la culture et du patrimoine insulaire. Et cinquième axe, le développement d'outils numériques inclusifs. Le déploiement donc, de chacune de ces priorités s'effectue dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques que nous avons entamées, et c'est à chaque fois à partir de l'analyse des besoins des acteurs que sont étudiés les différents sujets que je vais développer. La collectivité de Corse, vous le savez, engage des moyens pour moderniser l'établissement scolaire, soutenir l'enseignement supérieur et structurer des filières stratégiques, comme ça peut être le cas en matière de santé, en matière d'agriculture ou encore dans le cadre du tourisme. Depuis ma prise de fonction, un de mes axes de travail a été d'accentuer et de renforcer les relations avec le rectorat sur des compétences partagées, notamment dans le cadre de l'installation d'un comité de gouvernance, et ce, en préfiguration de la dynamique que j'ai souhaitée en créant la conférence de la jeunesse, un rapport que vous avez adopté il y a maintenant quelques temps et dont l'installation de cette instance se fera au mois de décembre prochain. J'ai également entamé un cycle de rencontres avec les chefs d'établissement pour visiter les infrastructures et échanger sur leurs offres et projets de formation. Le président, et je l'en remercie, a évoqué ce matin dans le cadre de la réponse à la question orale relative à la création d'un lycée professionnel dans l'extrême sud, notre stratégie dans ce domaine, stratégie qui se pense, et il a pu le dire, à l'échelle du territoire et avec l'ensemble des acteurs concernés. Donc actuellement, nous travaillons sur deux priorités, la mise en place d'un PPI couvrant la période 2025-2028 et nous avons également sollicité l'intégration d'un volet de financement donc des EPLE dans le programme PTIC. Je ne développerai pas puisque le président l'a fait ce matin. Cette programmation donc, doit couvrir aussi bien les axes réglementaires que les évolutions notables concernant l'aménagement pédagogique. Et aussi l'autre priorité, c'est le lancement d'une étude sur la sectorisation permettant de projeter la construction de nouveaux établissements au regard des besoins du territoire, de l'évolution démographique et de l'adaptation de la carte des formations. Concernant les formations, ce rapport vient rappeler notre volonté d'investir dans des formations évolutives et adaptées aux spécificités des lieux d'implantation, aux besoins des filières économiques concernées et alignées aux projets de développement pour la Corse que nous soutenons. Vous le savez, nous intervenons également sur l'évolution de la structure pédagogique générale d'enseignement du second degré, un rapport qui est d'ailleurs régulièrement présenté devant votre Assemblée, et nous disposons aussi d'importantes compétences en matière de formation. Je pense qu'il est aussi important d'illustrer cette volonté de mise en œuvre de formations conçues sur mesure à partir des besoins recensés sur le terrain, avec par exemple l'ouverture depuis quelques semaines du DTS imagerie médicale et radiothérapeutique au lycée Fèche d'Ajaccio. Celui-ci affiche complet et accueille donc 16 élèves. En effet, mettre en place un tel diplôme qui vient répondre aux besoins de santé publique et de qualification professionnelle, il va donc permettre de former sur place des professionnels hautement qualifiés, de renforcer l'offre de soins et de soutenir l'économie insulaire. Le succès de ce projet repose sur la mobilisation conjointe de la collectivité de Corse et je salue d'ailleurs l'investissement de ma collègue Bianca Fadzi, des acteurs éducatifs, sanitaires, institutionnels, afin de répondre durablement aux besoins de la population insulaire et aux perspectives de création d'un CHU.
Toujours en matière d'investissement, nous poursuivons notre politique en matière de gratuité des transports. Le coût total pour 2024, par exemple, a été de 32 millions d'euros et cela a concerné près de 11 000 élèves. Et d'ailleurs, pour cette rentrée 2025, 5 nouvelles lignes ont été créées dans une volonté d'accompagnement au plus près des besoins. Un point important aussi et qui est mis dans ce rapport, et le Président vient tout juste d'en parler, c'est la question de la langue. La langue corse est pour nous un vecteur de cohésion et d'émancipation et bénéficie d'un soutien renforcé, filière bilingue, centre d'immersion, plan de formation des enseignants, bourse maestrens et soutien à l'enseignement immersif. Ainsi, la politique linguistique est pleinement intégrée à notre vision éducative et culturelle de la jeunesse, et ce, dans tous les temps de la vie. Pour revenir justement sur la jeunesse, qui existe aussi hors de l'école, hors du cadre scolaire ou universitaire, nous donnons aux jeunes les moyens de s'exprimer, de s'engager et de construire leur avenir à travers donc, les assises Diaduentu qui se sont tenues le 13 mars dernier à l'Université d'Igor, SIGA. Et le thème qui était au cœur des échanges, a été le bien-être des jeunes. Et ça fait aussi écho à la question orale de ce matin qui a été posée par notre collègue Cathy Cognetti-Turchini. Donc, lors de ce temps de rencontre, plus de 200 jeunes ont pu être sensibilisés au risque de la sédentarité et aux bienfaits d'un mode de vie actif, ont pu être incités à bouger au travers d'activités favorisant une pratique régulière et ludique, ont pu être encouragés à prendre soin de leur santé et notamment de leur santé psychique et ont également été informés sur les comportements à risque et les addictions. De plus, tout au long de l'année, le service Informazione Juventu se déplace sur tout le territoire pour proposer des ateliers comportements à risque, mais aussi aux questions sociales et sociétales. Donc pour 2025 et la période donc de janvier à juin, 126 ateliers ont été dispensés relatifs aussi bien donc au harcèlement qu'à la lutte contre la précarité menstruelle ou encore à la notion de consentement et ont touché plus de 2500 jeunes dont plus de la moitié se sont déroulés dans 22 EPLE. La collectivité de Corse impulse et soutient diverses actions et initiatives visant à enrichir le travail éducatif et à dynamiser les pratiques et approches pédagogiques afin de sensibiliser la jeune génération aux enjeux sociétaux, mais aussi, et je pense que c'est important, de les rendre acteurs de leur parcours. D'ailleurs, je profite de ce moment pour vous informer que ce matin, j'étais absente en raison donc, du lancement de la formation « Comment promouvoir l'éducation à la légalité chez les jeunes ». C'était une demande qui avait été faite notamment dans les différents groupes de travail relatifs au rapport sur les pratiques mafieuses. Et cette formation de 2 jours est à destination des acteurs de jeunesse, puisqu'ils sont souvent le premier interlocuteur des jeunes. Et donc, à l'issue, je ne manquerai pas de vous faire un retour, mais vous précisez quand même que cette formation, ce n'est pas juste un one-shot, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un point de départ. Et l'objectif, c'est de pouvoir continuer à accompagner ces différentes associations et structures. La politique de jeunesse ne serait pas ce qu'elle est si je n'évoque pas l'application Juventu, créée il y a maintenant 2 ans. Il s'agit d'un guichet numérique unique permettant un accès simplifié à l'ensemble des aides, informations pratiques et dispositifs destinés aux jeunes. Je ne manquerai pas aussi de revenir vers Véronique Pietri dans le cadre de sa question écrite sur les aides à destination des étudiants. Le dispositif Juventu nous a permis d'avoir une visibilité sur l'ensemble des aides puisque nous savons aujourd'hui que c'est ce manque de visibilité qui conduit parfois des jeunes à ne pas avoir recours à leurs droits. Donc les chiffres clés pour 2025, 20 aides disponibles sur l'application, plus de 16 000 demandes acceptées, 11 000 bénéficiaires du Pass Culture et plus de 17 000 téléchargements de l'application. Donc, en conclusion, ce rapport d'information dépasse le simple état des lieux. Il trace à mon sens les contours d'une politique de jeunesse globale et structurante, capable de répondre aux enjeux du territoire. Le Conseil exécutif affirme ainsi sa volonté d'engager une transformation durable, construite en concertation avec tous les acteurs. Et je sais que c'est aussi ce que Jean-Martin Mondologne appelle de ses voeux dans le cadre pour qu'une politique soit vraiment structurée et cohérente, elle doit être faite
dans l'intelligence collective, et c'est ce qu'on compte faire et poursuivre. Et l'objectif, vous l'aurez compris, c'est qu'en travaillant en concertation, on peut mieux accompagner chaque jeune dans son parcours de vie et dans le choix de son avenir, mais aussi pour qu'il soit une force vive et une ressource pour notre île. Je vous remercie. Ringraziabi. Passiamo subito a discussione, posto che di un rapporto di informazione, non c'è mica avviso di commissione. Qual è chi domanda la parola? Jean-Martin. Oui, la parole. On a été un peu surpris par ce rapport. J'allais presque dire, on se demande si ce n'est pas un peu pour combler l'ordre du jour, qui était famélique. La ODA travaille très bien tout le temps. Pas besoin qu'on ait un focus sur la synthèse et le condensé de ce qu'elle fait toute l'année au service de la jeunesse. Voilà, donc c'est un rapport d'information. On prend acte du fait qu'elle a travaillé. Voilà. Ceci étant dit, j'en profite pour faire le lien avec le rapport précédent. On a tous bien vu, il y a une harmonie, il y a une optimisation des rapports entre l'État et la collectivité sur le sujet de la langue. Ce serait bien qu'on ait le même niveau d'exigence, le même niveau d'investissement retrouvé sur l'ensemble des lycées et collèges. Vous avez fait un effort visible, conséquent, assumé politiquement vers l'université, mais lorsqu'on regarde les chiffres en termes d'investissement, il y a une croissance légitime et indiscutable, évidemment, en direction de l'université. Le problème, c'est qu'elle s'est faite au détriment des EPLE. Et que les EPLE sont les établissements publics locaux d'enseignement, en gros les lycées, les 46 lycées et collèges. On a mis le paquet sur le lycée agricole de Sartène, le paquet sur le lycée maritime de Bastia. Les autres commencent maintenant de façon visible, de façon prégnante, à souffrir d'un abus d'investissement. On le sait tous, et l'AODA le sait, puisqu'elle fait le tour de façon très disciplinée des établissements. Elle en prend la mesure visuelle de ce qui se passe et de l'écart grandissant qui existe entre, le but c'est pas de se comparer à l'université, mais entre les équipements des autres régions et la nôtre de ce point de vue-là. Donc, à bien des égards, on commence à avoir des établissements qui ressemblent à ce qu'étaient nos établissements à la veille des lois de décentralisation, quand toutes les régions, évidemment, se sont emparées de ce sujet et ont mieux fait que ne le faisait avant l'État. Mais tout ça, ça fait 40 ans. Et quand on n'investit pas dans des établissements pendant 40 ans, ou si peu, c'est pas qu'on n'a pas investi, ce serait travestir la réalité évidemment, ou si peu, ça commence à vieillir. Quand ça vieillit, ça coûte cher. La question se posera à terme de savoir s'il faut construire d'autres établissements ou continuer à investir en fonctionnement et en agrandissement, en extension ou en réparation de l'existant. Voilà. Je ne parlerai que d'une chose qui concerne aussi Julien, c'est les sommes colossales qui sont jetées par la fenêtre, c'est le cas de le dire, sur ce qui concerne les consommations énergétiques. On est en millions d'euros. Voilà. Et donc là, oui, depuis quelques années, on marque le pas, il faut se le dire, pas se masquer. Donc, encore une fois, par parler des formes à ce qu'on a vu avant, je crois que l'État peut être au rendez-vous. Il y a du PTIC sur ces choses-là. Il faut le mobiliser de façon plus régulière, plus engagée et répondre à cela. Pour le reste, on n'a rien à dire, sinon que là, on est plutôt satisfait du travail qu'elle fait. Donc ce rapport ne fait que le confirmer. Mais attention aux effets d'optique et aux illusions d'optique. Hein, voilà, notamment sur les sujets que je viens d'évoquer. Vi ringrazio. Qual è chi domanda la parola, Dorna? Nimu? Donjo Lucioni, avete la parola. Ringraziavi, cara Presidente, cara Consigliere Esecutivo, la collettività di Corsica si impegna per la vena di gioventù isolana e certo è sicura e sul rapporto di equalità, come l'ha sottolineato il nostro collega Jean-Martin Mondoloni a Cimoscia,
io penso che è importante che voi presenteste questo rapporto a nome di Consiglio Esecutivo di Corsica davanti a nostra Assemblea, qualche settimana dopo la rientrata scolare, e in un quadro di una sessione qui est carca. Quand on parle d'achat de flux dans l'aérien en matière de développement économique touristique, quand on parle de langue corse, quand on parle et qu'on étudiera demain, on examinera près de 20 rapports en matière d'investissement routier, je pense que l'ordre du jour de la session est suffisamment important, mais malgré cet ordre du jour important et riche, nous considérons, du côté des bancs de FAPO.cm, et vous ne serez pas étonnés, Madame la conseillère exécutive, que la présentation de ce rapport de qualité est une bonne chose dans un contexte de rentrée scolaire. C'est un exercice de transparence, ça nous permet d'avoir une vision consolidée de l'action de la collectivité de Corse, qui est chef de file désormais des politiques jeunesse, qui a un certain nombre de compétences en matière de formation, d'éducation, de jeunesse, de langue corse, on en a parlé. Et puis, ça nous permet aussi de voir, à travers ce rapport, la vision globale, stratégique, transversale, qui est la vôtre et que nous partageons en matière de politique de jeunesse, appréhendée de façon systémique. Nous voyons aussi, au-delà de la vision, il y a un objectif politique majeur et fondamental que nous partageons, celui de construire une jeunesse corse qui soit forte, qui soit formée, qui soit éclairée, émancipée, libre, dans tous les sens du terme, et actrice de son projet de société, capable de relever les défis qui se présentent à la Corse et au monde en général au XXIe siècle. Et nous considérons, comme vous, et c'est aussi l'objet du rapport, que la formation et l'éducation sont des leviers majeurs de transformation économique, sociale, culturelle, même sociétale. Vous parliez notamment des suites réservées au rapport consacré à la lutte contre les pratiques mafieuses. Et puis nous considérons que ce sont des conditions essentielles, non seulement à l'émancipation individuelle des jeunes générations, des citoyens de demain, des actifs de demain, et à l'émancipation collective de tout un peuple. A fortiori, dans une île où on sait les chiffres et les statistiques, même si elles commencent un petit peu à dater, qui, me semble-t-il, selon l'INSEE, est une des régions françaises, entre guillemets, qui a le taux de diplômés le plus faible. Et c'est aussi à souligner, donc il y a des enjeux stratégiques majeurs, et donc nous considérons que ce rapport est le bienvenu dans cet hémicycle, quand bien même il s'agit d'un rapport d'information. Ensuite, souligner aussi la cohérence de l'action de la collectivité de Corse, puisque les grandes orientations de la politique jeunesse, qui est conduite par cette majorité depuis décembre 2015, successivement, bien sûr, sous votre autorité, l'autorité d'Antonio Luciani, la vôtre désormais avec le bloc jeunesse qui comprend notamment l'éducation et la formation, nous considérons que cette action, elle est menée en cohérence avec un document stratégique qui est le Patto di Aggiuntu et qui est un document global, inédit, à mettre à l'actif et au crédit de cette majorité. Patto di Aggiuntu, première version, me semble-t-il, 2018, deuxième version mise à jour 2022. Donc je pense que c'est à souligner. Et puis, il faut le dire aussi, il y a des marqueurs politiques forts qui transpirent, si vous me permettez l'expression, dans ce rapport, non seulement dans les grandes orientations stratégiques qui structurent l'action de la collectivité de Corse, garantir un cadre éducatif moderne et équitable pour tous les jeunes de Corse, renforcer la place de la langue corse dans l'enseignement, valoriser et promouvoir notre culture et notre patrimoine, créer les conditions de la réussite de la transition numérique et digitale, favoriser l'épanouissement et l'apprentissage tout au long de la vie, pas simplement, je dirais, les 5 orientations stratégiques qui témoignent de marqueurs forts, mais simplement les réalisations et les actions, qu'elles aient été réalisées ou qu'elles soient en cours. Quelques exemples. En matière de pouvoir d'achat, par exemple, alors on n'est pas simplement dans la thématique jeunesse, mais c'est important aussi, les conditions de vie économique et sociale. On voit bien que on a des mesures qui permettent de préserver le pouvoir d'achat des usagers du service public de l'enseignement, c'est-à-dire des élèves, premier et deuxième degré, second degré, des étudiants, mais aussi de leurs familles. Quand on gèle les tarifs des cantines depuis 2021, ça concerne près de 15 000 élèves en Corse. Quand on met en place un système de gratuité des transports scolaires dont la collectivité de Corse a la charge, ça concerne
10 500 scolaires qui sont transportés chaque jour. On est sur une politique sociale ambitieuse dans une île dont nous savons qu'elle est touchée plus que tout autre territoire à des faits liés bien sûr au coût de la vie important, et puis aussi à une dynamique inflationniste qui a pu exister et s'amplifier ces dernières années. La langue corse, je n'y reviens pas. Vous avez cité les multiples dispositifs au travers desquels notre institution intervient. Pafa di a lingua corsa, un strumento maio di educazione in Corsica. Bien sûr, il y a la langue corse dans le temps scolaire et en dehors. On pourrait parler du grand plan de formation, Scola Corsa, le soutien qui est apporté, les centres immersifs, les appels à projets, etc. Il y a la structuration de l'offre de formation, la création de nouvelles filières, notamment dans des domaines qui sont pour nous stratégiques, l'agriculture, le tourisme, confère l'ouverture de l'école hôtellerie-tourisme, notamment projet porté notamment par la CCI, soutenu par la collectivité de Corse, qui ouvrira bientôt ses portes au Palazzo di Congressi in Ajaccio. Bien sûr, la question du modèle de santé, avec la thématique de l'accès aux soins, la perspective de création d'un centre hospitalier universitaire, à travers notamment l'ouverture d'un diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et en radiologie thérapeutique au lycée Fèche à Ajaccio, que je connais bien. L'inauguration, il y a quelques semaines de ça, de l'école des cadres de santé qui manquait à notre île. Donc on voit bien qu'on est sur une offre de formation qui correspond non seulement aux besoins de notre territoire, aux besoins des filières, aux besoins des jeunes, mais aussi qui correspond à notre projet de développement en général. Donc ce sont des marqueurs très importants, terminés bien sûr parce qu'on est dans un contexte de contraintes, y compris de contraintes budgétaires, mais malgré ça, il y a un investissement qui se fait, y compris sur la modernisation des bâtiments scolaires. Vous avez parlé bien sûr d'une PPI à mettre en place, une programmation pluriannuelle d'investissement 2025-2028 pour la rénovation des bâtiments du second degré, des EPLE. Je partage ce qu'a dit Jean-Martin Mondolone. Il va falloir réussir à mobiliser des crédits du PTIC, des crédits aussi relevant par exemple de la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, même si le décret d'application peine à arriver dans la situation politique que connaît actuellement la France, marquée par l'instabilité. On peut parler aussi de la livraison à la rentrée des vacances de la Toussaint au collège de Baleone, Sarola Garcopino, d'un pôle des sciences. On pourrait parler de la labellisation d'internats d'excellence qui permettent aussi de mobiliser des crédits à hauteur de 50% pour la rénovation, des travaux de rénovation, y compris pour les internes. Donc, sans rentrer dans le détail d'un rapport qui est dense, on voit bien qu'il y a là une vision stratégique cohérente que nous partageons, une action politique forte. Et là encore, comme l'a fait ce matin le président du conseil exécutif de Corse, en guise de conclusion, on voit qu'on a là des moyens qui sont des moyens limités, qu'il s'agisse de moyens institutionnels, budgétaires, juridiques, humains. On est dans un contexte de contraintes, on est sur un domaine de compétences partagées, y compris entre la collectivité de Corse, l'État à travers ses services déconcentrés, au premier rang desquels, bien sûr, le rectorat. Et malgré tout, il y a une synergie qui s'opère entre les acteurs qui peut être optimisée, mais en tout cas, il y a une efficacité réelle. D'ailleurs, Jean-Martin Mondolone soulignait la qualité du travail en l'espèce, mais là aussi, je pense qu'il y a la preuve qu'on n'a pas à craindre demain une évolution statutaire avec un transfert de la compétence, y compris législative, en matière éducative pour la collectivité demain autonome de Corse, nous le souhaitons. Donc, simplement, saluer la qualité de ce rapport, la qualité du travail, vous réaffirmer notre soutien dans cette politique ambitieuse, orientée vers l'avenir et l'émancipation de notre peuple et des plus jeunes de ses citoyens. Ringraziavi. Ringraziavi. D'altre domande parola? No? Aie. Presidente du gruppo. Ringraziavi, Signore Presidente. En deux mots, parce que le problème, c'est lorsque vous laissez parler de Joseph Lucioni. Comme il est très bon, il dit beaucoup de choses. Et non, juste insister sur 2-3 points qu'il a évoqués et commencer peut-être par là où il a terminé. On l'a dit dans le rapport précédent, nous, politiquement, et ce n'est pas un dogme, on demande à ce qu'il y ait
après, il faut bien qu'on s'accorde sur les modalités, mais un transfert de la compétence éducative. Parce qu'on estime que pour tout un certain nombre de choses, on ne nous sommes pas sots. On peut agir dans un certain nombre de domaines, y compris le domaine éducatif, qui est pour nous, et on l'a vu avant, un pilier extrêmement puissant, de même pour construire la société que nous voulons, et FAPO pour le FA à Nation et d'Igoursiga. Ce que nous disait don Joseph là, et je voudrais un tout petit peu insister, il ne m'en voudra pas, c'est que dans le cadre de la compétence éducative, lorsque l'on dit qu'on veut un transfert de la compétence éducative, certains ont un petit peu peur, ont certaines appréhensions, ils disent non, mais l'éducation est une compétence régalienne, il faut la laisser à l'État, pas touche. Ce que nous disons là, c'est que, et le rapport, Madame la conseillère exécutive en fait pleinement la démonstration, c'est qu'en termes de formation et de facto et de juré en termes éducatifs, on a déjà une partie de la compétence. Et c'est pas juste, on a tendance à ramener ça ou à réduire ça, à dire oui, mais c'est les chaudières dans les collèges et lycées ou donner un coup de peinture quand le mur s'écaille. Non, on voit bien à travers votre rapport, Madame Duhitchel, que ça va beaucoup plus loin que ça, et que la compétence, je le dis, on dira oui, parce qu'on appartient à la même majorité. Non, c'est que cette compétence-là, elle est plutôt bien exécutée. Elle est plutôt bien exécutée, et on voit qu'il y a un tout qui est cohérent et qu'il y a même des avancées socio-éducatives qui sont importantes. Là où j'ai une toute petite divergence avec notre collègue Jean-Martin Mondolin, c'est dans la présentation et l'analyse. Lorsqu'il dit on voit que vous travaillez, moi je voudrais aller plus loin que ça. C'est pas juste un travail, une compilation de faits, c'est qu'il y a des marqueurs politiques pour la Corse et pour la jeunesse de cette île qui sont extrêmement importants. J'en retiens un, la gratuité des transports. Ça se fait nulle part ailleurs. Et je veux dire, c'est un engagement financier, peut-être que d'autres l'auraient fait, mais il se trouve que là, c'est nous, la majorité en place, qui a choisi d'exercer cette compétence et de faire ce choix politique-là avec la gratuité des transports. Donc, je veux dire, c'est un certain nombre de choix qui sont extrêmement importants. Dans ces choix-là, dans le prolongement de ce qu'a dit don Joseph Luchon, je voudrais évoquer quelque chose. C'est que nous, politiquement, avec d'autres, encore une fois, on n'est pas les seuls, mais on est quand même beaucoup à l'initiative. On dit que le seul territoire à l'échelle française ne possédant pas de centre hospitalier universitaire, c'est la Corse, que c'est une anomalie, et que nous demandons donc la création d'un CHU. Et collectivement, beaucoup dans cette collectivité et ailleurs, avec beaucoup de partenaires, y travaillent. Et on nous dit, oui, mais en gros, il faut avoir un seuil critique pour obtenir le CHU. On ne passe pas d'une situation hantée où, grosso modo, il y a une offre médicale telle qu'elle est en Corse à un CHU. Et on nous dit donc qu'il faut obtenir un seuil critique. Dans ce seuil critique, pour répondre à ce seuil critique, il y a la création, par exemple, de l'imagerie médicale et radiologique thérapeutique au lycée Fèche. Donc ça, c'est quelque chose auquel on participe et que l'on finance. Et il y a par exemple autre chose, et j'ai eu l'immense bonheur, Madame la conseillère exécutive, de vous représenter à l'inauguration de l'école des cadres. Et l'école des cadres, donc nous le disions avant avec Véronique en aparté, mais simplement avant il fallait partir sur le continent. Je ne sais pas si on se rend bien compte, mais les infirmiers que nous saluons, lorsqu'ils voulaient devenir cadres, ils étaient obligés de partir sur le continent. Nous faisons le choix de financer l'ouverture de l'école des cadres, et l'école des cadres, elle est placée à l'Institut de formation des métiers de la santé, l'IFMS à Ajaccio, qui a une antenne à Bastia. Et lorsque vous allez à l'IFMS à Ajaccio, et je suppose que c'est la même chose à Bastia, je salue son directeur d'ailleurs. Vous avez tous les autres instituts, notamment peut-être le plus connu, c'est celui de l'IFSI, par exemple, qui est le plus connu, l'école des infirmiers, mais pas que, il y a les aides-soignants, etc. Il y a tout un certain nombre de métiers de la santé. Mais notre collectivité finance à 100%, intégralement à 100%, à hauteur de 4,2 millions, pour être très précis, 4,2 millions, l'ensemble de l'IFMS. Et donc, lorsque nous disons politiquement qu'il y a une anomalie historique en termes d'offres sanitaires en Corse, qu'il faut un CHU, et que pour ce CHU, à un moment donné, il faut un seuil critique de formation, et que notre collectivité, pas seule, il faut être honnête intellectuellement, mais avec beaucoup de partenaires et chefs de file, finance un certain nombre de formations pour atteindre
ce seuil critique pour aboutir, in fine, à la création d'un CHU, on voit que là, Madame la conseillère, ce n'est pas juste la présentation d'un certain nombre d'actions. Pour moi, il y a un tout qui est cohérent aujourd'hui à travers ce rapport d'information. Alors certes, aujourd'hui, on ne vote pas une exécution budgétaire, on fait plutôt la rétrospective de ce qui a été fait les mois et les années précédentes, mais à travers, par exemple, la gratuité des transports ou l'élévation du seuil critique en termes de formation sanitaire, et je n'ai retenu que ces deux exemples-là, il y en aurait beaucoup d'autres dans votre rapport. On voit bien qu'il y a des choix politiques, il y a une politique de formation, il y a une compétence éducative qui est bien exercée et que tout cela procède d'une intelligence collective, de marqueurs, et que nous devons poursuivre et que nous avons raison de demander le transfert d'un certain nombre de compétences. Merci. Ringraziavi. Pionimu domanda parola. Consigliera Esegudi, vous voulez répondre? Giusto due parole, pour reprendre un peu ce qui a été dit, et notamment l'intervention de Jean-Martin Mondologne. Je pense que ce qui est important, c'est de travailler sérieusement, et ce, quelles que soient les difficultés, et surtout de ne pas se voiler la face et d'être vraiment en phase avec la réalité. Vous l'avez rappelé, j'ai visité la cité scolaire de Montésor, j'ai visité le lycée de Balagne, j'ai fait le collège Giraud, j'ai fait la cité scolaire Laetitia, le FECH, enfin je poursuis, je dirais, ou Mogir ou di établissements scolari, mais ce qui est important, c'est que vos propos me confirment l'importance de travailler sur ce PPI, cette PPI, enfin on l'appelle comme on veut, programmation, plan, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, on est dans un contexte de contrainte et à un moment donné, il va falloir choisir. Je pense aussi qu'on n'est plus à l'heure du saupoudrage, ça ne va plus tenir. On a des établissements qui sont vieillissants, très vieillissants. Certains tiennent mieux que d'autres. Il y a de tas de facteurs, mais aujourd'hui, je pense que là où le PPI est indispensable, et en même temps de se battre pour que, je dirais, l'éducation, la politique éducative soit, notamment dans le PTIC, c'est important parce que c'est tout aussi structurant que peuvent l'être d'autres politiques publiques. Et de toute façon, je l'ai toujours fait depuis ma prise de fonction en 2018. Je crois beaucoup en la concertation et en l'intelligence collective. On voit bien aussi que ce qui a été mené, notamment jusqu'à aujourd'hui en matière d'éducation et de formation, le fait dans cette philosophie-là. Et c'est, je pense, c'est ce que vous avez soulevé, c'est ça aussi la cohérence, je pense, politique, et qui fait qu'on arrivera aussi à avoir, Romain Colonne et Donjo Luccioni en parlait, un DTS imagerie qui affiche complet, un lycée maritime qui a ouvert là une formation d'officier chef car passerelle qui pareil affiche complet, et je crois beaucoup aux vertus de l'éducation et de la formation. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, lorsqu'on a eu cette compétence jeunesse avec un grand J, on s'en est emparé et on tient à l'exercer pleinement, et ce, en se remettant en question, puisque de toute façon, on l'a dit, le départ c'était Ubatu per adjuventu, qui est devenu Ubatu di adjuventu en 2022, qui aura vocation à évoluer aussi, notamment dans le cadre de l'installation de la conférence jeunesse en décembre prochain, avec l'ensemble des acteurs qui ne soient pas que des élus de la collectivité, mais il y aura aussi donc le rectorat, l'université, les CAF, les acteurs de jeunesse. Et je pense que c'est ça aussi qui est important si on va avoir une politique qui soit structurée, que tout le monde soit autour de la table. Déjà, pour pouvoir avoir une politique qui soit en cohérence avec les besoins du territoire, mais qui soit aussi, je dirais, cousu main. Voilà, je vous remercie. Vi ringraziamo, Mamma Presidente, Madame Consigliere Esecutiva. Emma Bassawa a salude e ananta o rapporto bilancio intermediario e prospettive, ananta prevenzione e riduzione di disparità sociale di salute. Ringraziave, Madame la Présidente. Pardon, excusez-moi. Madame la conseillère exécutive, ne bougez pas. Nous prenons acte du rapport.
Voilà. Il n'y a pas de vote, mais nous prenons acte du raccord. Bishtema Sante, ma consigliere Esecutivo. Grazie, Madame la Presidente. Dunque, di un bilancio intermediare ananta prospettiva della strategia e della collettività in fatto di prevenzione e di riduzione della disparità sociale e salute. Cari consiglieri, c'est un rapport qui est un point d'étape sur notre politique en matière de santé que je vous présente aujourd'hui. Il permet de mesurer le chemin parcouru et les avancées importantes dans ce domaine. Il porte aussi des perspectives structurantes et optimistes pour l'avenir. Dès 2018, avec la mise en place de la collectivité unique, le Conseil exécutif s'est emparé de cette politique, a fait le choix de porter une stratégie de santé globale centrée sur 3 objectifs: la lutte contre les déserts médicaux, le renforcement de la prévention en matière de santé, la mise en œuvre d'une trajectoire vers le CHU de Corse. Ce sont des mesures, bien entendu, qui sont hors compétence de la collectivité, mais dont nous nous sommes emparés. La crise Covid de 2020 a révélé l'extrême fragilité d'un système de santé à bout de souffle. Elle nous a confortés dans nos choix stratégiques et confirmé que la politique de santé ne pouvait dépendre uniquement de Paris. C'est depuis la Corse que nous devons inverser cette trajectoire dégradée et repenser le modèle. C'est pourquoi nous avons renforcé notre intervention, comme d'autres collectivités, je pense notamment à l'Occitanie, pour permettre aux Corses de bénéficier d'un système de soins qui réponde à leurs besoins, agile, efficace, de proximité, mais qui investit également dans la prévention et l'innovation. En avril 2022, j'ai présenté à l'Assemblée un rapport pour poser les bases d'une politique de santé spécifique à notre île, articulée autour du concept One Health, repris à l'OMS. C'est une approche systémique qui agit simultanément sur la santé humaine, animale et environnementale. Elle prend en compte l'ensemble des déterminants sociaux, environnementaux et économiques dans une optique de bien-être global. Elle repose sur une dynamique transversale et collaborative. Depuis, nous avons mené une politique concrète, active et construite avec les acteurs, les citoyens et les professionnels. Je pense notamment aux travaux menés autour du futur CHU de Corse. Ce rapport vous propose donc de revenir d'une manière globale sur nos politiques de promotion de la santé, notre action pour réduire les inégalités territoriales d'accès aux soins et faire un point sur les travaux menant au CHU de Corse. Notre politique de réduction des inégalités en matière de santé repose sur 2 principes, l'investissement social et l'innovation. Depuis 2018, nous avons fait de la promotion de la santé, c'est-à-dire le pouvoir d'agir des individus et des groupes sur leurs conditions de vie et de santé une priorité. Nous sommes inspirés des travaux de James Heckman, prix Nobel d'économie américain. Nous choisissons d'agir pour réduire les inégalités sociales en intervenant dès la petite enfance, par une approche préventive dans les domaines de l'éducation, de la santé publique et de la cohésion sociale. Vous le voyez, ça rejoint complètement le rapport de ma collègue Lauda Guidicel, car il faut évidemment travailler tous en transversalité, et c'est vraiment la base de nos travaux actuellement. Plutôt que de cibler uniquement les comportements individuels, nous agissons sur les déterminants structurels de la santé. Pour cela, nous avons été à l'initiative de plusieurs expérimentations dans le secteur de la petite enfance. Quand nous avons fait l'innovation sociale, notre méthode de travail pour réduire les inégalités et la précarité. Par exemple, nous avions fait le constat d'un vide médical dans la prise en charge des enfants des 600 ans, la PMI de Corse avec Agaz Acétyline expérimente le suivi de ses enfants. Auparavant, nous ne faisions que les 0-6 ans puisque c'était le code de l'action sociale. Cela permet une détection précoce des pathologies, évite les ruptures de soins, sachant que nous sommes souvent dans les mêmes fratries et qu'il est important d'être présents. Nous sommes la seule collectivité à le faire aujourd'hui. La PMI de Corse s'est également engagée dans le déploiement des compétences psychosociales. J'en parlais ce matin à la réponse à Cathy Cognette. Plus de 300 professionnels ont été formés et nous avons construit un partenariat fort avec l'Éducation nationale sur ce sujet. Autre innovation, nous avons fait de la Chucha di Letizia, une crèche préventive, infrastructure inédite à ce jour. Elle permet un accompagnement précoce des enfants et de la parentalité. De manière globale, dans le secteur de la petite enfance, la collectivité de Corse s'est mobilisée autour de la stratégie des 1000 premiers jours de la vie, notamment sur les aspects liés aux vulnérabilités territoriales et propose un accompagnement multidisciplinaire des familles repérées. Pour mettre en synergie l'ensemble de ces innovations et consolider cette dynamique, nous avons travaillé à la mise en place d'un pôle recherche petite enfance en partenariat avec l'Institut Petite Enfance de Boris Cyrulnik, car nous sommes convaincus, et mes propos précédents l'illustrent bien, qu'il faut investir là où tout commence, je cite, dès les premières années de la vie, qui jouent un rôle déterminant dans le développement global de l'enfant.
Les objectifs de ce pôle, c'est viser l'excellence éducative dès les premières années de la vie, encourager les coopérations des structures d'accueil des jeunes enfants, développer des projets de recherche-action et intégrer bien entendu des innovations pédagogiques ancrées dans la langue et la culture corse. Cela positionne à nouveau notre île comme un territoire innovant et pionnier en matière de petite enfance. A nostra gioventù e a nostra primure e la haine de popolo corso. Ma un cismite economique di nostri anziani, notre stratégie en faveur de l'autonomie fait du maintien à domicile une priorité, tout en mobilisant un plan à l'investissement, de soutien à l'investissement de 15 millions d'euros, indispensable et sans précédent, notamment pour la modernisation des EHPAD. Là aussi, l'innovation est au cœur de notre méthode, avec le Gerontopole di Gorsia, qui a pour mission de mettre en réseau les acteurs du bien vieillir et d'accompagner les politiques publiques. Et bien sûr, le travail en transversalité avec l'ADEC sur ce que l'on appelle communément la Silver Economy, qui est un autre axe de développement économique pour notre île. De manière complémentaire, nous sommes attachés à réduire les inégalités territoriales de santé, lutter contre les déserts médicaux. J'en ai parlé dans mes propos introductifs, est une priorité pour le Conseil exécutif de Corse. C'est surtout garantir pour chaque Corse plus d'équité avec une offre de santé de proximité et territorialisée. Pour cela, nous avons soutenu divers projets de maisons de santé. Piano Toligaltare, l'Olmicapé, le patrimoine. Il y a maintenant des cabinets médicaux ouverts. Ils regroupent différentes spécialités, médecins généralistes, kinés, infirmiers, psychologues ou pharmaciens qui travaillent ensemble et permettent une prise en charge globale des patients. Ces projets ont pu voir le jour car ils ont bénéficié de dispositifs mis en place par notre majorité. Nous avons fait le choix de soutenir ces structures de proximité car elles constituent un véritable écosystème de santé. La mutualisation des installations et la centralisation des professionnels de santé au sein d'un même lieu assure une réponse cohérente et durable aux besoins du territoire et de ses habitants. Au-delà de ces projets dans le domaine de la santé, la collectivité de Corse, entre 2020 et 2024, hors compétences, je le répète, a financé divers projets pour plus de 11 millions d'euros en activant plusieurs dispositifs. Le comité de massif, Reactiu, le FEDER et le Fonds de solidarité territoriale. D'autres maisons de santé ont vu le jour, en plus de celles que j'ai déjà citées, Koutsa, Querchol. Nous avons pu équiper également l'hôpital de Corté d'un scanner, l'équipement du matériel en matériel du centre hospitalier de Bastia, avec notamment un robot chirurgical, etc. etc. Je pourrais vous détailler tous les plans qui ont été accompagnés. Notre prochain objectif est également d'avoir un scanner dans d'autres endroits et je remercie également les radiologues qui sont pleinement investis, notamment dans le Poumont, sur un PIM, un plateau d'imagerie mutualisée qui permettra, je l'espère, d'avoir un scanner prochainement sur Sarthe. Des projets concrets qui impactent positivement le quotidien des Corses. Nous avons également conçu des dispositifs incitatifs en lien avec l'ARS. Je pense par exemple au contrat Tougagnot-Tiamem ou Dispardière territorial qui soutient un médecin qui accepte de faire une consultation sur son temps de travail dans un autre lieu que son cabinet. Je pense par exemple à Ponte-à-Lecce. Si des médecins acceptent de venir faire un cabinet secondaire, c'est une idée qui est particulièrement innovante et qui est aujourd'hui reprise et proposée au niveau national français. L'ensemble de ces initiatives déployées de manière complémentaire contribuent véritablement à rapprocher la santé des territoires, plus particulièrement là où elle est insuffisante et ou en tension. Toujours dans cette logique de mieux mailler le territoire et dans le cadre cette fois-ci de nos compétences, nous avons déployé 13 centres de santé sexuelle pour faciliter les consultations de contraception et d'IVG. Leur mission principale est de faire de la prévention, de la pédagogie sur les questions de santé sexuelle, de délivrer les contraceptifs oraux et au besoin d'accompagner à l'IVG. Je veux par ici réitérer mon engagement. Je serai toujours aux côtés des femmes pour défendre ce droit. Ces centres nous permettent surtout d'être présents auprès des jeunes filles, souvent mineures, lorsqu'elles ont une démarche pour une première contraception. Et bien évidemment, ce travail se fait en complémentarité de la médecine de ville, des gynécologues et des sages-femmes. Nous avons aussi développé des téléconsultations pour lever les freins géographiques et construit un partenariat avec l'Université di Gorzia pour proposer des consultations de sages-femmes sur place et installer le réseau RIMAN des professionnels de santé pour fluidifier l'accès à la contraception et à l'IVG. Nous avons aussi créé 6 nouveaux centres de PMI dans le rural, Pomme à Vescovat ou à Machinage, pour mieux prendre en charge les plus petits. Les chiffres sont là. Plus de 2000 examens obligatoires ont été réalisés l'année dernière. De manière complémentaire, pour faciliter l'accès à des consultations de spécialistes ou de prise en charge spécifique, nous avons développé une offre de transport adaptée pour les enfants les plus éloignés de l'offre de santé.
Dans nos villages, notamment sur la Pologne orientale notamment, le bus Campabay contribue également à rapprocher la santé en matière de prévention pour les habitants. D'ailleurs, il sera proposé pour la campagne Octobre Rose un dépistage du cancer du sein. À Ajaccio, nous avons aussi soutenu le projet porté par le docteur Pernin et la clé pour lutter contre le non-recours aux soins pour les grands précaires à Gaza Médical et qui va bientôt ouvrir dans le quartier des Padules. Nous avons mis les locaux de la collectivité à disposition d'Ishta Gaza Médical. Un autre sujet qui préoccupe les Corses, ce sont les consultations des spécialistes. Nous le savons, l'absence d'un CHU rend la Corse moins attractive pour les jeunes médecins et freine l'installation des spécialistes. C'est pourquoi nous avons mené un travail collaboratif avec et appuyé par la Fédération Corse pour la coordination et l'innovation en santé, la FCCIS. Nous avons identifié des leviers d'action pour remédier à cette problématique. La formation en proximité est évidemment une des réponses. Nous disposons désormais d'une étude objective et précise sur nos besoins dans ce domaine. C'est donc un outil d'aide à la décision précieux dont nous disposons aujourd'hui. Force est de constater aussi que les jeunes médecins veulent travailler différemment, privilégiant la vie de famille, et c'est normal. Les mesures coercitives sont inutiles, nous devons être incitatifs et nous adapter à ces évolutions de la profession. Cela rejoint notre action en facteur de la création du premier cycle de médecine à Corte et d'un CHU de Corse qui nous permettra sans doute d'être plus attractifs. Construire un système de santé qui réponde aux besoins des Corses, avec au cœur de notre projet un CHU. C'est ici l'occasion de faire un point sur l'ensemble des travaux engagés depuis la présentation du rapport à l'Assemblée de Corse en octobre 2023. Car non, on ne peut pas se résoudre, et je ne peux pas me résoudre à constater que tous les matins, les avions sur Marseille et sur Nice sont remplis de malades qui vont se faire soigner sur les hôpitaux ou aux cliniques du continent. 26 000 déplacements médicaux chaque année pour raison médicale. Derrière les chiffres, il y a une réalité que vivent régulièrement beaucoup de patients et leurs familles. C'est cette organisation qui devient parfois inhumaine. Car oui, pour les Corses, à la maladie se rajoute souvent une obligation de transport. Concrètement, ce sont aussi des temps d'attente longs qui sont fatigants et pour certains patients, cela peut être la cause d'un renoncement aux soins. Et ça, nous ne pouvons l'accepter. C'est pourquoi, pour répondre à cette situation, nous avons organisé des assises de la santé en 2019 et puis en 2022. Et l'ensemble des acteurs de la santé présents se sont accordés sur la nécessité de travailler au contour d'un CHU. Je pense au professeur Papazian qui nous a particulièrement accompagnés dans cette voie et qui continue de le faire. Pendant près de 2 ans, nous avons mobilisé l'ensemble de la communauté des acteurs de la santé autour du projet et nous avons abouti à un projet solide qui dessine le futur CHU. C'est que nous devions concevoir un projet qui réponde à nos spécificités et nous permette de soigner en proximité, c'est-à-dire qu'il soit innovant, multisite et adapté à nos problématiques de santé. J'ai donc porté le projet voté à l'unanimité par votre Assemblée en 2023 à plusieurs reprises devant les différents ministres de la Santé qui se sont succédés. Et encore en août dernier, le ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, Yannick Deder, lors de sa visite en Corse, et Madame Catherine Vautrin, nous ont confirmé qu'ils avaient validé cette trajectoire tout en confirmant la mobilisation financière de l'État pour la reconstruction de l'hôpital de Bastia. C'est donc un engagement très fort qui a été pris devant les Corses. Nous attendons maintenant que l'État valide pour les prochaines étapes. Mais de notre côté, nous devons continuer d'avancer en mobilisant les acteurs de santé dans un comité de suivi du projet autour du volet recherche, puisque c'est ça. Je rebondis un petit peu sur ce qui avait été dit sur le rapport de Laura Gudicel. Effectivement, pour avoir un projet de CHU, c'est le U de l'université qui est important. Et sur l'université, c'est le volet recherche qui est important. Je pense bien évidemment au laboratoire de virologie qui est porté par Alessandra Falk, qui travaille sur les virus émergents à l'Université d'Igourzsia, mais également sur les actes de recherche potentiels, comme le vieillissement, comme des recherches sur la sclérose en plaques qui sont menées par le docteur Durosa, qui est neurologue au centre hospitalier d'Ajaccio, qui est particulièrement, avec une prévalence très forte en Corse, qui a quasiment quadruplé en quelques années. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des axes de recherche importants qui nous permettent d'appuyer ce concept d'aller vers la trajectoire du CHU. Dans le domaine de la formation, nous avons entendu les besoins de professionnels de santé dans le secteur paramédical. Je remercie d'ailleurs les conseillères, que ce soit Antoine Mialucci et Laura Gudicel, qui m'ont permis de porter effectivement le projet d'école des cadres, mais ça a été à la demande des infirmières qui ne voulaient plus partir sur le continent faire cette formation. Donc elle a ouvert il y a quelques jours à Ajaccio. L'année prochaine, nous ouvrirons l'école d'IBOD, c'est-à-dire des infirmières de bloc opératoire sur Bastille.
Et surtout, en ce qui concerne les études de médecine, nous nous sommes pleinement impliqués aux côtés de l'Université des Gours pour ouvrir ce premier cycle, enfin complet, des études de médecine. Nous attendions depuis 20 ans, puisque la première année de médecine a été ouverte il y a 20 ans, en 2004, enfin un peu plus de 20 ans maintenant, 21 ans. Et enfin, nous avons le premier cycle des études de médecine. Et c'est vrai que former nos futurs médecins et le plus longtemps possible sur place favorise aussi leur installation en Corse, et ça, nous le savons. Nos jeunes qui sont actuellement en études de médecine, qui s'y projettent, nous le disent, ils espèrent pouvoir un jour réaliser leur cursus complet au sein des établissements et avoir notre futur CHU de Corse. En conclusion, ce rapport offre une vision des politiques publiques de santé que porte notre collectivité. Il illustre notre capacité à innover, à agir, à structurer des projets ambitieux. Il traduit surtout la détermination du Conseil exécutif, mais la vôtre aussi, à disposer de tous les instruments nécessaires pour agir de manière décisive et positive sur la santé des Corses. Il démontre surtout notre volonté de prendre en main notre destin sanitaire et social, refusant la résignation malgré les contraintes que nous connaissons. Il constitue les fondations d'une politique structurée, ambitieuse et volontaire pour réduire durablement les inégalités sociales et territoriales de santé, en conjuguant prévention, équité d'accès et adaptation du système de santé. Vous le voyez, tout ça est très concret à Wansem et force avremo per tutti per questo progetto di CHU. Ringraziavi. Signora consigliera, c'è un rapporto di commissione, quale che vous présente à conclusion, la UISO. Oui. La Commission a émis un avis favorable sur ce rapport avec une non-participation des groupes Awansem et Corinne Front et une absence du groupe Unsofiunoe et Un'Alta Strada. Arigradiabi. Grazie. O SESEC reafferma o suo sostegno a una strategia corsa di salute ambiziosa, integrata e adatta alle realtà isolane e sottolinea una volta di più l'importanza di creazione di un CHU a Nanta Paretisidi per Corsica. Qual è chi domanda a parola Nanta Suraborto? Oui, Chantal Pédiniel. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la conseillère exécutive pour la présentation de ce rapport. Donc je souhaite intervenir et si vous le permettez, à la fin de mon intervention, je présenterai un amendement. Donc nous prenons acte de cette stratégie de la collectivité de Corse sur la prévention et la réduction des inégalités sociales en matière de santé et de la volonté du président de répondre aux différents appels à projets. Alors on a des informations précises concernant les nouveaux accueils de PMI, c'est très bien, notamment en milieu rural. Les centres de santé sexuelle pour nos plus jeunes, l'IVG, les groupements de sages-femmes. Ce sont effectivement des données qui sont très intéressantes à travers ce rapport. Alors, je voudrais revenir sur le volet petite enfance et je rejoins un peu l'avis du CESEC, notamment sur le manque de places en crèche adaptées aux besoins partiels des parents. Je veux insister aussi sur la faible attractivité du métier de la petite enfance, assistante maternelle, auxiliaire puéricultrice, des AVSI dans les écoles, on en a parlé ce matin. Il y a un cruel manque de moyens et les salaires sont très bas. Il y a aussi un problème sur le suivi des 6-11 ans. Donc la PMI, vous nous l'avez rappelé, n'a plus de compétences directes par rapport à cet âge-là et cela reste souvent aux collectivités, enfin aux communes, le soutien des actions autour de cette tranche d'âge, notamment pour la santé mentale, le handicap ou encore l'accompagnement des familles en difficulté. Donc le projet de Casa Zitelline est réellement développé dans tous les territoires. Ensuite, je n'ai pas trouvé les données qui sont liées au registre des cancers, pour lequel la collectivité de Corse est liée à l'ORS, par voie de convention, à hauteur de 270 000 € par an. Alors, je vais peut-être extrapoler un peu, mais je vois que l'article 4 de la délibération revient sur la revendication du CHU. Alors, il n'est pas question de contester l'objectif, mais je dirais que d'autres outils, justement nécessaires pour un CHU, s'imposent en priorité. Je veux parler du TEPSCAN, que nous appelons tous de nos voeux.
on en a souvent débattu. Alors ça fait des années que le sujet revient sur la table, on en a parlé encore tout à l'heure, de façon unanime dans cet hémicycle et au-delà par la voix des parlementaires sur le continent, de nos parlementaires corses. Alors c'est vrai que ça tombe sous le sens puisqu'on estime qu'il y a à peu près 8000 déplacements sur le continent pour ce type d'examen d'imagerie. Son implantation dans l'île pourrait être financée par la non-réalisation de ces allers-retours qui sont pris en charge par la sécurité sociale. Et il y a plusieurs mois, du reste, en décembre, nous avions voté dans cet hémicycle une motion allant dans ce sens, à l'initiative de la Commission des politiques de santé présidée par notre collègue Dani Antonini. Et notre groupe avait tout de même émis une remarque, pas une réserve, mais une remarque sur le dernier alinéa qui demandait 2 unités, une en Haute-Corse et une en Corse du Sud. Alors, outre la question de proximité d'un cyclotron nécessaire pour fabriquer le fluor injecté avant l'examen, qui doit être proche, je crois, qui a une durée de vie d'un peu moins de 2 heures. Il faut prendre en compte que la moyenne nationale d'équipement est d'une unité pour un peu moins de 400 000 habitants, lorsque la Corse en compte 330. Alors, 2 unités, ce serait parfait, mais une structure pour l'ensemble de la Corse serait déjà très bien. Alors, nous n'avions pas amendé, puisqu'on partage le principe d'un maillage idéal en Corse, mais c'est une option à prendre en compte qui colle davantage à la réalité dans cette période de restriction. Il faudra s'en réjouir, bien sûr, lorsque l'on sait que c'est incontestablement l'équipement médical qui nous manque cruellement, alors même que le cancer est la première cause de mortalité en Corse. Alors, j'en reviens à la délibération, j'ai pratiquement terminé, puisque celle-ci évoque le CHU. Notre groupe souhaiterait que le TEPSCAN y figure aussi, au même titre que celui d'une demande forte et constante pour que la Corse dispose de cette infrastructure. Le titre du rapport renvoyant aux inégalités sociales de santé, l'absence de TEPSCAN dans l'île est, de mon avis, bel et bien une inégalité sociale de santé. C'est pourquoi je vous propose cet amendement. Je vais vous le lire rapidement. Donc, après l'article 5 de la délibération, serait inséré un nouvel article ainsi rédigé. Réitère avec force la demande d'implantation des TEPSCAN en Corse, conformément aux dispositions de la délibération 2480 de l'Assemblée de Corse, portant adoption d'une motion relative à l'implantation d'un TEPSCAN en Corse. Je vous remercie. Alors, il aurait été souhaitable que vous nous fassiez parvenir l'amendement. Ça a été fait ? Je pense que oui, ça a été fait. Est-ce que, Madame la conseillère, vous l'avez? Parfait. D'accord. Merci. Alors, oui, Madame Cognetti. Merci Madame la Présidente. Merci pour ce rapport auquel nous sommes très attentifs. J'aurais moi aussi un amendement et je souhaitais l'expliquer. Le 5 septembre dernier, les élus du territoire Pasquale-Bauli se sont vus présenter par l'ARS la mission expérimentale Territoire vulnérable à l'échelle de la Corse. C'est une mission nationale qui a identifié 151 zones rouges sous-dotées dans l'accès aux soins. 2 micro-régions dans l'île entrent dans cette classification. Il s'agit de la communauté des communes Pasquale-Bauli et celle de l'Oriente. Alors, je ne parlerai là que pour mon territoire, pour ne pas m'ingérer dans les volontés des élus de l'Oriente, qui aussi se sont déjà mobilisés. Pour ce qui nous concerne, la présentation critique de la situation s'est avérée pleinement partagée avec les différents services, y compris l'ARS. Nous ne disposons sur ce territoire que de 3 médecins généralistes, un situé dans le Niolo et 2 situés sur Pontelege. Comme vous le savez, ce n'est pas tant le nombre de médecins qui, à l'échelle de la Corse, pose problème, mais plutôt le déséquilibre territorial et l'encadrement médical en défaveur des zones rurales, et le fait que beaucoup de praticiens soient proches du départ à la retraite.
Corréler ce constat au fait qu'il n'y ait aucune structure médicale sur le territoire intercommunal et que le plus près soit l'hôpital de Corté, ça nous donne, au vu de l'étude qui a été présentée, une vulnérabilité à 4, sachant que ces critères vont de 1 à 5. Ce que l'ARS propose, et le plus intéressant, je pense, pour le moment, c'est d'accueillir un docteur junior et de lancer une maison de santé sur Ponta Alegre. Dans les deux cas, il faut un local et des financements. On a déjà un médecin volontaire sur le territoire qui souhaite s'y intégrer et un local qui serait mis à disposition par la commune, permettant donc un départ rapide de ce dispositif. Comme vous nous proposez un rapport qui porte également sur la politique extralégale de la CDC en matière de santé et que la délibération évoque le CHU et qu'il faut se le dire, le dernier étage de la fusée, je vous propose que la délibération s'associe à la démarche de l'ARS dans l'identification des 2 zones rouges de la Corse, mais aussi dans les propositions qui sont faites. Je pense surtout à la maison de santé, d'où l'amendement qui valide le dispositif et soutient les axes proposés. Il me paraît légitime que la CDC participe à concrétiser l'objectif de maison de santé, comme ça a été évoqué dans différents autres territoires. L'amendement ne nous engage pas financièrement, même si on sait bien qu'il faudra à un moment donné trouver les voies et les moyens pour y arriver et donner l'égalité à tous les territoires. Le règlement des aides prévoit, et c'est la mesure 1.1, une aide à la mise en place d'une maison de santé ou d'un cabinet secondaire avec pour dépenses éligibles l'aménagement et la rénovation du bâti, l'acquisition de matériel, etc. Concernant le matériel, l'ARS est déjà engagée auprès du territoire, avec un plafond de 150 000 € qui viendrait en plus des financements ARS, investissements et fonctionnement confondus. Je tiens à préciser qu'on est bien là sur du premier recours. Si on n'agit pas dès maintenant, la situation ne pourra que s'aggraver et je ne peux pas me résoudre avant mon territoire et je ne veux pas en assumer le risque surtout. Ce que je souhaite donc, c'est cette mise en place, mais aussi de donner à la ruralité et une équité de territoire, surtout sur un territoire comme le nôtre, afin qu'il ne s'oriente pas vers une désertification terminale. Les collectivités locales, l'ARS, partagent ce diagnostic. Je vous propose d'en faire de même et de nous inscrire collectivement dans cette action afin de, comme l'a dit notre conseillère, de réduire les inégalités territoriales et de donner un accès aux soins pour l'ensemble de nos populations. Je peux vous lire le... Alors, dispositif. Après l'article 5 de la délibération est inséré un nouvel article ainsi rédigé. Valide la déclinaison en Corse par l'ARS de la mission expérimentale Territoire vulnérable, destinée à lutter contre les déserts médicaux, ainsi que l'identification des communautés de communes Pascoli et Bauli et l'Oriente comme étant des territoires de Corse les plus médicalement sinistrés. Soutient les axes d'action avancés par l'ARS, au premier rang duquel la création d'une maison de santé sur le territoire de la communauté des communes Pascoli et Bauli. La numérotation des articles suivants est adaptée en conséquence. Merci. Ringraziabi. D'altre domande ai parola. Oui, Muriel Fagne. Grazie, signora vice-présidente, cara consigliere esecutive et cari collègues. Alors, même si je peux rejoindre les propos de mes collègues qui font partie de la commission éducation, culture, etc., aujourd'hui, moi, par contre, je trouve que ce rapport que vous nous présentez, Madame la conseillère, il ne se contente pas seulement de dresser un bilan, puisqu'il incarne vraiment une vision audacieuse et puis une action concrète qui a été pour la santé, pour nous tous, pour tous les Corses. Et c'est vrai que depuis 2018, la collectivité de Corse, elle a fait de la santé une priorité transversale qui a transformé les défis en opportunités et des promesses en réalisation. Parce que je ne vais pas reprendre tous les points de votre rapport, mais il y a vraiment des réalisations qui sont faites. Alors moi, je trouve vraiment que
c'est bien d'avoir fait ce bilan, puisqu'il y a des choses qui sont faites, il faut pouvoir le dire, et il faut le dire. Ça prouve que la Corse, elle innove et puis elle inspire aussi avec des résultats qui sont concrets. Et il y a des résultats, Cathy, quand même, qui réduisent les inégalités dans le rapport. Il y a plusieurs choses qui ont été dites et qui sont mises en place. Donc c'est quand même important de le rappeler, de dire que c'est fait. Donc, il combine prévention, équité et recherche également, le rapport. Et on est pour bâtir un système de santé qui est un système de santé solidaire, efficace et résilient. On est à la hauteur des attentes de nos concitoyens et notamment, particulièrement, comme ça a été dit, avec l'aboutissement du projet de CHU. A sapem, invicinci na saluti oggi e assicura la vene di accordi. A ringraziarvi. Ringraziavi. Alors, quelques réponses. Je vais répondre d'abord à Chantal. Alors, pour le PET-scan, je n'en ai pas parlé volontairement, parce que le PET-scan est acté, puisqu'il va être normalement livré en 2026. Mais pour l'instant, et nous sommes en discussion avec l'ARS, notamment sa DG, que je remercie, Madame Le Sen, qui a vraiment travaillé à nos côtés sur beaucoup de projets, notamment celui-ci. Donc on ne sait pas encore comment on va monter le financement. C'est pour ça que volontairement, puisque c'est un bilan d'étape, je n'en ai pas parlé, bien évidemment, mais puisqu'il était déjà dans le PRS2 et qu'il a été acté officiellement par la ministre Catherine Vautrin. Là, je n'en ai pas parlé. Il reste maintenant à monter le financement. Vous savez que c'est un gros financement d'environ 15 millions d'euros qui va aussi, je pense, incomber pour une part à la collectivité. Donc, nous sommes en train de voir comment nous pourrions faire parce que, bon, c'est vrai que c'est un gros investissement. Donc, je vous en parlerai au fur et à mesure et que c'est un peu volontaire, mais évidemment qu'il le faut pour nos patients qui partent là encore et qui étaient inclus dans les 25 000 déplacements médicaux sur le continent. Concernant les places en crèche, alors moi, je n'ai pas tout à fait les mêmes chiffres, Chantal. Pour l'instant, moi, les chiffres qu'on m'a donnés, c'est qu'il n'y avait pas de manque, ou du moins de manière ponctuelle, parce qu'on sait que, et vous le savez mieux que moi, ça évolue non seulement sur l'année, mais quasiment au fil des jours, de manière hebdomadaire, puisque chaque fois, il y a peut-être moins d'enfants. Enfin bon, bref, ça, c'est un mécanisme qui incombe. C'est vrai que c'est très difficile d'avoir une crèche pour des mairies. D'avoir même une crèche associative, on sait que c'est quelque chose qui est extrêmement onéreux, qui généralement est en déficit, un déficit chronique, dont on connaît un peu les causes également. Et c'est vrai que c'est un manque. On a essayé même de monter des crèches itinérantes, mais force est de constater que c'est un peu difficile. On voulait le mettre en place pour des mamans qui auraient pu travailler, mais qui avaient un défaut de garde d'enfants. Mais c'est assez dur. Je pense notamment à la Haute-Balagne, au Giunziane, où on a essayé, mais c'est un petit peu compliqué, parce que même pour les parents, ça demande une gymnastique un petit peu, c'est pas toujours facile. Pour ce qui concerne la PMI, vous l'avez vu à Gazat-Citeline, alors renforcer sur les territoires, bien évidemment, par la suite, mais il faudra là aussi avoir une vision un petit peu du territoire, voir où les manques se font le plus sentir. Mais c'est vrai que c'est une expérimentation qui est en cours, qui donne déjà des bons résultats. Et c'est vrai que je félicite les équipes de la PMI parce qu'elles s'impliquent vraiment complètement et qu'elles vont chercher un peu les difficultés et les failles, notamment dans la parentalité. Et les équipes de l'ASE également, de l'aide sociale à l'enfance, puisque c'est souvent sur eux que ça retombe. Alors oui, pour votre abonnement, pour en revenir au PET-scan, mais c'était compris. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est par rapport à l'ORS. C'est très compliqué de stabiliser les chiffres parce qu'ils sont obligés. Alors, il faut que vous sachiez que l'ORS, l'Observatoire régional de la santé, est le seul actuellement national à être financé par la collectivité. Tous les autres sont financés par des universités. Et peut-être même qu'au national, puisqu'il y a eu une demande il y a quelques mois à l'Assemblée nationale où il a été demandé par le ministre Neuder, justement, un office national sur le registre des cancers. Il se peut qu'il y ait une loi qui en déboule. Enfin, je ne sais pas vraiment quelle sera la configuration de la nouvelle Assemblée et du gouvernement surtout. Donc, je ne sais pas s'il aura encore son portefeuille. Mais en tout cas, c'était un de ses objectifs d'avoir un registre national des cancers. Et peut-être que ça sera vraiment confié aux universités. Donc, effectivement, l'ORS a fait
à des chiffres, mais il faut qu'ils soient validés par le national. Donc j'espère qu'ils pourront être fournis prochainement. Et pour en revenir sur la femme, en tout cas, c'est la maladie cardiovasculaire qui est responsable, c'est la première cause de mortalité. Et pour le cancer, c'est le cancer du sein, d'où la campagne la Octobre Rose qui s'ouvre avec cette notion de prévention qui malheureusement en Corse, n'est pas très suivie. Et c'est vrai qu'on est très en deçà des résultats sur tous les dépistages, mais notamment le cancer du sein et les cancers colorectaux également. Pour Cathy, oui, évidemment, mais on a fait déjà un zonage. Nous, on a un propre zonage au niveau de la collectivité que l'on soumet l'ARS à un zonage. Et nous avons un zonage sur les zones rouges en déficit de médecins. Et on peut l'intégrer, mais c'est quelque chose qui est déjà en train de se faire avec l'ARS de manière naturelle. Parce que ce sont des zonages, l'équilibre est fragile. Hein. D'un coup, on bascule dans une zone où il y a trop de médecins, entre guillemets, et puis on peut vite, avec 2 départs à la retraite, retomber dans une zone de déficit médical. Donc on est vraiment très attentif à ce zonage, mais on peut inclure l'amendement, bien qu'il soit déjà inclus de fait dans notre règlement des aides et du zonage avec l'ARS. Ringraziabi. Allora, mette l'emendamento numero 1 di Chantal Pedinielli a Uodu. Voto contro, non partecipazione, astensione, voto approvo, all'unanimità, vi ringrazio. L'emendamento numero 1 portato da Cathy Cognetti Turchini. Voto contro, astensione, non partecipazione, voto a favore, all'unanimità di no. Allora, voto all'altro aborto, voto contro, astensione, non partecipazione, voto a favore, all'unanimità. Vi ringrazio. Allora, ma basta aborto. A Nanta, i flussi. Di trasporto aerei, ma Brigitte, principe Maura, vi lascio la piazza. Allora, ringraziabi cara vicepresidente. Allora, ci sono parecchi enti che escono dall'emiciclo perché chi so a un consiglio del Corsica, di compagnia regionale, cioè che lo stessi appena di mondo quantunque, e di una raccomandazione di un deontologo e ci sono parecchi enti, d'altronde, da Berele, che hanno chiamato per sapere ciò che lo Giulia fa, e normalmente esorte. Dunque, Daniele Antonini, Vanina Borromei, non c'è mica, ma un po' erede mica Buddha per ella, Maria-Hélène Casanova Servas di Zigour, Romain Colonna, Christelle Combette, Muriel Fagni, Don Joseph Luccioni, Chantal Pedinielli, Paul Quastana, Jean-Michel Savelli, Joseph Savelli, non c'è mica, François Sorba, Sainte-Vanne e Alex Vinciguer, non c'è mica di no, ma quelli Ganeso Brigura un po' mica utilizzare. Ecco. Dunque, siamo qui parenti per questa assente a presentazione di un rapporto. Allora, non so mica qual è chi l'ha da presentare, il presidente di l'esecudio. Vabbè. Saluto i rappresentanti di a Camera di Commercio che sono qui e parecchi operatori e attori. Dunque la parola è vostra quando volete. Madame la Présidente, donc un rapport
là encore important. On a voté tout à l'heure un rapport sur la Convention d'objectifs et de moyens organisant l'enseignement bilingue et immersif au sein du système éducatif. Nous avons ici un rapport qui touche, lui, à notre stratégie de développement touristique et économique que nous voulons résolument durable. Je ne reviendrai pas sur beaucoup de points que nous avons évoqués au moment de la présentation de ce dispositif, une présentation de ce dispositif qui a eu lieu il y a plus d'un an devant l'Assemblée de Corse et qui nous a conduit à voter le principe de ces contrats de concession de services de transport aérien à destination de la Corse, un principe que nous avons ensuite mis en œuvre de façon opérationnelle dans le cadre d'une procédure d'appel public à la concurrence qui se conclut aujourd'hui avec la proposition qui vous est faite par le Conseil exécutif de Corse d'attribuer, après examen de la commission compétente, 12 lots, 9 sur des vols domestiques, 3 sur des vols internationaux, à 2 compagnies qu'il est proposé de retenir comme attributaires, la compagnie Volotea pour les 9 vols domestiques et la compagnie Air Corsica pour les vols internationaux. Au seuil de mon propos, je voudrais rappeler que ce rapport s'inscrit aussi dans une vision globale de la desserte aérienne de la Corse. Je laisse de côté la desserte maritime, même si vous savez qu'en tant que territoire insulaire, nous avons à avoir une vision globale de cette desserte maritime aérienne et qu'au cœur de cette vision globale, nous souhaitons avoir le degré de maîtrise le plus large possible de nos choix stratégiques, ce qui passe notamment par la propriété des ports et aéroports ou encore par le processus de rattachement de la CCI de Corse qui conduira à la naissance et à l'entrée en vigueur opérationnelle de l'établissement public industriel de Corse qui permettra une gestion in-house de ces ports et aéroports. Donc nous avons une vision claire de ce que sont les principes fondamentaux à respecter pour un territoire insulaire qui souhaite avoir d'une part la maîtrise de ses portes d'entrée sur le territoire et d'autre part la maîtrise des flux qui contribuent à son économie et notamment, mais pas exclusivement, à son activité touristique qui a en Corse, vous le savez, une importance forte. Ceci étant précisé, je voudrais dire 2 mots de notre vision globale de la desserte aérienne de l'île, un système qui a vocation à reposer sur 2 piliers qu'il nous faut rendre complémentaires. D'un côté, le service public et de l'autre, la desserte libre. Je le dis parce que ce rapport ne concerne que la desserte libre, mais nous devons, pour reprendre une expression que nous utilisons souvent, avancer le mieux possible, le plus vite possible et avancer sur nos 2 jambes. Et un système de desserte aérienne qui correspond à nos intérêts fondamentaux, c'est un système qui réussit à combiner d'un côté un volet de service public de desserte aérienne qui correspond véritablement aux intérêts de la Corse et des Corses, et de l'autre, un système de desserte libre qui correspond lui aussi aux intérêts fondamentaux de la Corse et des Corses et qui s'inscrit dans une stratégie de développement économique et touristique durable dont je dirai quelques mots. Alors, sur les grandes masses, rappelez qu'aujourd'hui, je salue les représentants de la Chambre de commerce et d'industrie, futur établissement public industriel de Corse, notamment les responsables des structures aéroportuaires, M. Novelle et M. Poggi. 4 millions de passagers transportés par voie aérienne environ, 2 millions sur la DSP, 2 millions sur les grandes masses sur la desserte libre. La DSP, 4 aéroports, je ne dis pas 2 aéroports principaux et 2 aéroports secondaires, je dis 4 aéroports, Ajaccio, Bastille,
Calvi et Figari. Le bord à bord, Nice-Marseille et Orly, la destination Paris, avec, vous le savez, une desserte qui, historiquement, a été consentie dans le cadre d'une délégation de service public à Air Corsica, Compagnie de la Corse et des Corses, pour le bord à bord, et un groupement composé d'Air Corsica et de Air France pour la desserte de Paris. Un enjeu fondamental, c'est de maintenir cette DSP, son périmètre, un tarif résident qui répond aux besoins des Corses, et notamment aux besoins sanitaires, mais également aux besoins économiques, avec une desserte régulière et de qualité en termes de fréquence et de réponse à nos besoins fondamentaux, mais avec également une logique économique et sociale qu'il convient de préserver et de renforcer en inventant une équation ou en réinventant une équation, et notamment une équation budgétaire qui devient de plus en plus complexe. Quelques mots rapides. Nous sommes dans un système d'OSP fermé, ce qui veut dire qu'à partir de Marseille, Nice et Orly ne peuvent desservir la Corse que les délégataires de services publics. Tous les passagers transportés par les délégations, dans le cadre des délégations de services publics ne sont pas des résidents. Et donc, par exemple, sur Paris, mais pas seulement, une partie des passagers transportés hors tarif résident sont notamment des touristes et pour lesquels il faut réussir à offrir un prix du billet qui reste attractif et compétitif, tout en permettant aux compagnies délégataires d'équilibrer leur équation budgétaire générale. Dans cette équation budgétaire générale, il y a, vous le savez, la compensation qui intervient à travers la dotation de continuité territoriale, une dotation de continuité territoriale dont nous savons également qu'elle n'a plus été réévaluée depuis 2009, autrement dit, une enveloppe de dotation de continuité territoriale qui stagne durablement, tandis que tous les coûts liés au transport aérien s'envolent, notamment, bien sûr, suivent l'inflation, mais également des phénomènes comme l'augmentation du coût du carburant ou l'augmentation de la fiscalité écologique, pour ne parler que de l'aérien, avec une demande de notre part qui est plus que légitime, celle d'une réévaluation et ensuite d'une réindexation de la dotation de continuité territoriale, mais une demande dont nous avons du mal à garantir qu'elle sera structurellement prise en compte dans le contexte budgétaire que vous connaissez. Et donc ce premier volet, il est aujourd'hui remis en cause, non seulement par ces éléments, mais également par des éléments inhérents à la structure du transport aérien, et notamment le fait qu'un des co-délégataires historiques sur Paris, Air France, est en train, vous le savez, de quitter la plateforme d'Orly pour rapatrier la totalité de ses activités, à part la Corse, dans le cadre de la DSP actuelle, vers la plateforme de Charles de Gaulle. Et donc, il y a, dans ce contexte budgétaire, économique, stratégique, en pleine recomposition, bien évidemment, une réflexion de fond à mener dans le temps du contrat de DSP qui est en cours. Nous l'avons attribué, je vous le rappelle, jusqu'à la fin de l'année 2027, pour répondre aux besoins de la Corse et y répondre avec des moyens budgétaires qui risquent structurellement de ne pas évoluer, ou en tout cas de ne pas évoluer dans des proportions correspondant à l'augmentation des coûts, et également avec des enjeux sociaux importants, puisque la singularité de notre modèle, c'est que le délégataire principal exclusif sur Marseille et Nice, c'est Air Corsica. Le délégataire, dans le cadre d'un groupement dans lequel Air Corsica effectue la grande partie des vols sur Paris, c'est Air Corsica en groupement avec Air France. Et qu'aujourd'hui, il y a la nécessité pour ces compagnies de s'adapter à l'évolution de l'environnement aérien international, et notamment d'intégrer le fait que pour la première fois, pour la période 2024-2027, une compagnie low cost s'est positionnée dans le cadre des appels d'offres. Et donc, à l'évidence, il y a aujourd'hui à respecter, comme nous l'avons toujours fait, les règles de la commande publique dans le cadre de la DSP, mais pour les uns comme pour les autres, intégrer l'ensemble de ces données. Nous, en tant que collectivité
qui organise l'appel d'offres et les délégataires à réadapter leur stratégie. Et à ce propos, je le rappelle, Aircours a engagé un plan de transformation dans le respect, bien sûr, du dialogue avec les organisations syndicales, mais un plan de transformation qui vise aussi à permettre à cette compagnie de s'adapter aux nouvelles exigences d'un contexte français, européen et international de plus en plus contraignant. Donc il y a, pour nous, élus de la Corse, ce besoin de construire un volet service public à la fois compétitif et répondant aux besoins et intégrant également la dimension sociale. Et la dimension sociale, ce sont notamment les 800 salariés d'Aircours et leurs familles, mais également les 270 salariés d'Air France en Corse, qui sont des salariés d'Air France, mais qui sont des salariés qui concernent la Corse, les Corses et les élus de la Corse. Donc, ce premier volet, nous y travaillons activement pour permettre de continuer à assurer une délégation de service public satisfaisante par rapport à nos objectifs fondamentaux. Et puis il y a le deuxième volet, c'est celui du marché libre. Et vous le savez, grâce notamment à une politique attractive développée par l'Agence du tourisme et de la Corse, mais également par la CCI en tant que concessionnaire et exploitant des aéroports, bien on a un trafic hors service public qui s'est beaucoup développé, avec de nombreuses compagnies qui viennent en Corse, mais qui viennent en Corse avec une logique qui est la leur et qui n'est pas la nôtre. Et la logique qui est la leur, c'est d'aller, bien sûr, là où les conditions économiques sont, pour ces compagnies, les plus favorables. Et là, nous sommes renvoyés à une concurrence qui n'est pas une concurrence à armes égales, et pour plusieurs raisons. Première raison, elles sont structurelles et tiennent à ce que nous sommes une île, avec toutes les contraintes liées à l'insularité, mais il y a d'autres îles en Méditerranée, mais une île avec des volumes globaux de passagers qui rendent beaucoup plus difficile l'atteinte des effets de seuil. Autrement dit, par exemple, en Sardaigne ou en Sicile ou dans d'autres destinations concurrentes de la Corse en Méditerranée, on a des volumes beaucoup plus importants. Le fait que nous soyons un marché étroit montre quoi aujourd'hui et conduit à quoi? Vous le savez, il y a une offre souvent concurrentielle, notamment pendant la période estivale, mais un marché qui est étroit et qui conduit souvent un low cost à s'imposer sur telle ou telle destination par rapport aux autres. Et dès qu'il est seul, il revient dans une logique où les prix sont beaucoup moins attractifs et beaucoup moins intéressants. En sens inverse, nous n'avons pas suffisamment de volume d'activité pour être intéressants dans une logique purement capitalistique, notamment dans les arrière-saisons. Et donc cela conduit à renforcer les effets d'hypersaisonnalité de l'activité touristique avec des phénomènes que nous connaissons et qui sont des phénomènes négatifs, par exemple les logiques de surfréquentation et quelquefois de surtourisme avec un rejet social ou sociétal, des phénomènes d'embouteillage et puis des phénomènes aussi de dépendance à la saison. Dès lors que la saison est courte, un ou des événements inattendus peuvent bien sûr venir la perturber de façon significative. Et enfin, pour les professionnels du tourisme, qui sont nombreux en Corse et qui sont des travailleurs, il faut le rappeler aussi, parce que j'ai entendu certains commentaires, je vous avoue, y compris par rapport au travail que nous avons mené, que je trouve très surprenant. J'y reviendrai. Mais rappeler à ce stade que la singularité des métiers de l'hôtellerie et du tourisme en Corse, c'est d'abord, dans la plupart des cas, que l'outil de production est la propriété de familles corses, contrairement à ce qui est le cas dans toutes les régions touristiques. Deuxièmement, que l'emploi directement lié au tourisme, c'est aujourd'hui près de 35 000 personnes en Corse, et que les effets induits du tourisme sont très importants. Le constater, ça ne veut pas dire s'accommoder d'une économie qui irait vers la monoactivité ou une extrême prévalence du tourisme. Ça veut dire qu'il faut que nous fassions évoluer, me semble-t-il, et nous semble-t-il, l'activité touristique dans un sens qui soit cohérent
avec notre volonté de construire une économie diversifiée, articulée à une logique de développement durable. Et notamment pour arriver à ça, un des enjeux majeurs, et qui a toujours été identifié comme tel par tout le monde, c'est de réussir à désaisonnaliser l'activité touristique et à faire que plutôt que d'avoir des logiques de surfréquentation, notamment pendant les pointes estivales, nous réussissions à avoir une activité touristique étalée sur l'ensemble de l'année avec tous les mécanismes positifs qui accompagneront une telle évolution, notamment, bien évidemment, la possibilité pour les professionnels d'ouvrir à l'année, la réduction de la dépendance aux aléas d'une saison estivale qui peut être gâchée par des phénomènes extérieurs, la possibilité d'aller vers une offre de formation renforcée, c'est ce que nous faisons notamment, on en a parlé ce matin, à travers l'offre de formation dans les métiers du tourisme et de l'hôtellerie et par exemple aussi l'ouverture prochaine de l'école du tourisme et de l'hospitalité à Ajaccio en partenariat avec la CCI et un certain nombre d'acteurs institutionnels et rendre attractifs, y compris les métiers du tourisme, notamment pour les jeunes Corses. Et donc, pour amorcer la pompe de cette spirale vertueuse qui a vocation à profiter, je le rappelle aussi, à tous les territoires de l'île. On ne parle pas d'un tourisme concentré sur le littoral. On parle d'un tourisme qui, à l'année, permet de toucher une clientèle à haute valeur ajoutée, qui est intéressée par le tourisme culturel, qui est intéressée par le tourisme patrimonial, qui est intéressée par le tourisme de l'intérieur, qui est intéressée par la consommation de produits agricoles de qualité dans le cadre de circuits courts de distribution, etc., etc. Donc c'est ça que nous devons essayer de construire, et la condition nécessaire, certes non suffisante, mais nécessaire pour arriver à ça, c'est que nous ayons des touristes toute l'année. Et actuellement, les contraintes structurelles qui pèsent sur nous ne permettent pas d'obtenir ce flux. Alors, avec le regard de la CCI, avec l'analyse des acteurs du tourisme, nous avons essayé de regarder si les dispositifs existants dans le cadre du droit positif traditionnel permettaient de répondre à notre attente. Il y a, je le rappelle brièvement, 3 catégories de dispositifs. D'abord, il y a les aides d'État, celles autorisées par les règles européennes, dont la Commission européenne dit elle-même, je la cite, « Le bilan de qualité a également souligné la nécessité de clarifier les règles énoncées dans les lignes directrices relatives au secteur de l'aviation. À cet égard, l'expérience a montré que certaines dispositions clés ont été rarement utilisées en pratique et cet état de fait, je cite toujours, soulève les questions sur la pertinence de ces règles pour réaliser les objectifs de connectivité visés. » Ça veut dire que la Commission elle-même fait le bilan de ce que son dispositif actuel en matière d'aide d'État ne permet pas de soutenir de façon efficace l'activité là où spontanément elle n'existe pas. Donc le dispositif traditionnel d'aide d'État ne permet pas de répondre à nos besoins. Le deuxième dispositif de soutien traditionnel, c'est le soutien financier dans le cadre des principes d'opérateurs avisés en économie de marché. Ce sont des sortes d'avances remboursables qui sont consenties notamment par les exploitants d'aéroports pour, en quelque sorte, appâter et faire venir les compagnies low cost. Sauf que de ce côté-là, par exemple par rapport aux SARD, nous sommes dans une situation très défavorable dans la mesure où les remises ou les avances qui peuvent être consenties sont très inférieures à celles qui sont consenties par les opérateurs SARD. Et puis surtout, le dispositif est là encore trop faible par rapport aux difficultés structurelles qui sont les nôtres. Et le troisième dispositif, vous l'avez peut-être lu dans les journaux, c'est en fait de contourner la règle à travers des contrats négociés de gré à gré, où on fait semblant de vouloir accompagner sur le terrain du marketing les compagnies low cost, mais très souvent, lorsqu'il y a contestation de ces aides, elles sont requalifiées en aides d'État et donnent lieu à des condamnations. Avec remboursement, vous avez vu récemment à Carcassonne, Ryanair qui a été condamné à rembourser les sommes qui avaient été versées 15 ou 20 ans après. Un dernier mot, c'est que lorsque vous faites ça, déjà souvent,
ça n'est pas efficace, mais surtout vous êtes dépendant parce que ensuite les compagnies low cost, elles font monter les enchères entre celles et ceux qui leur donnent le plus possible, et notamment elles vont vers ceux qui donnent le plus d'argent. Et nous n'avons pas les moyens de suivre cette course en avant. Donc on a constaté que les dispositifs existants ne répondaient pas à notre problématique. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de réfléchir, on a sollicité les services de la CCI, et je les salue et les remercie. On a sollicité les services de la collectivité de Corse, l'ATC, on a interrogé l'ensemble des acteurs du tourisme, et on a créé un dispositif qui est un dispositif sans équivalent jusqu'à aujourd'hui en Europe. Un dispositif qui est simple, qui consiste à dire nous ne sommes pas dans une aide d'État, nous ne sommes pas dans une aide, un accompagnement marketing, nous ne sommes pas dans une ristourne en forme d'avance remboursable. Nous, qui sommes-nous? Nous sommes un territoire insulaire qui a besoin de touristes l'été. Ils viennent spontanément. Et qui a besoin de touristes l'hiver, ils ne viennent pas pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Donc nous allons acheter des flux de touristes à travers des contrats de concession qui sont de véritables marchés publics. Nous identifions un besoin, nous fixons des objectifs et nous disons aux opérateurs « Faites-nous une proposition dans le cadre des règles de la commande publique pour nous dire si vous pouvez répondre au cahier des charges que nous avons fixé. » Et leur réponse, eh bien, nous rémunérons leur activité à travers un prix qui est versé par la collectivité de Corse. Donc le mécanisme, j'allais dire, quelqu'un, un professeur du tourisme a dit l'autre jour, c'est pas moi qui le dis, et ça ne s'adressait pas à moi, ça s'adressait à ceux qui l'ont conçu, c'est génial. Le génie, c'est souvent d'être simple en droit. Effectivement, personne n'y a pensé avant, sauf que c'est très efficace, on va le voir, et c'est totalement compatible, à notre avis, avec les règles du droit européen. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a construit le dispositif, on a dit on va faire un appel d'offres. On n'a pas voulu le faire seul. Nous étions en discussion avec le gouvernement, notamment pour les questions constitutionnelles. Nous avons dit voilà ce que nous voulons faire, voilà pourquoi nous voulons le faire. Qu'en pensez-vous? Dans un premier temps, la discussion elle a été serrée, et puis la DGAC, qui est l'autorité de référence, Direction générale de l'aviation civile, elle a dit écoutez, nous, c'est curieux, c'est innovant, il n'y a pas d'exemple ailleurs. Engagez le dispositif en temps masqué, puisqu'on disait quand même, nous, il y a urgence, et puis on vous répondra. On a engagé, on a continué à discuter, on a senti qu'il y avait des réticences. On a senti qu'il y avait des réticences, parce que c'est un dispositif qui risque, s'il est repris ailleurs, effectivement, de bouleverser un certain nombre d'équilibres entre les opérateurs. Mais on ne nous a jamais dit non. Et par contre, on ne nous a pas dit oui. Et on a senti, chemin faisant, pas du côté, je le dis, de nos interlocuteurs politiques, mais plutôt de la technostructure administrative et éventuellement peut-être d'un certain nombre d'opérateurs économiques, une forme de frilosité, mais qui n'a jamais été formulée. Et donc, à un moment donné, et notamment il y a quelques mois, on nous a dit demandez à la Commission européenne si elle est d'accord à travers une prénotification. Donc nous avons répondu non, on ne va pas faire une prénotification parce que la prénotification, elle se fait en matière d'aide d'État. Et nous, précisément, nous considérons que nous ne sommes pas dans un régime d'aide d'État. Nous ne voulons pas faire ça. Lorsqu'on a vu que nous n'arrivions pas à obtenir une réponse positive claire, nous avons proposé au gouvernement de saisir le Conseil d'État pour avis. On l'a fait pour la révision constitutionnelle. Nous avons dit, nous avons confiance en notre analyse, et je dis au passage, les analyses, ce n'est pas seulement les services de l'ATC, les services de la collectivité, les services de la CCI. Chacune des trois entités s'est assuré le concours d'un cabinet d'avocats international spécialisé en droit des transports. Donc on a vraiment blindé juridiquement notre analyse. Et donc, on a dit, interrogeons le Conseil d'État.
Et là, on nous a dit non, parce que c'est un problème de droit européen, et le Conseil d'État, franchement, l'argument ne résiste pas à l'examen, il y a des avocats, enfin ils ne sont pas dans la salle, mais dans l'hémicycle, mais il y a des juristes, le Conseil d'État, il est aussi juge de la conformité d'une disposition au droit européen, puisque le droit européen est applicable en droit national. Toujours est-il que le temps passé, et puis est venu en plus s'installer l'instabilité politique que vous connaissez. Et pendant ce temps, nous avions engagé les appels d'offres. Et en plus, donc on avait, je le rappelle, 36 lots prévus. Et un des objectifs majeurs du dispositif global, c'est d'ouvrir des lignes internationales. Mais on est soumis aux réponses qui sont données. Alors, il y a eu souvent des réponses, mais vous l'avez vu à travers les travaux de la commission d'appel d'offres, il y a des lots qui ont été déclarés infructueux. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu de réponse, ça veut dire que notre cahier des charges était sans doute mal construit ou doit être mieux construit. Et c'est ce que nous allons faire. Mais ça veut dire aussi que lorsque nous avons lancé la procédure, nous nous sommes rendus compte que notre produit juridique rencontrait l'adhésion des compagnies aériennes, puisque sur plusieurs destinations, nous avons eu des réponses, y compris de gros opérateurs. Et donc, il y a une validation. Et dernier point, en fin d'été, on est retourné, début mois de septembre, on est retourné à Paris pour une réunion que nous voulions conclusive. Nous, on a dit, écoutez, maintenant, on arrive à un moment où les offres risquent d'être frappées de caducité. On a besoin d'engager le dispositif, et ce d'autant mieux que l'engager aujourd'hui, c'est permettre ensuite, parce qu'il y a, vous le savez, hein, la phase de commercialisation, notamment pour les vols internationaux, etc. Si on ne fait rien, on va perdre encore une année. Et surtout, j'ai dit, mais on va perdre une année, pourquoi? J'ai dit, parce que si vous êtes d'accord, il n'y a plus de problème. Si demain, vous deviez nous dire, nous ne sommes pas d'accord, nous ne serions pas d'accord, nous, avec votre analyse, puisque nous sommes persuadés que nous sommes en thèse avec le droit. Donc, ce que j'ai dit au ministre Rebsamen et aux fonctionnaires qui participaient à la réunion, c'est que nous allions aller, sous réserve de la validation de l'Assemblée de Corse, eh bien, au bout de la procédure et attribuer, ou proposer d'attribuer les 12 lots qui vous sont soumis aujourd'hui. Alors, un mot sur les risques éventuels ou les inconvénients et les avantages. Sur les risques éventuels, aujourd'hui, je ne peux pas, et je le dis, vous garantir à 1000% que ce dispositif ne sera pas contesté, puisque par définition, il est innovant. Donc il n'y a pas de jurisprudence. Il y a simplement, je dirais, l'analyse concordante et convergente eh bien, de 3 cabinets spécialisés et, on va dire, un nihil obstat, une absence d'opposition de la part de l'État. Mais j'ai envie de vous dire, même si l'État avait été d'accord, ça ne nous aurait pas prémunis d'une éventuelle interrogation a posteriori de la Commission européenne, ou ça ne nous aurait pas prémunis du recours d'une compagnie tiers. Donc de certitude absolue, on ne peut pas en avoir. Par contre, nous sommes certains que nos avocats, 3 cabinets d'avocats et nos services nous disent qu'on est dans les clous. Donc, pourquoi est-ce que je propose, au nom du Conseil exécutif, à l'Assemblée de Corse d'avancer? Parce que les gains que nous escomptons et qui découleront de cette décision, ils sont infiniment supérieurs au risque encouru, qui est un risque minime. En attribuant, si vous décidez de le faire, nous mettons en œuvre ce dispositif sur 12 lignes. Nous répondons, vous le savez, à une attente forte des acteurs, pas seulement les professionnels du tourisme, toutes celles et tous ceux qui vont bénéficier aussi de ce début d'une activité touristique et économique dans des périodes où il n'y a aucun touriste en Corse. Puisque vous l'avez vu, l'idée c'est d'amener 250 000 personnes la première année, pour l'essentiel, en avant et en après-saison. Qui peut faire un recours? Compagnie tiers, les attributaires ont été seuls à soumissionner, donc personne n'a d'intérêt pour agir. La Commission européenne, en toute hypothèse,
elle nous interrogera, mais elle ne peut le faire qu'a posteriori. Donc, par définition, pour savoir ce que pense la Commission européenne, il faut que nous prenions la décision. Reste l'État. Moi, je n'ai pas de garantie aujourd'hui de l'État. Je ne sais pas, elle ne m'a pas dit non, elle ne m'a pas dit oui. Je ne pense pas qu'il s'opposera à un mécanisme qui est à l'évidence sécurisé juridiquement et qui est vertueux économiquement et socialement. Si demain, il y a un recours, on sera toujours à temps d'aviser. L'important, c'est que nous puissions avancer. Pourquoi? Et je termine. Il y a un problème de crédibilité de la procédure, y compris vis-à-vis des compagnies, qui se sont positionnées et qui attendent cela. Il y a un problème vis-à-vis des acteurs du territoire. Il y a la nécessité d'amorcer la pompe et d'engager cette spirale que nous pensons vertueuse. Vous l'avez vu, à travers des études convergentes, le coût en année pleine, le prix que nous allons payer pour ces contrats de concession, c'est 2,5 millions d'euros entre les 12 lignes, pour un retour attendu direct dans l'économie corse de 100 millions d'euros, pour 12 millions d'euros de TVA, pour 2,5 à 3 millions d'euros de recettes pour la collectivité de Corse. Il n'y a pas aujourd'hui, pour une collectivité, d'investissement qui soit plus rentable pour les citoyens et l'économie qu'elle défend et qu'elle représente. 2,5 millions d'euros d'un côté, 100 millions de l'autre, avec tous les enjeux que vous connaissez. Alors, peut-être qu'il y aura un recours, ou peut-être pas. Mais nous sommes aussi, et vous me l'avez dit souvent, des élus politiques. Moi, j'essaie d'avoir une cohérence. Je vous ai toujours dit que je ne prendrai pas le risque, notamment en matière de délégation de services publics, de faire des choses qui coûteraient cher à la collectivité de Corse aujourd'hui ou demain, et donc aux Corses. Et je reste sur cette philosophie. Mais là, le coût théorique, hypothétique, y compris si demain on devait perdre une instance, il est minime. Il est la nécessité pour les compagnies retenues de rembourser ce que nous leur aurions versé. Et le bénéfice attendu, il est énorme. Il est énorme pourquoi? Il est énorme parce que, je regardais tout à l'heure, ça veut dire que si vous décidez d'attribuer, eh bien, à partir des destinations, en janvier, en février, vous aurez des touristes qui pourront venir pour 75 € ou 46 € ou 38 €, ce qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui, y compris dans des lignes où il y a une desserte, mais une desserte qui n'est là que l'été. Et nous ne payons rien pour les compagnies, pour les touristes qui viennent l'été à un moment où il y a des flux. Nous générons un flux là où il n'existe pas et où il ne pourra pas exister. Et nous l'achetons à travers un contrat qui met en concurrence et qui laisse également les autres compagnies libres d'ouvrir et de faire des lignes sur les destinations. Et c'est très important de le rappeler. Donc il n'y a pas d'atteinte à la concurrence. Et donc, je termine en disant, je comprends mal les critiques que j'ai entendues, notamment à la radio sur ce dispositif. Moi, vous savez, je ne souhaite pas une économie de la Corse qui soit organisée à titre exclusif autour du tourisme. Je souhaite une économie, je crois, comme beaucoup ici, diversifiée, une économie qui crée de la richesse et un système global qui répartit cette richesse. Mais il faut partir aussi de l'existant et l'améliorer. Moi, aujourd'hui, en générant ce flux, eh bien, vous n'allez pas perturber la vie économique, sociale, sociétale des Corses, des villages et des villes du littoral pendant l'hiver. Au contraire, vous allez la renforcer. Vous allez lui permettre d'avoir une dimension qu'elle n'a pas aujourd'hui. Vous allez permettre à l'agriculteur du Niol ou de Chinarc, eh bien, dans un circuit court, de distribuer une part de sa production qu'aujourd'hui il n'écoule pas. Donc j'avoue que je suis un peu... on a l'impression, ça fait 30 ans qu'on se bat, d'autres avant nous, pour dire qu'il faut désaisonnaliser l'activité touristique, et maintenant qu'on trouve un dispositif qui nous permet de le faire à moindre coût, avec un retour sur investissement sans équivalent,
il y a quelques personnes qui nous critiquent encore. Donc moi, ça, je ne le comprends pas. Je pense qu'il faut y aller. En plus, je rappelle, y compris en termes d'écologie, on n'achète pas des vols, on achète des flux. C'est-à-dire qu'on ne fait pas voler des avions dont on n'a pas besoin. Donc, en termes d'empreinte carbone, ça aussi, c'est important. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est j'ai essayé de vous donner l'ensemble des éléments qui nous conduisent à proposer ce dispositif. On amorce la pompe. Certains disaient, quand on présentait, oui, mais est-ce que les hôteliers vont jouer le jeu? Est-ce qu'ils vont ouvrir? C'est l'œuf et la poule. C'est sûr que vous ne pouvez pas ouvrir si vous n'avez pas de touristes. Et puis si demain on fait venir des touristes et qu'ils ne peuvent pas aller dans un gîte rural, dans un hôtel ou dans un camping, c'est sûr qu'ils ne vont pas revenir. Mais on a le droit quand même d'être optimiste une fois, même quand on est corse. On peut se dire qu'on va marcher tous ensemble, que ceux qui ont la charge de faire venir des touristes vont les faire venir à un prix attractif et que quand ils vont venir, ils vont trouver un accueil de qualité et que les hôteliers et les professionnels du tourisme vont jouer le jeu et qu'ils vont recruter des jeunes Corses et qu'on va aller vers le CDI saisonnier et qu'on va avoir une activité qui va jouer son rôle de locomotive pour tout le reste. Et en tout cas, moi, ce pari, qui est un pari de Pascal, si ça ne marche pas, on n'a rien perdu. Et comme le dit souvent Maître Spadone en matière de droit immobilier, si on gagne, on a tout gagné. Ringrazio Biogio Presidente per questa presentazione. Allora, abbiamo un rapporto di Asedenat, di avvine di giornata, dunque avviso Busidiu e di Commissione di Evinenze. Avis favorable aussi. Allora, una domenica sottallotti l'avviso di Usesec. Bon, abbiamo di tutto l'articolo, di tutta maniera, tutto il rapporto la vede. Il y a une prise d'acte du CESEC relativement aux concessions. Allora, quale chi vuole pia parola? Allora, prima Charlotte Terreghi e dopo Georges Mella. Merci Madame la Présidente. L'achat de flux aériens ont pour but d'élargir, de renforcer et d'annualiser les liaisons aériennes. En ce sens, cette première opération va permettre de mettre en marche une nouvelle dynamique en matière de transport voulue par cette Assemblée. Avec 12 lignes attribuées, c'est un début. Avoir des échanges toute l'année avec d'autres régions et d'autres pays est une avancée majeure pour notre île. Son économie, son tourisme, sa culture, etc. La liste peut être longue. Dans un avion, il n'y a pas que des touristes, il peut y avoir aussi des chefs d'entreprise d'ailleurs. On ne pouvait pas se contenter d'un système de gré à gré qui est un système vulnérable, voire superficiel. L'achat de flux est un système innovant et comme toute chose innovante, elle pose question. Et c'est normal. Elle pourra même entraîner des discussions, voire créer des litiges. Mais il ne faudra pas en démordre. Il y a là la volonté profonde de changer le cours des choses et j'irai même jusqu'à vous faire un clin d'œil, Madame la Présidente. Si en l'an 2000, il y avait eu des perspectives en matière de transport, on serait aujourd'hui dans la réalisation d'un futur possible. Nous espérons vivement que les lots infructueux seront relancés et permettront un élargissement des échanges aériens. En tout état de cause, voilà un bon début, un très bon début, et nous applaudissons des deux mains le travail fait à ce sujet par cette Assemblée en collaboration étroite avec la CCI de Corse, les professionnels du tourisme et l'ATC. Ringraziami. Altre domande di parola? Georges, scusami. Georges Mella.
Oui, merci Madame la Présidente. Avant toute chose, je me dois de positionner ce rapport dans son contexte. Nous parlons de ces concessions liées aux achats de flux depuis bientôt 3 années. Elles devaient être effectives pour 2024, puis pour la saison été 2025, et aujourd'hui, on s'oriente vers une mise en œuvre rapide, soit novembre 2025. En octobre 2024, nous avions déjà fait remarquer que les délais n'étaient pas respectés, qu'on avait le sentiment d'être dans une impasse avec la collectivité de Corse qui renvoyait ses échecs de mise en place à la DGAC. Il était question d'avoir 10 lignes. 6 lignes internationales, Suisse, Belgique, Allemagne, Angleterre, Rome et Milan, et 4 lignes intérieures, Bordeaux, Nantes, Strasbourg et Toulouse. Ce rapport attribue 12 lots, 3 lignes à l'international vers Rome et Bruxelles et 9 intérieurs vers Strasbourg, Nantes et Bordeaux. 9 le sont à Volotea, 3 à Air Corsica. Il y avait 36 lots, vous l'avez dit, Monsieur le Président, qui étaient prévus. On a donc atteint un tiers de l'objectif. Cependant, aux autres lots jugés infructueux, il est juste indiqué qu'ils pourront être relancés. En termes financiers, cela coûterait à la collectivité de Corse 2,5 millions d'euros par an, qui sont censés être compensés à 88% par une augmentation des recettes de la taxe de transport. Pratiquant des prix élevés sans contrevenir au contrat. Or, ce qui détermine le choix d'une destination, ce n'est pas seulement l'existence d'une liaison, c'est le prix affiché, la lisibilité et la compétitivité perçue. Toujours sur le prix, vous comprendrez bien que je m'interroge de voir qu'il est anormalement élevé sur Figare, représentant le principal bassin touristique de l'île. Je ne m'explique pas une telle différence, alors que c'est le seul aéroport de Corse à afficher plus 5% sur route, toutes lignes confondues, et 4% sur ses
sans discrimination entre opérateurs, tout en garantissant les recettes publiques, même si nous savons qu'elles représentent 35 millions d'euros sur le budget annuel de la collectivité de Corse. La quatrième réserve, nous sommes sceptiques sur le niveau de retombées que vous espérez. Mon collègue Jean-Michel Savé, il l'a soulevé en commission des finances, de même que Marie-Thérèse Mariotte en commission de développement. 418 millions d'euros nous semblent ambitieux, tout comme les 7 millions auxquels je faisais référence sur les nuitées sur les 4 années. Le rapport produit par l'ATC tient-il compte du fait que la clientèle drainée le sera principalement sur les week-ends, obligeant les établissements hôteliers à rester ouverts toute la semaine pour un afflux seulement les week-ends, avec tout ce que cela peut imaginer en termes de... Avant ces appels d'offres, il y avait 3 ou 4 compagnies qui opéraient sur la moyenne et haute saison. Avez-vous intégré le fait qu'il puisse y avoir un retrait de certaines de ces compagnies qui étaient déjà sur ces lignes-là? Et enfin, dernière remarque, aux réserves et interrogations, la validité juridique. Tout est-il bordé au niveau des instances européennes et de la DGAC? Vous avez donné une partie de la réponse dans votre intervention. Ces doutes étant dissipés, la philosophie qui nous est proposée aujourd'hui s'entend. En somme, reste la question de fond. Comment allons-nous mesurer demain l'efficacité de ce dispositif? Uniquement au titre du nombre de personnes transportées? À son impact concret sur la compétitivité de la destination corse? À l'accessibilité réelle pour nos clientèles? Ou à l'allongement de la saison pour notre économie touristique que nous appelons de tous nos vœux et déjà depuis bien longtemps? Monsieur le Président, vous le voyez, nous partageons la finalité. Nous voulons, comme vous, une Corse accessible et attractive toute l'année. Mais il est indispensable que cette ambition se traduise par une stratégie plus globale, articulée autour de 3 conditions claires. Une transparence et un suivi précis des effets sur le prix des billets, une combinaison plus large d'outils incluant la modulation de la taxe de transport, une articulation forte avec une politique de l'offre touristique et de marketing de destination. Car à la fin, ce n'est pas la subvention qui fait la destination, c'est l'équilibre entre l'offre, le prix et l'attractivité perçue. Et c'est sur ce terrain que la Corse doit se donner les moyens d'agir. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres interventions? Non? Alors, Paul-Félix Benedetti, et ensuite Jean-Christophe Angelini. Se satisfaire de la volonté de chercher à étaler la saison touristique pour que l'inertie de nos investissements structurants trouve preneur et qu'on ait une possibilité d'engranger des retombées économiques naturelles par la venue de touristes sur ces saisons mortes. Le projet initial est ambitieux. Il a cherché des liaisons internationales qui auraient pu nous amener un tourisme à bonne valeur ajoutée. Aujourd'hui, on va se recentrer sur des liaisons franco-corse essentiellement, avec 2 petites lignes annexes sur Rome et Bruxelles. Bon, c'est quelque chose de décevant. Maintenant, on ne peut pas reprocher de ne pas avoir vu des candidats répondre opportunément à un besoin qui probablement pour eux était inopportun. Bon. C'est la réalité du monde économique. Mais moi, ce qui me gêne sur ce modèle, c'est qu'on continue à se tourner, je dirais, vers la clientèle française, qui globalement n'est pas celle qui est attendue pour un tourisme de qualité. La Corse se portait bien au niveau touristique lorsqu'elle était fréquentée par des Allemands, par des Italiens.
Et c'était encore mieux quand il y avait quelques Anglais. Ça, c'était les bonnes époques, les années 80-90. Il n'y avait pas beaucoup de touristes, mais les hôteliers ne se plaignaient pas. Il y avait moins d'hôteliers, il y avait beaucoup moins de lits disponibles. Il y avait un système économique qui était probablement plus vertueux et qui était beaucoup plus professionnel. On ne s'en rendait pas compte à ce moment-là, mais c'était la réalité. L'offre était centrée sur des professionnels. Il n'y avait pas les locations sauvages, il n'y avait pas, comme on a aujourd'hui, plusieurs dizaines de milliers de logements ouverts de manière complètement sauvage à un tourisme, je dirais, qui est défaillant et qui est globalement néfaste à l'économie interne de la Corse. Faire des liaisons internes sur un système franco-corse, sur des systèmes, je rejoins ce qu'a dit Georges, qui va être, je dirais, sur des week-ends longs, ça va renforcer les logiques extra-professionnelles. Ça va favoriser les Airbnb. C'est quelque chose qui ne va pas être favorable à un professionnel. Moi, je vois mal mon frère ouvrir un hôtel pour 2 jours et ensuite le refermer pour 4 jours. Ou de l'ouvrir parce qu'il va lui arriver un flux de 10 touristes. Donc la logique aujourd'hui, je veux dire, la perfection elle n'existe pas. Mais l'effort qu'il y a à faire, ce n'est pas d'étaler la saison aujourd'hui, c'est qu'il y ait une saison. Aujourd'hui, le mois de juillet n'est plus un mois de pointe. Cette année, le mois de juillet a été catastrophique. Même si les flux de présence de personnes en Corse sont dans la stabilité. Mais les flux économiques des échanges, que ce soit dans les hôtels, dans les restaurants ou dans les magasins, ils ne sont pas bons. Ça veut dire qu'on n'a pas adapté notre zone, je dirais, de recherche de clients à nos besoins. Ce qui pourtant est fait par les autres régions touristiques, qui arrivent à créer un équilibre. Ensuite, ce qui me contrarie, moi, c'est que la compagnie corse n'a répondu que marginalement. Alors, bien entendu, si elle avait répondu ultra positivement, on aurait pu penser qu'il y avait là aussi une manœuvre, une astuce pour donner des fonds et qu'on reste en haut en régie de transport sans chercher à s'ouvrir. Mais l'effort, il est marginal. Répondre à 3 lots, nous laisser sur le carreau des destinations que les conseils qui a visé, qui avaient permis de créer un appel d'offres sur des destinations, comme par exemple Londres et Genève, ou Munich, n'ait pas trouvé preneur. Dans ce cas-là, le preneur expérimental aurait dû être la compagnie Air Corsica. C'est sûr qu'elle n'a pas les avions, mais elle aurait pu trouver les moyens de lui permettre de cautionner des affrètements et voire des achats. À un moment donné, la stratégie, elle impose des règles et la création d'engagements économiques à la hauteur des enjeux. Et ce qui est contrariant, par contre, c'est qu'il n'y ait qu'une seule offre, autre qu'Air Corsica, c'est Volotea, et qu'on lui crée une rente de situation. On lui crée aujourd'hui une plateforme de stabilisation économique en Corse qui va nous détruire demain. Et moi, ça me dérange. Moi, je vois venir la patate sur les prochaines DSP. On ne pourra pas tout le temps avoir, je dirais, des accords à la marge. Là, on fait rentrer le loup dans la bergerie. Et on connaît la fin de l'histoire. Donc ça ne me convient pas du tout. C'est un appel d'offres aujourd'hui qui donne un monopole de destination franco-corse à une compagnie qui l'a déjà fait, qui va le faire au même prix qu'elle pratique ailleurs, mais en plus en l'aidant. Donc on va lui donner une capacité d'action économique indisponible en cash sur les prochains appels d'offres qui vont venir dans pas trop longtemps et qui nous porteront des maux de tête assez
conséquent. Pour cela que moi j'approuve la démarche dans sa globalité, mais aujourd'hui la finalité de ce qu'on veut voter, moi je ne le partage pas du tout, pour les raisons que je vous ai expliquées, et que dans ces conditions, nous nous abstiendrons. Jean-Christophe Angelini. Merci Madame la Présidente. Attention au quorum. Le fait qu'on ait demandé à nos collègues, et c'est normal, membres du conseil de surveillance, nous met un peu en fragilité. Alors pas pour maintenant, mais on vous fait confiance. Je vous rassure tout de suite, évidemment. J'y ai pensé J'imagine. ex-ante, pendant et après. J'y penserai. Ouais. Il n'y a pas de souci. Au moment du vote. Au moment du vote. Il Bon. n'y a pas de souci, on a le quorum, parce que ceux qui sont ici, c'est simple, hein, pour que tout le monde soit au clair, pour éviter toute ambiguïté. Nous sommes 63 dans cette assemblée et il y a combien de personnes qui sont sorties ? 14. Donc 63 moins 14, les présents plus les mandats, nous avons le quorum. On est sûr du coup. Nous serons à 49. Déjà qu'on est fragile, Voilà. d'après ce que vous disiez. Non, de ce point de vue. Qu'on n'en rajoute pas. Il n'y a pas de souci. Bien. Et je le disais, vous l'avez compris, dans l'intérêt de la délibération, qu'on va voter. Mes amis me disaient, pour une fois qu'on vote pour, il ne manquerait plus que ça capote. Blague à part. Plusieurs choses. Bon, Paul Félix développe une analyse de fond, dirons-nous, notamment sur la question des moyens de transport et des compagnies, entre guillemets, délégataires au terme de la procédure d'achat de flux qui a été initiée. D'abord, remercier celles et ceux qui ont travaillé au sein de l'exécutif, au sein de l'Assemblée et de ses services, bien sûr de la Chambre de commerce, dont nous saluons les efforts à travers ceux qui ce soir la représentent. Et effectivement, c'est quelque chose qui a été initié il y a quelque temps, qui maintenant, je dirais, entre en voie d'opérationnalité et s'apprête, en tous les cas on l'espère vivement, à produire ses pleins effets. C'est aussi l'occasion, pour le dire très vite, d'aborder des sujets qui, dans l'hémicycle comme ailleurs, méritent leur place. On a eu ces derniers temps, Georges a dit des choses, Paul Félix également, on est un peu avec d'autres ici à divers titres originaires de la même région. On a eu ces derniers temps un certain nombre de débats sur le port, qui nous a renvoyé aux visions touristiques des uns et des autres, plus près de nous sur l'eau, sans préjuger des chiffres, des tendances ou des faits avancés par les uns et les autres. C'est une évidence qu'on a aujourd'hui un débat sur le type de tourisme, et comme souvent dans ce pays, on aime bien être extrêmement manichéen. On a d'un côté les vertueux, les nobles d'esprit, qui plaident pour la sobriété, l'élégance dans le geste, la modération dans l'accueil, etc. Et bien sûr, les spéculateurs et leurs amis qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on lave à grande eau les bateaux, les ports, les voitures et le reste du monde dans une approche dispendieuse, entre guillemets, et peu, dirons-nous, économe. C'est un doux euphémisme. Et puis après, les réseaux s'en mêlent. Et puis après, la vox populi. Et puis ensuite, on installe dans un pays qui en connaît déjà beaucoup des clivages qui, à notre sens, n'apporteraient un débat d'idées et dans un monde normal n'auraient pas lieu d'être. Ce matin, on parlait de bois. Le conseiller Julien Pauline, il n'y a pas de souci, il peut ne pas être là, et je le regrette un peu, nous répond, mais on verra quand on révisera le PADUC, et qui est pour des projections démographiques échevelées, pour une surconsommation d'espace, pour une artificialisation des sols, et tiravante toc, quel que soit le sujet, on a déjà la conclusion. C'est un peu comme on parlait du foot à l'époque, on disait c'est quoi? Ben, c'est 11 contre 11, et à la fin c'est les Allemands qui gagnent. Quand on parle du tourisme maintenant, c'est un peu la même chose. Quoi qu'il en soit, et quel que soit le point d'entrée dans le débat, on a une conclusion qui est plus ou moins la même. Moi, je pense qu'à la faveur de ce débat, il faudrait peut-être qu'on essaie collectivement de prendre un peu de hauteur, parce que si je m'en tiens, non pas ce que nous développons nous,
et qui peut ne pas être juste, hein, on est dans un débat démocratique et on peut y compris avoir tort, mais qui nous paraît pertinent. De ce point de vue-là, nous, on est enclin à soutenir ce qui est proposé. Donc je dirais, sans être trop taquin, que la balle est peut-être dans le camp de la majorité, qui doit sortir, me semble-t-il, et je ne parle pas pour la présidente de la TC ou pour d'autres dont je lis, mais pour un certain nombre d'autres, d'une forme de schizophrénie. On ne peut pas dire on attend 420 millions d'euros de retombées, ce qui me paraît excessif, 7 millions de nuitées, dont je ne vois pas comment vous les caractérisez, et en même temps plaider pour un certain type de tourisme qui, me semble-t-il, au regard des moyens que vous déployez et que l'on soutient, s'éloigne considérablement. Vous êtes dans un objectif, pardonnez-moi de vous le dire, qui convient, me semble-t-il, à une grande partie de l'opposition. Et peut-être pas à une grande partie de la majorité, mais ce n'est pas à nous de le dire, on n'en est pas les porte-paroles. Loin s'en faut. Donc, travailler sur les ailes de saison, annualiser les flux aériens, désaisonnaliser l'activité touristique, permettre l'accès à l'île à des conditions de tarifs et de fréquences qui soient rationnelles, compétitives et dans ce qu'est le marché désormais mondialisé de l'économie touristique. Ouvrir le ciel à des compagnies qui, dans le strict respect d'un certain nombre de prérogatives, pourront desservir notre île comme elles le font pour toutes les îles du monde, sans que ça gêne le périmètre du service public en son principe, ni même les compagnies historiquement délégataires. Sont quelques-uns des objectifs auxquels on adhère pleinement. Donc, l'enjeu aujourd'hui, nonobstant la fragilité intrinsèque du rapport qui ne vous est pas imputable et dont on espère, pour être tout à fait honnête, qu'elle sera dépassée et pour tout dire abandonnée, et que la délibération unanime ou presque qui sera consacrée pourra prospérer. Se pose au fond la question des transports, même si elle rejoint de très près la question du fond, étant quand même la question des moyens, encore et toujours la question du modèle. Alors, 3 idées rapides. La Chambre, et il faut de nouveau la saluer, était à l'origine, en 2018 ou 2019, je crois, du rapport commandé à Goodwill Management, qui concluait à un surcoût structurel de l'ordre, me semble-t-il, de 20 à 25% en incluant le coût du logement, le coût de la desserte, etc. Des efforts sont déployés, que l'on reconnaît, mais qui ne peuvent, en l'état, corriger cette anomalie structurelle. 2, on a un certain nombre de sujets pendants. À chaque fois que l'occasion nous est donnée d'en parler, on le fait très volontiers. Et là, je rejoins pour partie l'argumentaire de Paul Félix, la question du paratourisme. Et en creux, celle des retombées réelles de l'économie touristique dans l'économie corse et dans l'écosystème pris au sens large, local. Bon, on sait tous que l'on assiste à une prolifération, non pas simplement des résidences secondaires, mais de leur commercialisation dans des conditions parfois sauvages, contre les intérêts fondamentaux de l'économie réelle et du secteur marchand. On peut craindre effectivement, sans garde-fou ni cadre, que pareilles mesures ne viennent accentuer une tendance qui est déjà et structurellement à l'œuvre. Troisièmement, se pose en creux, on n'en parlera pas aujourd'hui, la question du PADUC, qui est en cours de révision, nous dit-on, et qui, je le répète, dans ses livrets, posait une vision touristique que l'on partageait pour l'essentiel. Je rappelle que notre groupe, n'en déplaise à certains, et en dépit de réserves maintes fois réitérées, a voté pour le document, parce qu'on estimait qu'il fallait à l'époque une écriture du territoire et poser une vision dans un pays qui, depuis 20 ou 30 ans, n'en avait pas. Et il était favorable à un certain nombre de préceptes liés à l'économie touristique qui, depuis lors, me semble-t-il, ont pour partie été abandonnés. Alors, sur le sujet technique qui nous occupe, quelques remarques supplémentaires. La première, Georges l'a un peu dit, et ça saute aux yeux quand on lit le rapport, il y a ce sujet de déconnexion, le terme est un peu fort, mais j'en trouve pas d'autre, entre les aéroports
privilégier, entre guillemets, et ce qui relève de bassins touristiques, et notamment des plus fréquentés. Bon, on voit bien qu'aujourd'hui, les choses s'organisent autour d'Ajaccio et Bastia, quand Calvi et Figres ne sont pas au rendez-vous dans les proportions escomptées. Ça pose une difficulté qu'on peut résoudre, mais ça pose une difficulté. Deuxième ordre d'idée, on voit bien qu'aujourd'hui, en annualisant ce trafic, en achetant non pas des vols au sens strict, mais du flux, on engage financièrement parlant, et là c'est à votre actif, une responsabilité financière de la collectivité qui n'est pas exorbitante. D'autant moins, même si je ne partage pas les chiffres du président du conseil exécutif, ce ne sera pas 2,5 millions pour 100 millions. Ça, c'est des ratios, mes amis, qui n'existent même pas au pays de Candie. So folle. Mais ce n'est pas à moi de le dire, ni à vous. Ce sont les faits qui, dans leur âpreté, le démontreront ou pas. Mais je vous mets au défi, et rendez-vous dans quelques années, de mettre en miroir l'argent public investi, et tant mieux dans cette opération, et les retombées réelles, l'effet levier de la subvention, entre guillemets, ou de la somme engagée dans l'écosystème. Donc, je pense qu'on a intérêt, même si on a quelques difficultés, c'est normal, à les évaluer à ce stade, à être au plus près des retombées et à se dire que notre économie touristique, elle a quand même un problème. Moi, je suis partisan d'une économie touristique régulée, pondérée, assumée. Je ne suis pas persuadé, et je crois qu'on en sera d'accord, que nous ayons vocation à accueillir plus de 3 millions de touristes chaque année pour que ce soit le cas. Peut-être peut-on réfléchir à des effets de seuil, à des optimums, à des conditions posées qui permettent à isopérimètre, voire à moins, de générer davantage de valeur. C'est un des grands enjeux, parce qu'après tout, le problème, ce n'est pas d'accueillir toujours plus de monde, c'est d'organiser des retombées économiques et fiscales sur le territoire qui soient de plus en plus profitables. Donc on aura l'occasion d'en reparler, mais au moment où on décide ensemble, je l'espère, d'activer ce mécanisme, autant intégrer aussi cette dimension-là. Jusqu'à quel point, quelles limites fixons-nous à l'exercice dès lors qu'on décide collectivement de l'initier? Je termine sur une idée, en espérant ne pas avoir été trop long. On va voter, on va accompagner le mouvement. Ce sont des réserves, vous l'aurez compris, constructives, qui portent autant sur notre vision partagée de l'économie touristique que sur le moyen particulier que vous nous proposez pour repenser le modèle. Je ne vois pas de dichotomie à ce stade entre ce qui pourrait être proposé par les uns ou les autres et ce que l'on défend nous-mêmes. Mais je pense, pour terminer, qu'à l'aune des débats récents, et notamment de ceux qui ont agité notre territoire particulier, c'est aussi l'occasion de voir un peu plus loin et d'imaginer un futur touristique, pour reprendre les termes de la présidente, en termes et sur le plan de la prospective, qui soit assumé en un mot et qui donne à notre île une ouverture réelle sur le champ des possibles, parce que nous y croyons et que nous sommes persuadés que c'est là une des grandes clés de l'avenir économique de la Corse. Je vous remercie. Merci. Nadine Nivadjoni. En deux mots, le débat autour de la saison touristique a eu lieu de très nombreuses fois dans cet hémicycle, et les arguments, c'est toujours à peu près les mêmes. Autour de l'étalement de la saison, du coût du billet, de l'attractivité des territoires et de la disparité justement par rapport à cette attractivité en fonction des zones. Moi, je voudrais juste insister sur les avantages. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les jeunes ne vont pas vers ces métiers? Une des raisons qui est avancée chaque fois, c'est le fait qu'il s'agisse de métiers saisonniers. On est passé en quelques années d'une saison de 3 mois à une saison de 5 mois, à une saison aujourd'hui de 7 mois dans certaines zones touristiques. Je prends le cas de l'extrême sud ou de la Balagne, ou de Bastia, ou même d'Ajaccio,
et pourra être à peu près entre 4 et 5 mois dans le Niol ou à Ghisone et à Tsonz. Donc, on était encore dans quelque chose qui était aléatoire d'un point de vue de l'emploi, parce qu'il restait 5 mois à peu près à combler. Aujourd'hui, s'il y a cet étalement de la saison qui pourrait aller jusqu'à passer de 7 mois à peut-être 10 mois, ça change complètement la donne d'un point de vue de l'employabilité. C'est-à-dire que les gens avec leur congé arrivent à une activité annuelle. Donc, nous pourrions, et nous le souhaitons, avoir des changements par rapport sur les aspects sociaux et en matière de ressources humaines. Donc, pour nous, c'est une avancée qui peut être notable. Ça, c'est un des éléments qui pourrait changer la donne. Le second élément, c'est que la mer, à ces périodes de l'année, est peut-être un petit peu moins attractive. La très haute montagne serait destinée à des montagnards chevronnés. Donc il y aurait peut-être d'autres territoires de Corse qui ont des atouts patrimoniaux, gastronomiques, culturels, qui sont dotés de quelques établissements, eux aussi, d'accueil, d'hébergement, et qui pourraient tirer leur épingle du jeu, et on pourrait à ce moment-là avoir un étalement non pas seulement saisonnier, mais même territorial. Évidemment qu'il y a à ce moment-là à concevoir, à développer davantage la production agricole. Il faut la repenser aussi, ça va obligatoirement de pair. Si on veut nourrir ces bouches supplémentaires pendant cette longue saison qui se rapprocherait peut-être des 10 mois sur certains territoires. Donc il y a à penser les produits d'animation, d'activité à vendre, parce qu'évidemment, et là c'est la même chose, on passe, je prends le cas de Bonivade, que tout le monde connaît, ou de Calvi, on passe d'une hyperactivité en termes de quelques jours à une ville morte. Donc, entre les deux, il y a quelque chose à produire, et je crois que ça peut l'être, à condition qu'on réfléchisse aussi à des produits culturels, à des produits patrimoniaux qui permettraient à avoir une vie mieux étalée, mieux lissée sur toute l'année. Ce sont, selon moi, des éléments qui peuvent être tangibles rapidement si quelques centaines de touristes au même moment étaient encore sur notre île pendant ces périodes appelées les ailes de la saison. Je vous remercie. D'autres interventions? Oui. Oui, merci Présidente. Président, je poursuis le débat de Nadine Nivagioni. Je pense qu'on est sur un sujet qui n'est pas que technique, même s'il y a des déclinaisons techniques et économiques importantes, on est sur un sujet politique et stratégique très important. Je trouve que le rapport qui nous a été présenté était à la hauteur des enjeux, totalement à la hauteur des enjeux. Je n'ai pas vu dans le rapport de débat manichéen, de débat schizophrène. Ça vaut d'ailleurs pour d'autres sujets qu'a évoqué Jean-Christophe. C'est un débat sur la vision que nous pouvons avoir les uns et les autres dans notre groupe du type de développement pour la Corse. Je crois que c'est ça, et que sur des visions qui peuvent ne pas être communes ou pas totalement partagées, il y a effectivement des arguments qui doivent être donnés, et cela ne veut pas dire qu'on réduit le débat à des questions même d'inégalité territoriale. Je le dis avec franchise, également, je ne pense pas qu'on ait intérêt, dans un débat de cette nature, d'instiller l'idée qu'il y aurait des territoires de la Corse qui ont été cités, qui seraient exclus par rapport au modèle de développement que nous voulons. L'Assemblée de Corse
la majorité territoriale a une vision de l'intérêt général et du développement de notre territoire qui est homogène. Il peut y avoir effectivement, dans la mise en application, il peut y avoir à certains moments, dans certaines étapes, il peut y avoir des décalages. Mais l'idée qui serait portée de dire que la majorité territoriale ou l'Assemblée de Corse, quand elle va se prononcerait en faveur de certains territoires contre d'autres, pour moi, m'est quasiment insupportable, sans être manichéen et sans être schizophrène. Le rapport du président a situé, je crois, les enjeux. Il a situé l'équation complexe devant laquelle nous nous trouvons et que nécessairement, je crois que Georges a repris ce terme, je pense, qui avait été donné par le président, on est dans un moment où il faut être quelque part, il faut avoir du génie, pour inventer, repenser un modèle. Et quand on repense un modèle, et quand on veut inventer de nouveaux paradigmes, y compris, il faut se poser la question sur la conception que nous avons des touristes. On ne peut pas dire aujourd'hui que les touristes anglais, les touristes allemands que nous avons vécus dans les années 70 auraient les mêmes réactions dans ce monde qui est complètement modifié. Aujourd'hui, nous avons un monde qui a complètement évolué, un tourisme qui a complètement évolué, et je pense que tous les touristes, tous ceux qui ont envie d'un territoire attractif et que nous devons rendre attractif, sont les bienvenus et vont être bien accueillis. Donc on est dans ce moment, je pense, où la collectivité, l'Assemblée, est amenée à prendre une décision politique importante, décisive. Ça ne veut pas dire qu'elle est définitive. Ça veut dire, comme le dit Jean-Christophe, comme l'a dit aussi Georges, il y aura des évaluations à faire, il y aura des étapes à franchir. Indiscutablement, il va falloir, sur chacun des points, être attentif à ce que nous disons. Parce que le rapport le précise de manière très bien, il y a des risques. Il y a des risques de procédure, il y a des risques également sur les suites d'un choix politique que nous allons faire, même si évidemment aujourd'hui nous avions visé 36 opérateurs, 36 lignes, on ne se trouve que devant 12 lignes, mais je pense qu'on franchit une étape essentielle qui ne peut que produire des avantages. On est donc dans cette situation, et moi je me réjouis, au-delà des débats où on se pique un petit peu, je me réjouis quand même d'entendre que malgré des réserves, malgré des critiques, l'ensemble des groupes sentent très bien qu'on a un tournant sur la maîtrise des flux, sur la maîtrise de la gestion touristique, avec toutes les incidences sur les politiques de développement durable, tout ce que nous avons dit jusqu'à présent. Donc on est dans ce moment-là. Moi, je pense que nous devons tous converger vers le même but, en sachant qu'il y aura des correctifs à apporter, des rectificatifs à apporter, mais nous sommes dans un choix qui, tel qu'il nous est proposé, nous devons tirer ensemble des avantages et des enseignements positifs. Voilà, merci. Merci. D'autres interventions? Non. Donc, je me tourne vers l'exécutif. Je passe la parole à la présidente de l'ATC. Merci, Madame la Présidente. Donc, merci à vous tous pour toutes vos interventions. Et avant de répondre un peu plus précisément aux réserves ou aux critiques constructives, je voulais quand même apporter un petit peu de complément d'information aux propos de Nadine Nivadjone et de Jean-Paul Panzagne concernant le dossier que l'on présente aujourd'hui, qui est en fait... même si plusieurs, je dirais, thèmes ont été abordés ici dans l'hémicycle qui ne concernaient pas particulièrement ce dossier, mais c'est la raison pour laquelle ils sont abordés aussi, c'est que cet achat de flux, en tout cas
Aujourd'hui, nous ne votons pas l'achat de flux puisque nous avons déjà voté ce dispositif par 2 fois ici, on l'a adopté par 2 fois à l'unanimité dans cette Assemblée, mais ce rapport vise à demander à l'Assemblée de Corse d'approuver le choix des contractants proposés pour l'exécution des contrats de concession de services de transport aérien à destination de la Corse et le contenu de ces contrats relatifs à plusieurs lots. Mais pour autant, il était important, et c'est normal, qu'on inscrive ce rapport dans cette vision globale que nous avons tous ici de l'achat de flux et qu'on l'intègre évidemment cette vision globale en tenant compte de la délégation de services publics, de tous les thèmes que vous avez abordés, mais je me reconcentrerai sur ce rapport qui lui parle plutôt du marché libre. Donc avant toute chose et avant de revenir sur certains propos, je voulais quand même souligner la qualité exceptionnelle de ce dossier parce qu'il est issu d'une collaboration plus qu'étroite et plus qu'ancienne entre les services de l'Agence de tourisme de la Corse, les services de la Chambre de commerce et d'industrie de la Corse et les équipes de la collectivité de Corse. Beaucoup sont ici dans l'Assemblée aujourd'hui parmi nous, donc je tiens vraiment à les féliciter parce que chacun y a apporté sa vision, ses compétences et son investissement, car l'ampleur et l'importance de ce projet sont apparus comme une évidence. Il était important pour nous de mener à terme cette réalisation collective qui a su dépasser les chapelles, dépasser aussi les lourdeurs et tout ça au service de la Corse, évidemment, et de son économie. Donc c'est un dispositif qui est présenté, et ce dispositif d'achat de flux, on voit bien aujourd'hui que le fait de pouvoir voter l'attribution des lots, eh bien, ça donne corps à l'un de nos objectifs prioritaires, celui de la déconcentration du tourisme dans le temps. Et il en est aujourd'hui, ce rapport, l'incarnation, l'une des incarnations, en tout cas, les plus concrètes. Donc, les marges de progression du tourisme corse se situent, chacun le sait, et vous l'avez rappelé, en dehors de la saison estivale et pour de nombreuses raisons. Notre île a une capacité d'accueil réduite, notamment en termes d'infrastructures et de services. Le seuil d'acceptabilité n'est pas clairement établi, mais nous connaissons l'ampleur du pic estival tous, avec une population plus que doublée aux alentours de la mi-août et avec 400 000 visiteurs, dans ce presque 400 000 visiteurs, 378 000 pour être plus précis cette année, donc sur ce pic du 14 août. Donc il s'agit d'un pic à aplanir. D'autre part, le marché touristique que nous visons, c'est la clientèle européenne, comme vous le disiez, à forte valeur ajoutée. Et ce marché touristique, il est en attente d'un tourisme différent, un tourisme qui correspond justement à nos ambitions, un tourisme durable, fondé sur l'identité et la qualité de l'expérience. Ce tourisme, on le sait, il puise son essence dans le hors-saison parce que pour nous, il est important de sortir de l'hypersaisonnalité et c'est bien un enjeu stratégique pour le développement économique et social de la Corse. Donc, on le sait, la Corse, elle est déjà en pointe sur ce segment. La semaine dernière, je voulais faire une petite aparté. La semaine dernière, nous avons reçu une récompense qui couronne des dizaines d'années d'efforts. Nous avons obtenu le niveau or du label Green Destinations et sommes devenus la première île de Méditerranée à être ainsi distinguée. Donc, les services de l'ATC ont préparé et préparent depuis 2 ans notre candidature et ils ont pu briller devant un jury exigeant et en mettant en avant toutes nos actions concrètes en matière de politique publique, en matière de politique de durabilité, de préservation des ressources et d'équilibre des flux. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, l'attribution de 12 lots dans le cadre du contrat de concession de services de transport aérien vient s'inscrire dans la continuité de ce travail pour un tourisme durable. Il s'agit d'un premier pas essentiel dans l'objectif de déconcentration du tourisme, puisque dès le 1er novembre, des vols seront opérés vers les 4 aéroports, pas seulement les 2, il y a 4 aéroports en Corse. Les 4 aéroports, et comme le précisait le Président, il n'y en a pas des principaux et des secondaires. Donc Ajaccio, Bastia, Calvi et Figaro, et à partir de
de territoire dont nous savons qu'il constitue un vivier de visiteurs important. Donc nous le savons pourquoi? Nous le savons parce que l'agence travaille en concertation étroite avec les acteurs de la filière et parce que nous disposons d'outils statistiques fiables, je rentrerai dans le détail un peu plus tout à l'heure puisqu'il est encore tôt, qui permettent d'identifier les intentions de voyage vers la Corse tout au long de l'année à partir des 4 coins du monde. Donc le projet est vertueux, il a à de nombreux égards parce qu'il soutient l'annualisation de l'économie de manière directe. Il va permettre aux entreprises à vocation touristique, comme vous l'avez rappelé, qui ouvrent et emploient des salariés à l'année, de mieux rentabiliser leurs efforts. Donc évidemment, nous avons pris la tâche pour parler des professionnels et on se demandait ici dans l'hémicycle qui pouvait ouvrir l'hiver. Eh bien, il y en a de nombreux qui sont ouverts l'hiver et qui travaillent à l'année. Nous avons pris la tâche de ces professionnels et nous avons pris aussi la tâche directement avec eux via les offices de tourisme pour leur demander d'être prêts à accueillir les premiers visiteurs, proposer des hébergements à prix attractifs, garantir l'accès à la mobilité et offrir des expériences et loisirs de qualité adaptées à l'automne et à l'hiver. Donc le rôle des offices de tourisme sera déterminant dans la réussite de cette opération et les équipes de l'agence de tourisme de la Corse vont aussi les rencontrer ce lundi à Corté puisqu'une réunion est prévue à l'issue du vote ce soir de l'Assemblée. Comme en témoigne aussi l'article du Corse Matin d'hier, les professionnels du territoire nous ont unanimement fait part de leur satisfaction et beaucoup se sont engagés à préparer des offres novatrices pour convaincre les visiteurs de vivre cette nouvelle expérience, la Corse en novembre, la Corse en décembre, la Corse autrement, la Corse plus sereinement. Donc l'ATC en concertation avec Atout France pour que tout le monde soit rassuré élabore actuellement un plan de communication et de marketing ambitieux pour que les habitants des différentes régions concernées soient informés de ces nouvelles liaisons et de l'occasion unique qu'elles représentent pour découvrir la Corse autrement. Donc le dispositif qu'on présente ce jour, comme vous l'avez entendu, il est progressif. On espère accueillir pour commencer 14 000 voyageurs en novembre et en décembre 2025. Il a une vocation à monter en puissance, comme le précisait le président tout à l'heure, au fil des mois et à structurer durablement une fréquentation répartie sur l'année. Et à l'horizon, évidemment, de fin de contrat, ce sont près d'1 million de visiteurs qui auront été transportés sur ces lignes. Donc au-delà du volume, c'est la qualité et la répartition des flux qui importent, en cohérence avec nos orientations et aussi avec notre PADUC. Par ailleurs, une relance ciblée des lots infructueux, puisque ça faisait partie, et je préciserai ça tout à l'heure, ça faisait partie des questionnements et des petits reproches. Donc, une relance ciblée des lots infructueux sera engagée rapidement en priorisant des liaisons à fort potentiel hors saison, en lien avec nos partenaires et les compagnies intéressées. Le Genève et le Londres feront ainsi l'objet d'une attention particulière très rapidement. Donc, je ne vais pas être plus longue pour le résumé de toutes les interventions et du bien fondé de ce rapport. Pour répondre un peu plus précisément sur l'inquiétude sur les tarifs proposés par les compagnies aériennes, le prix du billet, vous dire que le caractère innovant du dispositif a été source, et le rappeler, d'un intense débat juridique sur l'encadrement des tarifs, afin de respecter à la fois le règlement 1008-2008 que le code de la commande publique sur les contrats de concession, donc un règlement du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 qui établit des règles communes pour l'exploitation des services aériens dans la communauté, prévoit la liberté de prestation des services communautaires, y compris la liberté tarifaire pour les compagnies. C'est ce qui différencie de la délégation de services publics. Il était donc nécessaire que le dispositif concessif ne méconnaisse en rien le principe de liberté tarifaire et n'impose justement pas d'encadrement strict des tarifs, puisqu'il a donc été prévu le mécanisme suivant. Les tarifs du service ne pourront pas excéder un certain prix, et vous avez vu que les prix de lancement sont très bas. Le président les a précisés tout à l'heure, pour les liaisons domestiques et aussi pour les liaisons internationales. Donc un certain prix plafonné par vol et par passager. Les tarifs du service correspondent au prix des billets offerts sur le sens aller de la liaison, toute option, supplément, frais de taxes inclus.
Donc, les compagnies proposées à l'attribution ont répondu très favorablement sur ce point et ont indiqué une tarification moyenne conforme à leur stratégie commerciale, puisqu'il a été également précisé dans leur stratégie d'exploitation les conditions de leur politique tarifaire et leurs offres promotionnelles. Donc, à noter enfin aussi que si les concessionnaires ne respectent pas leur engagement de tarifs garantis, eh bien, des pénalités leur seront appliquées. Concernant l'inquiétude de Georges Mel sur le benchmarking, bien évidemment que nous avons comparé les destinations et les dispositifs. Donc vous avez dans les annexes, évidemment, toutes les précisions, mais pour un résumé, on a comparé la Corse, la Sardaigne, la Sicile, les Baléares et les Canaries, selon des critères très précis, l'objectif, le type d'aide de calcul, les montants, les publics, les compagnies ciblées, la durée, la base juridique, les forces, les faiblesses, les opportunités. Je vous ferai grâce de relire tout le tableau, mais en revanche, les services de l'Agence du tourisme de la Corse ou de la collectivité de Corse et même ceux de la CCI, si vous voulez, on peut organiser un rendez-vous et une réunion pour entrer un peu plus dans le détail de ces comparatifs. Concernant une interrogation de Georges Mel et de Jean-Christophe Angelini sur la méthodologie utilisée pour calculer les potentielles retombées économiques du dispositif d'achat de flux aériens, moi j'aimais beaucoup Candie quand j'étais jeune, mais ce n'est pas le pays de Candie, pas du tout. L'Agence de tourisme de la Corse, la collectivité de Corse, la CCI, on n'est pas tellement dans le pays de Candie, dommage, ça nous ferait du bien de temps en temps, mais vous dire que les calculs reposent principalement sur 3 enquêtes, des enquêtes sérieuses, de référence. L'enquête aux frontières, qui permet de simuler l'évolution des flux aériens par nationalité, et les enquêtes visiteurs 2022 et 2023 qui fournissent les montants moyens journaliers qui sont dépensés, ainsi que la structure des dépenses par poste, telles l'hébergement, la restauration, l'agroalimentaire, les activités de loisirs, etc. Donc les hypothèses intègrent également un coût, le coût de la location de voitures avec le prix moyen journalier, ainsi que les différents barèmes fiscaux qui sont applicables à la Corse, la TVA différenciée selon les postes, la taxe sur le transport public, la taxe de séjour et la taxe additionnelle, puisqu'on a des chiffres précis comme 4,57 € pour la taxe sur le transport public. Donc un point de vigilance concerne l'évolution du mix d'hébergement, puisque marqué par la montée en puissance du locatif au détriment de l'hôtellerie, vous l'avez souligné, ce qui devra être pris en compte dans les actualisations à venir, on l'entend bien. Et enfin, une durée moyenne de séjour conservatrice de 6 nuitées par passager a été retenue pour homogénéiser les projections pluriannuelles. Aujourd'hui, on peut dire que c'est très précis, 250 000 passagers, c'est juste 10% du flux actuel, et le poids du PIB tourisme, c'est 40% de 10 milliards, donc 100 millions ne semble pas incohérent, ça semble plutôt même cohérent, sachant que je vous fais grâce à moins que vous vouliez que je vous résume toutes les annexes, mais je pense que je vous vois déjà tous un peu fatigués à cette heure-ci. Mais en revanche, ça a été, vous avez dans les annexes les méthodes, hypothèses et sources mobilisées, donc plus de 8 points de source qui concernent l'INSEE, les dépenses et structures, les locations de voitures, la TVA, la taxe sur les transports, la taxe de séjour et les récentes évolutions, ce que je vous disais tout à l'heure. Concernant aussi les études, nous avons pu voir et nous avons un tableau très précis dans les annexes des évolutions totales du trafic année après année, cumul de passagers, nuitées, dépenses hors transport, dépenses location, toutes les dépenses, évidemment, vous les retrouvez dans les annexes. Un plan d'action
a été préparé par l'Agence du tourisme de la Corse depuis plusieurs semaines, en collaboration, comme je vous le disais tout à l'heure, avec Atout France. Donc le démarrage d'une campagne dans tous les pays qui est prévu dès le mois d'octobre, si on accorde ce soir un vote à la majorité. Donc des professionnels et les offices du tourisme qui voudront s'associer à cette campagne seront évidemment bienvenus, puisqu'il y aura un plan média, des newsletters ciblés. On va habiller les différents sites en valeur des dispositifs et des offres qui vont correspondre, et un aspect digital qui sera aussi fondamental, puisqu'on va diffuser des annonces en ligne auprès des personnes qui vivent à proximité des villes et des capitales européennes concernées. Donc avec un travail préparatoire de la TC avec les professionnels forts pour qu'on puisse répondre à Paul Félix Benedetti qui s'inquiétait sur les professionnels en capacité de pouvoir accueillir les flux touristiques. Donc tout d'abord un constat. Tous les acteurs du tourisme que nous avons approchés ces dernières semaines ont accueilli la nouvelle avec beaucoup d'intérêt, et c'est vrai que ça a été le terme employé par eux, les différents organismes et syndicats du tourisme qui étaient représentés lors de la réunion, que c'était un dispositif génial et qu'ils adhéraient totalement. Donc tout le monde s'est félicité des perspectives ouvertes par ce dispositif, et notamment ceux qui étaient ouverts à l'année, qui vont essayer d'apporter une impulsion et aider les autres à venir sur les ailes des saisons et ouvrir ensuite après sur les 10 mois et 12 mois. Donc un contact qui a été pris, comme je vous disais, avec les offices du tourisme pour demander de travailler avec les professionnels de leur secteur, donc avec des élaborations d'offres financièrement intéressantes pour qu'on puisse organiser tout ça. Eh bien, une rencontre est prévue, comme je vous le disais, le 6 octobre, donc très rapidement, et avec les professionnels aussi, puisqu'on les a rencontrés pour leur faire part de ce projet, je vous l'ai précisé tout à l'heure. Donc, une capacité journalière, en tout cas actuellement, pour le préciser, pour pas qu'on se dise mais si on n'arrive pas à monter des produits, si on n'arrive pas à les accueillir, on sait déjà aujourd'hui qu'on a une capacité journalière existante dans des différents bassins insulaires desservis par les 4 aéroports qui montrent que les flux aériens prévus sont largement absorbables par la capacité de l'hébergement marchand que nous avons actuellement, l'hôtellerie et résidence de tourisme. Donc voilà, juste vous dire que oui, 24 lots, 12 lots sur 36 donc sont en capacité d'être attribués dès aujourd'hui. 12 autres lots ont fait l'objet d'offres initiales par d'autres compagnies. Donc, malgré l'intérêt, c'était pour revenir sur la remarque sur l'international, donc malgré l'intérêt porté par ces deux compagnies, par les destinations notamment au départ de Londres, Genève et Toulouse, elles n'ont finalement pas déposé d'offre finale et ces lots sont restés infructueux comme vous le savez, mais des négociations ont permis d'identifier les réserves de ces compagnies sur ces destinations ou les difficultés qu'elles ont pu rencontrer, et notamment une absence pour certaines de flexibilité suffisante. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais en attendant, l'analyse de ces premières attributions a permis au service de la collectivité de Corse, en lien avec la TC et la CCIC, d'envisager la relance de ces lots infructueux et d'étudier potentiellement d'autres destinations. Donc, dans ce cadre, la CCI de Corse et les aéroports apportent une expertise de reconnue, puisque en tant qu'acteur de terrain, il dispose d'une vision fine et de l'ensemble des données de trafic et de tendance qui permettent de cibler les itinéraires à fort potentiel. Donc, on sait déjà que les lots attribués se situent déjà parmi les routes les plus recherchées, évidemment les routes hors délégation de service public. Quant aux itinéraires restés sans preneur, on sait qu'ils conservent aussi tout leur potentiel. Il apparaît donc cohérent de les relancer à la marge près, en ajustant le cahier des charges à la lumière de l'expérience acquise et en s'appuyant sur l'analyse détaillée des données collectées par la CCI et par les aéroports. Donc, évidemment, nous sommes prêts à travailler tous ensemble, comme vous l'avez suggéré, et je parle
peut-être un peu, je m'avance au nom de la CCI et au nom de la collectivité de Corse, des services de l'ATC, mais je pense que je peux m'avancer parce que nous sommes ravis de porter ce rapport et puis de continuer à travailler dans ce sens avec vous tous. Donc on se tient à votre disposition et je pense que tout a déjà été dit, mais je voudrais conclure en disant que ce dispositif d'achat de flux, c'est un investissement d'avenir. Il renforce, on le sait, notre connectivité, il renforce le soutien à l'emploi qui peut devenir pérenne, on améliore l'équilibre territorial, on consolide aussi notre positionnement de destination méditerranéenne de référence en matière de tourisme durable. D'avancer tous ensemble, on ne peut que s'en féliciter avec exigence et détermination. Et je vous remercie de votre confiance et nous vous remercions de la confiance que vous porterez à ce projet qui est un projet plus qu'innovant, un projet révolutionnaire. Merci, Madame la Présidente. Donc, on va mettre au vote ce rapport. Voilà, je vous confirme que nous avons le quorum, il n'y a aucun souci. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, Corinne Frontet s'abstient. Qui ne participe pas au vote? Qui est pour? Donc, les autres sont pour. Donc, le rapport est adopté. Bien. Il nous reste... Alors, je vais d'abord vous demander d'accorder une dérogation au régime ordinaire du temps de travail, parce qu'on a dépassé les horaires pour le personnel du secrétariat général mobilisé sur cette session. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Bien. L'ordre du jour d'aujourd'hui est épuisé. Nous avons un point demain matin avec les présidents de groupe. Je souhaiterais, si vous pouvez être là à 9h15, ça serait bien. Comme ça, on commence à 9h30. Il faudrait qu'on décide quelle position on va tenir concernant les tags relatifs insultants à l'endroit du cardinal. Là, il est un peu tard. Et on en parlera demain matin. Je pense que là, il est un peu tard pour le faire. Je voudrais vous faire aussi une communication plus personnelle. Ce n'est pas terminé. Merci. Merci. Donc, une communication plus personnelle. Vous informer du départ de Lesia Sargentini, qui est derrière moi, de mon cabinet, donc la directrice de cabinet, qui est avec moi depuis 3 ans et demi. Elle va rejoindre, dans le cadre de la réorganisation de l'administration, la délégation générale à la langue, l'Europe, la Méditerranée, l'international et la valorisation institutionnelle, dont elle devient la déléguée générale. J'en suis très heureuse pour elle. Je tenais publiquement à la remercier pour son investissement pendant 3 ans et demi à mes côtés, dans des contextes parfois très difficiles, directeur de cabinet et directrice de cabinet, parce que je sais qu'elle y tient. C'est quand même un investissement de tous les jours, de toutes les heures, tard le soir, tôt le matin. Voilà, je tenais à la remercier, vraiment, Lesia, sincèrement, pour cet investissement sans faille et son aide précieuse. Moi, je suis sûre, je suis ravie pour elle et pour la collectivité, parce que je suis sûre qu'elle pourra valoriser ses nombreuses compétences et surtout son savoir-faire, ses savoir-faire au pluriel et son savoir-être dans le développement de nos coopérations, notamment internationales, le développement pour la langue aussi, nous en avons parlé tout à l'heure, et puis elle nous permettra donc de faire rayonner notre collectivité bien dans le reste du monde. Voilà. Merci beaucoup, les ringraziati assai per udo drawai. Ringraziati. Ecco, e mu gonpiu, bon, se bo volete ne vemo un altro, oh babà. A domani mattina, 9h30. Beh, poi domani 9h15. Eh beh, qui.
in Bizzaona. Non, mais demain matin, au café à Vizzavone. Allez, bonne notte.